À la découverte de PériDESA. Création de PériDESA. PériDESA a été fondée par Eric Domb né à Uccle dans la périphérie de Bruxelles le 11 novembre 1960. Son père est chirurgien et sa mère est historienne de l'art. PériDESA est situé dans un lieu à haute valeur historique situé à Cambron, c'est l'abbé de Clairvaux, le futur Saint-Bernard de l'ordre des cisterciens qui fonda l'abbaye de Cambron il y a 9 siècles. Mais à partir du XVIe siècle c'est le début de la fin à cause de l'arrivée des jeux de pouvoir qui symbolisent le virage vers le luxe. En 1892, est créé un petit parc d'attractions du nom de Cambron Park qui ne connaîtra pas le succès. C'est 10 ans plus tard qu'Éric Domb devient propriétaire du domaine. C'est en 1993 que les fondateurs du parc Paradisio prennent possession de ces lieux chargés d'histoire. En 2003, la rénovation de la crypte remportera le prix Caius aux fondateurs de Paradisio pour sa contribution en faveur de la conservation du patrimoine wallon. Avant PériDESA, le parc s'appelait Paradisio. Il a été ouvert en 1994 et renommé PériDESA en 2010. 1992 au détour d'un chemin un destin s'accomplit. En novembre 1992 qu'Éric Domb reconvertit dans le conseil financier. À la demande du beau-père de sa secrétaire, il se rend au domaine de Cambron. Le jour de l'ouverture, Yann Morceau et Stéphane Patswal intègrent le projet en travaillant sur le développement de Paradisio qui ne fonctionnait pas à son ouverture dans un premier temps puis PériDESA dans un second. Yann Morceau, le directeur financier et Stéphane Patswal ancien directeur zoologique et actuellement curateur des collections ethnographiques, ont tous les deux participé à la construction du parc et à son ouverture catastrophique. En économisant, ils ont permis au parc de devenir ce qu'il est aujourd'hui, à marche forcée. Selon Eric Domb, le parc Paradisio n'était qu'une esquisse, qui devait s'améliorer de jour en jour. Pour devenir PériDESA, il sera parsemé d'un démarrage riche en mauvaises surprises et en difficultés de toute nature, mais la chose la plus grave concerne bien évidemment le financement de toute l'opération. Fort heureusement certains partenaires ne cesseront jamais de croire au projet. Parmi les soutiens indéfectibles, on trouve un certain Alain Declercq, patron du Crédit Professionnel du Hainaut devenu CPH qui financera le plus le projet au Paradisio. Durant les semaines qui ont précédé l'ouverture du parc, il aura fallu une énergie folle pour défricher la brousse, nettoyer les sols et les débarrasser des objets encombrants déversés par des personnes indélicates. Le magnifique domaine de Cambron abrite des arbres tricentenaires, une rivière charmante et 11 hectares d'étang. Il offre également aux visiteurs la possibilité de découvrir les vestiges de l'abbaye cistercienne, témoin d'un passé prestigieux, mais également la façade d'un château néoclassique, ainsi qu'une ferme et ses annexes. Le 11 mai 1994, les portes s'ouvrent sur le parc Paradisio. Plus de 1000 volatiles dans une vingtaine d'emplacements spécialement conçus à cet effet. Les premiers visiteurs découvrent la plus grande volière d'Europe, 100 mètres de long, 30 mètres de large, 3000 mètres carrés au sol. L'idée du nom Paradisio vient de Eric Domb et Stéphane Patswal qui est un mélange entre les mots paradis et oiseau. Cambron l'abbaye. Cambron l'abbaye est un monde tout en douceur et en belles surprises. Nos sens sont constamment en éveil. Le souci d'apprendre tout en s'amusant est omniprésent, les plus jeunes visiteurs du parc. Mais aussi leurs parents ont la possibilité d'approcher, de caresser et même de nourrir les animaux du parc. Évoque la galère. Les crises de confiance, crise de croissance, crise financière, crise de nerfs, toute la panoplie sera d'actualité dans les premières années de la genèse et de la jeunesse du parc Paradisio. En 2015, Paradisio, devenu entre-temps PériDESA, se verra décerner le prix de l'entreprise de l'année, face à des finalistes de haut niveau. Une double mission. Un an après son ouverture, Eric Domb fonde la Fondation Paradisio qui deviendra ensuite la Fondation PériDESA qui aura pour mission la reproduction d'espèces menacées, la réintroduction d'un animal sur son territoire. Une découverte majeure. C'est 4 ans après l'ouverture de Paradisio, que son créateur Eric Domb s'embarque pour le Canada. Là-bas, il découvre le jardin botanique de Montréal créé en 1931 qui lui donnera l'idée des différents pays du parc. C'est ainsi que 9 ans plus tard, s'ouvrira à Paradisio, au beau milieu de l'année 2006, le plus grand jardin chinois d'Europe 45,0 de chaque pays présent à PériDESA. Ces constructions mettent en valeur les différents pays du parc et le bien-être des animaux. Un moyen, pas une fin en soi. Un jour de janvier 1999, Paradisio entre en bourse. Eric Domb et Yvan Morceau parviennent une fois encore à surmonter tous les obstacles. C'est à quelques heures de la clôture des opérations fixées par la commission bancaire que Paradisio obtient, in extremis, son ticket d'entrée à la bourse.
De Bruxelles, de l'oasis à l'orangerie une flamboyante. Diversité. Prévue de longue date, une gigantesque serre tropicale est pour la première fois présentée au public. Du parc Paradisio en 2000. On l'appellera l'oasis jusqu'en 2020 où elle sera renommée l'orangerie. Le Nautilus. Péri-Deza possède aussi sa référence à Jules Verne avec le Nautilus. Situé dans le château Cambron, il propose aux visiteurs de voyager dans l'univers sous-marin depuis 2001. Depuis 17 ans, Julia Dumaine, aqualogue et également responsable de certains mammifères marins, gère le vaste et fascinant espace dédié aux créatures qui peuplent les mers et les océans. AC. Début, l'aquarium était basé sur le principe d'une collection de poissons. Actuellement, elle travaille avec son équipe sur une biodiversité importante qui consistera à ajouter des invertébrés, des crustacés et des organismes qui n'étaient pas présentés au public précédemment. Le visiteur est convié à plonger dans les mers des Caraïbes, Méditerranée, Hawaï, dans l'océan Pacifique et partout ailleurs dans le monde. Un fascinant ensemble qui réunit 5200 poissons et quelques 5000 invertébrés. Dans le Nautilus, vous pouvez retrouver le cabinet de la curiosité, une singulière exposition de choses rares, insolites, extravagantes et toutes plus surprenantes les unes que les autres. Masques, fétiches, fossiles, squelettes, embryons, objets étranges venus d'un ailleurs. Le monde du silence s'invite au château. Dans le Nautilus, vous pouvez retrouver les créatures des profondeurs comme les méduses, les requins, et plein d'autres. La zone des coraux et des récifs vous réserve d'autres surprises. Des requins pointe noire, pointe blanche, nourrices et des rémoras vous entourent, l'œil fixe, rapide et déterminé, suivi parfois par des rémoras, poissons opportunistes et passablement pique-assiettes. Qui est qui? Si le requin pointe noire, le PLTJS petit, nage continuellement en surface, le pointe blanche nage en pleine eau et le nourrice se pose sur le fond ou sur la vitre du tunnel. Ces trois sortes de requins, inoffensifs pour l'homme, vaguent aux abords des récifs coralliens où ils chassent les poissons. Le rémora, lui, est du genre collant, puisque selon Poisson s'accroche aux poissons les plus gros, aux tortues et aux mammifères marins par le moyen de son disque adhésif. Argenté comme un rayon de lune sur la surface des eaux, la carangue vit parmi les tentacules des anémones. Les plus grandes carangues accompagnent les requins et les mérous. Découvrez les piranhas dans l'aquarium. El axolotl est une salamandre aquatique vivant. Au Mexique. Elle vit principalement dans les lacs profonds. Mais comme de nombreux lacs sont asséchés par les humains pour éviter les inondations, son habitat a été réduit. Selon la liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, cette espèce est gravement menacée en raison de la destruction de son habitat et à sa capture à des fins médicales. Cet amphibien qui est capable de recréer une partie endommagée de son corps à l'identique, intéresse les scientifiques. Il a notamment la capacité de régénérer ses organes si nécessaire, un œil par exemple, mais également de recréer certaines parties de son cerveau. Le saviez-vous? Dans la mythologie aztèque, cet animal est l'une des manifestations du dieu Xolotl. Xolotl est un dieu qui est la mort, qui ne l'accepte pas, et qui tente par tous les moyens de lui échapper, grâce à ses pouvoirs de transformation, notamment en amphibien.
Le Mercier Emergo. Après avoir inauguré la serre tropicale géante de l'Oasis en 2000, après la création du Nautilus en 2001, après avoir recréé un enclos et une falaise de 1000 mètres carrés pour les manchots et les otaries en 2002, le parc va ouvrir en 2003 une nouvelle attraction dans un lieu tout à fait particulier. Nous montons à bord du Mercier Emergo, un baleinier qui a jeté l'ancre dans le parc de Cambron-Casteau. La reconstitution de ce type de bateau occupe une surface de 2400 mètres carrés et se visite sur 4 niveaux. Dans les soutes du Mercier Emergo maintenant à quai, dans ses flancs et dans ses cabines, l'univers. Des crocodiles, des serpents, des araignées, des varans, des amphibiens, des lézards et toutes sortes d'autres bestioles. Le choix du type de bateau n'est pas innocent, à l'origine l'arrivée d'un baleinier sert à annoncer une mort imminente. Ce mastodonte de la mer de 2,400 tonnes dont 600 pour les armatures en acier de 60 pour la couverture en tôles inoxydables, se voit reconverti en sanctuaire protecteur d'animaux blessés. Allô les pompiers. Mais le mercredi 7 juillet 2003, le Mercier Emergo prend l'eau. Il aura fallu que les pompiers périllent. DESA évacue tout le monde, vide l'eau dans le lac à côté et remette tous les animaux. Le peuple des arbres. En 1992, lorsqu'Éric Don découvre le domaine de Cambron, le charme y est partout présent, il s'incarne à Péri DESA de la plus belle des manières qu'il soit. C'est pour cela qu'à Péri DESA vous trouverez des oliviers, des hêtres, des tilleuls, des frênes, des cyprès chauves, des platanes d'Orient. Vieux de plus de 300 ans qui en font sa légitime fierté. À ces vedettes incontestées du palmarès des forestiers, viennent s'ajouter des marronniers à feuilles blanches, des charmes qui portent si bien leur nom. La Chine n'est pas en reste le métasequoia du Sichuan, l'Oracaria aux aiguillants. Forme d'écailles, des tulipiers de Virginie, des fleurs aux quatre coins du parc. Si les arbres et les arbustes du parc Péri DESA constituent l'élément majeur du décor végétal, les fleurs comme les perce-neige, crocus, jonquilles, tulipes, nénuphars, lavande, coquelicot, myosotis, ne sont pas en reste. Il y a Péri DESA une rose qui se nomme Péri DESA, le royaume du milieu. Dans Péri DESA vous pouvez aller dans le royaume du milieu où des galets, posés sur la tranche. À la main, un à un, par milliers, inspirés par une très vieille science chinoise relative au massage des pieds. Avec le principe de philosophie taoïste quand on rentre dans le royaume du milieu à Péri DESA, les personnes se mettent instinctivement au milieu des allées. Dans le royaume du milieu de Péri DESA on peut retrouver le temple des délices, temple de la terre, temple de la compassion, pavillon de la sagesse printanière, pavillon des quatre lunes, ou encore chemin qui tourne, chemin des contrastes et chemin de la guérison. Dans le royaume du milieu de Péri DESA, vous pouvez rencontrer, en plus de la culture chinoise, des animaux comme l'ours à collier, l'ours noir d'Asie, le panda roux de l'Himalaya, le gibbon joue jaune, le canard mandarin et la superbe panthère nébuleuse. En 2014, deux pandas géants, nommés Ao Ao, Gentille, et Xingui, étoile scintillante, sont venus rejoindre les animaux du parc. Mais 2 ans plus tard, Ao Ao donne le jour à Tianbao, trésor du ciel, un événement rarissime pour Péri DESA, pour la Belgique et pour l'Europe. Mais une autre chose incroyable se produisit en 2019 avec la naissance de deux pandas jumeaux Bao Dei, petit frère, et Bao Mei, Tian Bao, le royaume de Ganesha. En juillet 1978, Éric Don part en vacances avec ses parents et ses frères en Indonésie, à l'instant même où il pose le pied il tombe amoureux de ce pays d'Asie du Sud-Est, une contrée qui compte 17,508 îles. Pour construire le royaume de Ganesha il lui aura fallu faire plusieurs voyages en Inde, en Birmanie, au Cambodge, en Indonésie. Mais la construction ne fut pas facile car il alors a fallu mélanger les décors d'Indonésie et les animaux. C'est en 2006 qu'Éric Don a l'idée de construire un temple indonésien en plein cœur du domaine de Cambron. Dans le temple indonésien de Péri DESA nous pouvons célébrer les fêtes balinaises, qui est aussi un lieu de culte appelé le Pura Agung Santi Buwana. Dans le temple indonésien vous pouvez retrouver une petite tourelle en bois qui abrite le kulkul. Une cloche cylindrique fendue qui appelle les fidèles à la prière, une cour où l'orchestre de gamelan, un ensemble d'instruments à percussion, gong, xylophone en bronze et cloche de cuivre. Il y a aussi une plus petite porte plus étroite, pour souligner notre petite taille par rapport face à l'univers et qui mène aux parties les plus sacrées de temples comme le pavillon des offrandes. L'autel, Pangaruman, où la divinité est honorée, encensé, fleuri et éclaboussé d'eau lustrale et le Meru, un hôtel en forme de tour à plusieurs étages entouré à chaque niveau par une sorte d'auvent. En chaume, à Péri DESA ils sont au nombre de 5.
Des masques à haute valeur significative. À Péridesa vous pouvez retrouver des masques à haute valeur significative comme les divinités. En offrant un masque de baron, cette créature tutélaire qui fait partie de l'un des mythes les plus fondamentaux, ainsi que 3 masques de la sorcière Rangda, à la recherche d'un Tanatoraja. Dans Péridesa on peut retrouver un objet nommé Tantoraja qui est d'origine indonésienne et qui sert de maison au peuple Toraja. Un peuple qui célèbre la vie et la mort. Un Tanatoraja sert aussi de grenier. Il a été trouvé par Eric Bomb et Stephen Patsway. L'Asie du Sud-Est comme si vous y étiez. Dans le parc vous pouvez-vous en Asie du Sud-Est comme si vous y étiez, grâce au temple demeuré des dieux, un grand temple de Bali dans le royaume de Ganesha, le Pura Agung Santi. Duwana, un véritable lieu de culte, consacré à de grands prêtres hindouistes et construit dans le respect absolu des traditions architecturales. Construit avec des blocs de lave sombre qui proviennent du volcan sacré de Bali, et le Guna Agung qui rend hommage aux Balinais, aux Malais, aux Cambodgiens, ou Birmans. Dans le royaume de Ganesha vous pouvez observer des animaux comme le varan du Komodo, la plus grande espèce de lézard du monde. Sa présence à Péridesa est une aubaine pour le visiteur. Car il est assez rare de l'observer en dehors de son milieu naturel, le tigre blanc du Bengale et la panthère de Java. Des recherches très poussées. Pour Pascal Debec, architecte, le temple des tigres doit représenter un ensemble attractif pour lui-même, offrir un intérêt réel pour les visiteurs. L'éléphant, on l'aime énormément. À Péridesa l'éléphant a le droit à une place importante, depuis la création du royaume de Ganesha en 2009. Les éléphants ont un monde rien que pour eux, il a aussi le droit à un palais. Une résidence royale qu'il partagera avec plusieurs congénères. Le parc possède plus de 22 spécimens d'éléphants, ce qui en fait le record européen en matière de troupeaux d'éléphants. Rien n'est trop beau pour ces représentants d'une race menacée par une grande extinction car il n'en reste plus que 40 000 sujets contre plusieurs centaines de milliers pour leurs homologues africains. Les éléphants de Péridesa sont parfois rescapés d'un cirque et d'un quelconque jardin zoologique. Un éléphant adulte a besoin de 200 kg de végétaux frais chaque jour. C'est Rob Konachiki s'occupe des éléphants de Péridesa. Bye, Paradisio. Vive Péridesa. En 2010, Eric Dom prend la décision de changer de nom de Paradiso à Péridesa. Le nom a été changé car il était de plus en plus associé à toutes sortes de lieux aux activités bien éloignées d'eux. Celles du domaine de Cambron, salon de beauté, magasin de jouets, salle de concert, boîte de nuit. Le nom Péridesa vient du mot Desa qui est par ailleurs le mot le plus ancien qui désigne paradis. Dans notre civilisation, Desa évoque ce qu'il y a de plus beau, de plus pur. À Paradiso, l'homme était au cœur de la nature, à Péridesa, la nature est au cœur de l'homme, comment Eric Dom. Le jardin un cadeau royal pour la planète. Dès l'ouverture du parc, la nature a toujours été au cœur des préoccupations d'Eric Dom, elle le sera encore chaque année davantage avec la croissance des espaces réservés à la création de nouveaux mondes. Plusieurs jardiniers se sont succédés jusqu'à Guy van der Sande, à la tête d'une équipe de 17 collaborateurs. Il sera chargé de faire pousser 40 000 pieds de riz dans le parc. Bon sang ne peut mentir. L'amour des jardins, cela se transmet, témoigne Eric Dom. Il évoque sa mère qui adorait les jardins anglais et nourrissait une véritable passion pour les camélias de couleur. Plusieurs jardins ont inspiré Péridesa comme par exemple non loin de la maison de Bousval et du jardin de Sophie. Dans le bois de la Motte, situé au cœur des Ardennes brabançonnes, Ardennes belges. Cap Austral. Cap Austral, aux antipodes entre mystère et fascination. Dans ces contrées lointaines, aux origines du monde, remontent d'étranges mélopées et des sons à nuls autres pareils. Dans le Cap Austral vous pouvez visiter Ayers Rock, Alice Springs, les États du Queensland, Victoria, Tasmanie. Admirons aussi le travail des artisans maoris de Nouvelle-Zélande, découvrons la culture des aborigènes dont les fondements remonteraient à plus de 60 000 ans. Dans le Cap Austral vous pouvez rencontrer les animaux d'Australie tels que Casoara casque, l'un des plus gros oiseaux du monde de 70 kg et qui peut atteindre le 1,80 cm, le grand kangourou roux, le dragon d'eau australienne, un très grand lézard de couleur sable, il mesure entre 80 et 100 cm, les koalas, marsupiaux délicats qui se nourrissent essentiellement de feuilles d'eucalyptus, les diables de Tasmanie, l'émeu, un grand oiseau qui est incapable de voler, le wallaby, petit cousin du kangourou, la perruche ondulée. La terre des origines. Pour créer la terre des origines, le processus n'aura pas été le même que pour les autres pays. De Péridesa. Pour concevoir la terre des origines, Eric Dom demanda à une de ses connaissances de lui donner des informations pour un univers africain. Cette connaissance s'appelle Jacques Van Gelder. Dans une autre vie, ce grand voyageur fut avocat au barreau de Bruxelles. Parmi ses stagiaires un dénommé Eric Dom. Eric Dom va ramener plusieurs objets pour son royaume africain comme un masque, fétiche. Divers objets d'art tribal, entre casques à cornes portés par les femmes Tamberna et Pitbamoun de Cameroun.
L'Afrique, berceau de l'humanité. Rythme, force et couleur. La Terre des origines propose à ses visiteurs une découverte authentique de la vie des hommes et des animaux de ce continent fondateur. Pour atteindre de tels objectifs, il leur faudra reconstruire le village de Tamberna et ses maisons du peuple des bâtisseurs, nord du Togo, le long de la frontière avec le Bénin. Vous pouvez aussi découvrir le village lacustre de Péri-Desa, directement inspiré de la célèbre cité de Ganvier. Dans la Terre des origines, vous pouvez retrouver des utilitaires destinés aux pratiques religieuses et aux cérémonies telles que des parures, imprimés, bijoux, masques, fétichés. Autres artefacts provenant de diverses régions. Dans la Terre des origines, vous pouvez retrouver des animaux tels que des lions, la hyène, tachetée prédatrice, guépards des poids lourds comme des éléphants d'Afrique, le rhinocéros blanc, l'hippopotame, girafe, gorille, zèbre. Du côté des oiseaux, vous pouvez retrouver le bec en sabot, grue royale, marabout d'Afrique, pélican blanc. Dans la Terre des origines, les visiteurs peuvent retrouver de la culture africaine comme la musique, la gastronomie, coiffure, panneaux publicitaires, peinture, naïve, épicerie locale, magie et vaudou. Des pandas à Péri-Desa. Dans l'histoire de Péri-Desa, il y a un événement incontestable marqué les esprits comme l'arrivée de Hao Hao et Xingui, deux pandas géants chinois. C'est grâce à Eviatang qui, sans le savoir, va s'imposer comme la personne idéale pour tisser un lien privilégié entre la Chine et le parc Péri-Desa. Dimanche 23 février 2014, Bruxelles Airport. Il est un peu plus de midi lorsque l'avion qui transporte les deux pandas géants prêtés pour 15 ans au parc Péri-Desa se pose à l'aéroport de Zaventem. À l'arrivée de l'avion, les pompiers l'ont arrosé avec leur lance, ce qui est rare, uniquement réservé aux grandes occasions. Il faut savoir qu'il ne reste plus que 1600 spécimens en vie dans le monde. Pour le transport, un vétérinaire sera présent H24 auprès des deux pandas. C'est en 2016 et 2019 que naîtra de Tian Bao, le 2 juin 2016 Bao Mei et Bao Dei le 8 août 2019. La Péri-Desa Foundation. Le 24 février 2015 est signé l'acte constitutif qui fixe les statuts de la Péri-Desa Foundation. Tous les signaux sont alors au vert avec un nouveau record de fréquentation du parc 767 000 visiteurs. Avec le succès du parc, la Péri-Desa Foundation peut dès lors se fixer des objectifs plus ambitieux comme la protection, le soin et l'acclimatation d'animaux et de plantes, la recolonisation naturelle et ou la réintroduction des espèces animales et végétales dans leur milieu d'origine, la diffusion de manière attrayante à la communauté en général, aux artistes et aux institutions d'enseignement et ou de recherche de l'histoire naturelle et de toute culture philosophique, artistique, spirituelle et autochtone, la protection, la restauration et l'entretien de patrimoine classé et réserves naturelles, le soutien à toute autre association ou fondation qui poursuit de manière désintéressée un but similaire ou philanthropique. Ajoutons à cela un bel avantage à la Fondation Péri-Desa qui permettra au public de voir les animaux soignés au parc et à la Fondation d'avoir leurs locaux directement dans le domaine de Cambron. Des actions très concrètes, en Belgique et ailleurs dans le monde. Depuis 2015, le mouvement de la Fondation a pris de l'ampleur en gérant de front, souvent en compagnie de partenaires extérieurs, plusieurs grands projets qui concernent autant la recherche scientifique que des actions en matière de protection, de sauvegarde ou de réintroduction de certaines espèces dans leur milieu naturel. Des actions très concrètes, en Belgique et ailleurs dans le monde. Depuis 2015, le mouvement de la Fondation a pris de l'ampleur en gérant de front, souvent en compagnie de partenaires extérieurs, plusieurs grands projets qui concernent autant la recherche scientifique que des actions en matière de protection, de sauvegarde ou de réintroduction de certaines espèces dans leur milieu naturel. C'est pour ça que Péri-Desa accueille pour l'instant 22 éléphants, 20 éléphants d'Asie et 2 éléphants d'Afrique. La plupart de ces animaux viennent d'autres zoos ou de cirques, certains ayant vécu dans des conditions très difficiles. Des décès sont causés par le virus d'hémorragie interne, le SEDEM. Son développement est foudroyant, l'animal perdant la vie en quelques jours à peine. C'est pour cela que la Péri-Desa Foundation finance les recherches d'un vaccin mené par une université anglaise. Elle finance aussi d'autres recherches pour les autres animaux. Carnet rose en cascade, un bien-être animal en devenir. À Péri-Desa, il y a plusieurs soigneurs, vétérinaires, biologistes, zoologistes, spécialistes du comportement animal, diététiciens qui s'occupent du bien-être animalier et garantir des conditions de vie les plus proches possibles du milieu naturel. Les soigneurs animaliers et vétérinaires, des fournisseurs de bien-être. En consultant la liste des tâches dévolues aux équipes de soigneuses et soigneurs du parc Péri-Desa, on s'aperçoit qu'elles participent autant à la santé physique de la faune qu'à son psychisme, comme ceux qui vont du nourrissage à l'hygiène de l'animal. Il garantit la sécurité de tous. Mais dans certains cas de certaines espèces comme un hippopotame, un tigre de Sibérie ou un dragon du Komodo qui ne sont forcément pas les mêmes qu'avec un flamand ou une chèvre naine. Mais le soigneur n'est pas seul à œuvrer dans l'intérêt des animaux, il travaille étroitement
Collaboration avec l'équipe de vétérinaires du parc. Une conjonction de compétences bien utile lors des naissances, des regroupements de certaines espèces ou encore le déménagement dans d'autres environnements des certaines espèces. Mais ce n'est pas tout. Leur mission consiste aussi à créer des jeux, des balançoires, des cordes savamment tressées. Les animaux ne restent pas inactifs, entretiennent leurs réflexes naturels et affinent leur psychomotricité. L'une des soigneuses s'appelle Valérie Daubioul, elle est soigneuse des primates. Intarissable. Elle est passée par le monde des oiseaux exotiques, des reptiles, des loutres, des suricates, des tamarins, des saïméries ou encore des otaries. Il a aussi l'un des soigneurs qui s'appelle David Bataille. Présent dans le domaine dès le début des années 2000, il va successivement passer de la sphère tropicale à la mini-ferme. Il va entièrement reformuler le concept pour en faire une attraction très prisée par les familles. En 2013, il est responsable des soigneurs en charge du monde des oiseaux et des petits mammifères. Il se voit aussi confier une seconde équipe qui s'occupe des grands mammifères tels que rhinocéros, les hippopotames et les girafes. Il est maintenant aux grands oiseaux, dont il coordonne le travail entre les soigneurs et la direction zoologique. Il gère aussi de nombreuses tâches logistiques telles que le matériel pour le parc, nourriture pour les animaux, liaison entre soigneurs, état des stocks. Dans Péri-Desa, il y a une mini-ferme où vous pouvez retrouver des animaux de la basse-cour tels que poules, oies, chèvres, moutons, biches, lapins, cochons vivent dans un espace mi-clos que les visiteurs peuvent parcourir en toute liberté. Il est d'ailleurs permis de nourrir les animaux. Saveur des mondes. Avec le concours de nutritionnistes et de diététiciens spécialisés, les plus de 700 animaux du parc Péri-Desa bénéficient de toutes les attentions possibles en matière de régime alimentaire. Mais que dire de l'incroyable armada de chargés de ravir les palais et de flatter les papilles gustatives des visiteurs, grâce à un menu qui reflète autant les cultures que les peuples présents dans le jardin des mondes. À la tête du secteur, un certain Éric Bigonville. Ancien élève de l'école hôtelière de Lausanne, il a œuvré dans plusieurs établissements en Suisse et en Belgique avant de travailler au parc Péri-Desa. Il propose de nombreuses restaurations comme de la cuisine gastronomique à la cuisine traditionnelle de qualité, passant par la restauration de brasserie et celle de tous les pays représentés à Péri-Desa. La terre du froid. 10 ans après l'ouverture du parc Paradiso, Éric Don a de quoi être satisfaite de son projet, qu'il n'avait certainement pas imaginé en 1994. En voyageant et en représentant l'Asie, l'Afrique en passant par les terres australes qu'il construirait et visiterait les régions l'Arctique et de l'Antarctique, de la Russie, des pays scandinaves et des pays du nord de l'Amérique. Au printemps 2014, Éric Don et quelques fidèles collaborateurs vont partir pour un périple. Au cœur de la Russie, ils vont découvrir celle d'une glorieuse passée, un immense pays aux confins de l'Europe, de l'Asie, Moscou-Vladivostok, une ville portuaire du sud-est de la Russie, Kamtchatka, une péninsule volcanique de 1380 km de long située en extrême orient russe qui s'avance dans l'océan Pacifique, Petrozavodsk, une ville est située sur les rives du lac Onega, le deuxième plus grand lac d'Europe. Une partie de la ville est située sur les rives de la partie centrale du lac Onega, le lac Onega, un lac situé au nord de la Russie, et plusieurs autres lieux. C'est un authentique train à vapeur, sur un vrai chemin de fer à l'ancienne, avec un écartement des rails de 60 cm, plus étroit que la normale, une petite locomotive qui va à une allure de 7 km/h. Les passagers parcourent une distance plus de 2 km en traversant toute la partie sud du parc, en longeant les étangs, le monde australien, l'île aux lémuriens, des volcans aux gorilles, bassins aux hippopotames, murs d'enceinte de l'ancienne abbaye, longer la savane, aux éléphants, la grande plaine des bisons d'Amérique, le restaurant Russisba, l'hydravion du parc, l'entrepôt, l'atelier d'entretien des trains. À la gare du train, vous pouvez retrouver d'authentiques objets qui ont servi. Parmi les 6 locomotives de Péri-Desa, 3 ont été construites en Pologne en 1954 et utilisées jusqu'en 1980. 2 autres locomotives ont été construites par Anschel en Allemagne et datent de 1917, une locomotive belge construite en 1900 et originaire du Hainaut, construite par la Société métallurgique de Couillet, des belles locomotives électriques et leurs wagons qui circulaient sur le réseau suisse dans les années 50.
Mémoire de la Terre, lapis lazuli, serpentine, obsidienne, jaspe océan, quartz rose, malachite, jade, azurite opale, agate, onyx, labradorite, calcite rose, lointaine contrée, blanc des banquises, vert des toundras. Revenons dans la terre du froid où nous pouvons croiser des manchots, des morses, des ours blancs, tigres de Sibérie, des bisons, mustangs. Dans la terre du froid vous pouvez vous promener. Dans des lieux tels que le royaume de glace, toundras arctiques, prairies détrempées, bois sombres, de sapins noirs. Comme dans les pays d'origine de la terre du froid la modernité s'est installée, il en est de même pour la terre du froid le premier roulant sous la bannière de la Pairie des Steam Railway il permet au public de faire en 20 minutes un premier tour des mondes. Quant au second, un Beech 18, un hydravion venu en ligne droite de Vancouver. L'hydravion de la terre du froid de Vancouver au lac de l'Odeur. Le mardi 7 juillet après un voyage 9500 km au-dessus de l'Atlantique. Un hydravion et un avion terrestre. Dans certains endroits l'hydravion est le seul moyen de contact des populations isolées. Terre du froid et dernière frontière, sur fond de nature grandiose, on y dort et on y rêve. Dans Pairie des vous pouvez dans des hôtels avec des totems sculptés animaux, des ours bruns, des ours noirs, des pumas, des élans, des loups, des castors ou des otaries. Tout, comme en Colombie-Britannique, au sud de l'Alaska ou dans le Grand Nord. C'est le 22 juin 2019 que les hôtels de Pairie des ouvrent en plein cœur du parc dans le Jardin des Mondes. Différents types de constructions, largement inspirés par les bâtis traditionnels en Colombie-Britannique, en Finlande et conçus avec le souci d'authenticité. Les hôtels de Pairie des sont l'hôtel Padimbert, la suite Pêcheur, la Cabana Indian Native, le Full Lodge, la Polar Bear House, le Tiger House, la Walrus House. Pairie des le projet d'une vie de l'achèvement à la continuité. De Padisio à Pairie des plus d'un quart de siècle, plus de 25 ans à parcourir la planète. Pairie des ont voyagé dans l'authenticité et où l'homme est en relation avec la nature. Les différents ajouts d'animaux. Plan avant-après. Plan avant. Plan après. Les différents continents. Cap Austral. La Lagune. Cambron-Plage. La Porte des Profondeurs. Cambron-Abbaye. Isilwan Sanctuary. La Terre des Origines. Keraja en Ganesha. Le Royaume de Ganesha. Zongguan. Jardin chinois la Cité des Immortels. The Last Frontier. La crypte. Les animations. La crypte. Description. Même si elle a perdu sa coupole, la tour de l'abbatiale, construite au XVIIIe siècle, domine l'ensemble du domaine du haut de ses 54 mètres. À son pied s'ouvre une belle crypte aux 12 voûtes d'ogive. Un rideau noir en protège l'entrée. Sa visite vous surprendra. Le IEU, d'abord cette crypte. Est-elle le vestige d'une ancienne église paroissiale, supprimée lors de la fondation de l'abbaye? Cellier servant de chambre froide, elle offre une ressemblance frappante avec les celliers des abbayes cisterciennes de Bourgogne, même pureté de style, même recherche d'harmonie et d'équilibre. Même travail de la pierre. La crypte est reliée au souterrain du domaine. En cas d'attaque, ces derniers devaient permettre de fuir vers Montsouat. Ce dont, d'ailleurs, témoigne la rue de Cambron, qui existe toujours à Hâte. La plaine de jeux. Entre l'Australie et Cambron-Plage jaillissent des cris d'enfants. Voici la plaine de jeux extérieurs, prise d'assaut midi et soir avec un bonheur inégalé par les petits, et pour cause une toile d'araignée géante à escalader, des toboggans, balançoires, filets, tunnels, murs d'escalade et autres jeux les passionneront. L'aquarium. Un château néoclassique transformé en aquarium. Voilà de quoi surprendre. Mais à Pairie des tout est possible car comme disait un célèbre dessinateur, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Et c'est selon un raisonnement identique que l'imposante vieille bâtisse construite en 1854 par Limbourg, l'architecte à l'origine du château de la Quenne, a été reconverti dans sa partie basse en grand réservoir et bassin d'eau salée, où s'observent, circulent et se croisent dans un incessant balai toutes sortes de créatures marines, de plantes aquatiques et d'autres organismes encore. Un tableau vivant illustrant une fois encore, par la diversité et le nombre, l'incroyable héritage que nous confie Mère Nature. Le bain des éléphants dans le lac. Si les températures le permettent, une de nos familles d'éléphants d'Asie descend dans le lac du Jardin pour une longue séance de baignade, de jeux et d'éclaboussures. Un vrai moment de plaisir. Éléphantesque drame de sauvegarde de la nature que nous menons avec vous en Belgique et dans le monde. Haras de Spix, pandarou, ours blanc, forêt de Saint-Hubert. Rejoignez-nous pour vous engager à Ursu et Mergot, une gigantesque réplique d'un baleinier accueille le refuge de la Pairie des Fondation. Il est l'abri de milliers de reptiles, tortues, lézards, serpents, iguanes, migales confiés à la Fondation Pairie des Celle-ci se charge de les recueillir, de les soigner, de les héberger et de leur rendre la santé, abandonnés ou sauvés du tas fincé par les services de police ou de douane, parfois donnés par leurs propriétaires, vous pourrez prendre
Connaissance du vécu dramatique de certains. Protéger. L'achat d'un nouvel animal de compagnie. NAC est une décision importante. La sensibilisation est un élément essentiel pour parvenir à modifier les comportements. Perry Deza et sa fondation I. Travail au quotidien. Le cabinet du docteur YU. Ici vous trouverez plus de 15 000 tout petits poissons pédicures. Ceux-ci sont utilisés depuis des milliers d'années au Proche-Orient, autour de la mer Morte et en Turquie, pour le traitement de soucis cutanés. On plonge les pieds dans leur bassin et les voilà qui se précipitent pour nettoyer très délicatement la peau de ces cellules mortes et l'amasser. Le traitement dure 15 minutes, dans une eau relativement fraîche, entre 23°-24 degrés. Il laisse une peau très douce et soyeuse. Une expérience très raffinée, dans un cadre qui l'est tout autant. Les Chinois, en particulier, en raffolent. D'ailleurs, savez-vous, yu, en mandarin, signifie poisson. À noter que ce soin des pieds se fait dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes. Ouvert chaque week-end jusqu'au 8 janvier de 11h00 à 17h. Le train à vapeur. Embarqué dans un authentique train à vapeur, sur un vrai chemin de fer à l'ancienne. Avec un écartement de rail de 60 cm, plus étroit que la normale, pour y faire circuler une vraie petite locomotive à vapeur tirant, à une allure de 7 km/h, de beaux wagons ouverts de première classe. Vous allez parcourir un circuit de plus de 2 km, qui traverse tout le sud de Perry Deza. Le train part toutes les 30 minutes de la gare devant le moulin. Tous en gare. Départ imminent. Le train circule de 12h00 à 17h30. Cette reconstruction, l'identique des ateliers ferroviaires des années 20, proposera une grande collection d'oliviers à Perry Deza. La Perry Deza Foundation et le SPW Agriculture Ressources Naturelles. Environnement s'associent pour sensibiliser les visiteurs au rôle des pollinisateurs et à la biodiversité. À travers plusieurs activités et animations. Photographies géantes, ruchers pédagogiques et plusieurs variétés de plantes mellifères, elles attirent. Les insectes pollinisateurs sont à découvrir sur le site. Notre sculpteur Camol a également apporté sa touche avec 2 aniphinques totems en bois sculpté. L'exposition Arcto. Toutes les cultures, les oiseaux ont symbolisé la liberté. Quant au rapace, appelé aussi oiseau de proie, il incarne à merveille des valeurs telles que la force, le courage et l'autorité naturelle qui en découlent. Rien d'étonnant si l'aigle ou le faucon sont des emblèmes héraldiques, frappés sur des sceaux et des pièces de monnaie. Dès le premier envol, vous serez fasciné par la dextérité et l'agilité des aigles, buses, faucons, vautours et condors. Vous le serez plus encore lorsque l'un ou l'autre s'aventurera à vous frôler la tête ou à se poser à vos pieds. N'ayez aucune crainte, il intéresse bien plus à leur nourriture qu'à vous. Ce spectacle, dans le décor grandiose des ruines de la tour abbatiale, est depuis des années, l'un de ceux qui attirent le plus grand nombre de visiteurs de Perry Deza. Prenez place sur les gradins de l'amphithéâtre situé dans les ruines de l'ancienne abbaye et là, laissez-vous emporter par le spectacle. Nos fauconniers vont vous initier au monde fabuleux des oiseaux de proie. Observez-les, tournant d'abord dans le compagnie avant de plonger en flèche vers la proie que leur présente le fauconnier. Ils sont généralement 2 à se partager la tâche. Le balai est admirablement réglé. Nourrissage des éléphants d'Asie. Un moment en toute intimité avec l'un des 19 éléphants d'Asie vous est proposé. Venez le rencontrer lors d'un de ses repas. Rendez-vous devant le temple d'Atam. Observez, avec vue subaquatique de leur bassin, les hippopotames pendant leur nourrissage par leurs soigneurs. Rendez-vous dans la terre des origines. Oiseaux colorés. 2 fois par jour, leurs soigneurs leur préparent un nectar dont ils feront leur délicieux repas. Rendez-vous dans la volière. Rendez-vous au pied du volcan où les gorilles cohabitent avec des colobes. Afrique. Nourrissage des lémuriens. Venez admirer les lémuriens attendant le repas préparé par leurs soigneurs. Une occasion précieuse pour en apprendre beaucoup plus sur ces admirables petits primates. Rendez-vous sur l'île Nosy Combat. Afrique. Nourrissage des lions. Observez les majestueux lions pendant leur moment de nourrissage. Rendez-vous dans la terre des origines, Afrique. Nourrissage des otarides stellaires. Admirez les majestueuses otarides stellaires pendant leur nourrissage par leurs soigneurs. Rendez-vous près de leur bassin, lisse. Rien de plus agréable que de manger au milieu des oiseaux. Le Meki, un restaurant en plein cœur de la terre du froid. Nous avons le plaisir de vous présenter le Msiki, situé dans la terre du froid. Véritable chef d'œuvre d'artisanat. La charpente du Msiki en forme de coque de navire. Retourné reproduit fidèlement les détails traditionnels des Stavkirk, ces églises médiévales en bois typiques de la Norvège. Le Msiki est accessible aux visiteurs d'un jour du mercredi au dimanche, entre 11h30 et 13h, sans réservation. Aux abonnés du mercredi au dimanche, entre 11h30 et 13h, sans réservation. Le soir, 18h30 et 19h, sur réservation,
avant 15 heures. S'agissant d'un restaurant de qualité, le temps d'attente entre les services est supérieur à l'ordinaire. Merci d'en tenir compte si vous êtes accompagné d'enfants en bas âge. Vous souhaitez réserver votre repas du soir au Moki? Réservez votre table en cliquant sur le bouton ci-dessous. L'Hydravion Beach 18. L'ouverture au public de la Terre du Froid rend aussi l'Hydravion Beach 18 et son hangar accessible aux visiteurs. En effet, cet hydravion arrivé en 2015 depuis Vancouver fait à présent parier du paysage de Pairi-des-A. Ce joyau aura parcouru plus de 500 km pour se poser le 7 juillet 2015 sur les lacs de l'Odeur pour finalement aboutir sur le plan d'eau du parc. Son hangar aménagé sera prochainement accessible au public pour le plus grand plaisir des grands connaisseurs RS. Comme des PATS rêveurs. Le village lacustre africain. Un village authentique. Ses pubs authentiques et naïves, mais efficaces dans la communication, sur les cases de la cité lacustre de la Lagune, vous emmène tout droit en Afrique de l'Ouest francophone. On pourrait être au Bénin, dans la célèbre cité lacustre de Ganvier, mais aussi au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, partout où des camions peinturlurés d'incantations, comme Yalayana sans foule à mort, embarquent le poisson que les pêcheurs ont ramené dans leurs filets, surchargés de marchandises à racler la terre rouge. On se demande comment ils roulent. Et parfois, comment l'Afrique, elle-même, fonctionne. Et pourtant, il y a une vie fabuleuse et une activité économique importante dans les marchés du commerce dit informel, comme dans ces cités lacustres qui n'ont d'équivalent qu'en Asie. Ils cachent dans ces cases, toutes différentes, des trésors d'art populaire et d'artisanat africain inauthentique. C'est un vrai village. Une coiffeuse africaine vous pose des tresses dans son salon, la case du pêcheur vous attend avec ses filets qui sèchent à l'extérieur, celle du marchand de volailles présente les poulets cyclistes africains si typiques, celle du chaman recèle de mystérieux objets du culte vaudou. Il y a même une case-école où les petits futés, les écoliers qui viennent en stage à Pairi-des-A, peuvent apprendre des tas de choses sur le monde d'un village lacustre. Le phare, mangé près des manchots. À quelques pas des manchots du Cap et des phoques, se trouve notre phare. Du haut de ses 20 mètres, ce phare est là pour le plaisir des yeux, mais aussi de l'estomac. Vous y trouvez une restauration où dégustez de délicieuses galettes salées et en guise de dessert, de bonnes crêpes sucrées, à partir de 4 €. Le moulin des moines, reconstruit en 2010, est devenu un arrêt très apprécié par nos visiteurs. C'est ici que vous prenez le petit TRAIN qui vous emmène faire le tour. De Pairi-des-A vous allez quitter le moyen âge européen. Direction le royaume de Ganesha. En voiture. Mais le moulin est aussi, et surtout, un lieu de petite restauration. Bien agréable avec ses tables de bois qui vous permettent de manger à l'extérieur, devant le spectacle des oiseaux du lac et, pourquoi pas, un verre de bière des moines. Les autres temples balinais. L'univers, grand et serein. Ce premier temple a reçu ce nom par gratitude envers la divinité suprême conférant harmonie, sérénité, prospérité et bonheur. En effet, Agung signifie grand, Shanti, serein et Buawana, l'univers. Il a été offert par Pairi-des-A aux balinais souhaitant pratiquer leur rite en Belgique. Merci de respecter scrupuleusement le panneau à l'entrée, qui vous informe que la religion hindouiste prescrit aux femmes de s'abstenir de rentrer dans le temple pendant la période de leurs règles. Une tenue vestimentaire décente est également requise. Comme tous les temples de rite hindouiste, celui-ci est construit en fonction de calculs symboliques, numérologiques et astrologiques. Le jardin sensoriel, un espace dédié à la nature et au bien-être. Vous découvrirez un espace dédié au bien-être et à la nature. Éric Don a rapporté de ses voyages des éléments qui, ensemble, et formant le magnifique nouveau jardin sensoriel qui est accessible à pieds nus, une façon unique de retrouver le contact avec la nature grâce aux différents matériaux qui composent ce jardin. Aménagé par les équipes botaniques de Pairi-des-A dans la partie indonésienne du parc, cet espace vous permettra de vous reposer l'âme et les pieds au cours de votre visite du parc. Vous y retrouverez des fossiles de Madagascar, de l'améthyste d'Uruguay, de l'onyx des États-Unis, de l'agate du Brésil, du quartz rose, du sable mais également du bois provenant de notre région. Dans ce nouveau jardin sensoriel, vous découvrirez également les lingames, ces pierres uniques venant directement de la rivière Narmada, en Inde. Symbole de fertilité, elle confère au lieu sa dimension spirituelle. La tour Saint-Bernard, mais en 1148, millésime. Inscrit dans une pierre grave. Accent aigu, les raids vikings avaient cesse. En outre, le bâtiment à 2 étages d'un seul tenant ressemble plus à un donjon de l'époque romane. Il est possible que les premiers moines de Cambron se soient installés dans cette tour. Face à elle, les 2 tourelles de bois sont évidemment réservées aux enfants. Mais adultes,
Adolescents et plus petits vont certainement apprécier les escaliers un peu biscornus et le labyrinthe qu'un grand architecte de la spécialité, Edwin Fischer, a créé ici. Le jardin chinois. Dans l'art décoratif chinois, la représentation de l'eau et des nuages dans les sailous est largement utilisée. Toute la visite doit de préférence se faire pieds nus pour que vous puissiez constater l'effet thérapeutique et très stimulant. 7. Effet optimal est basé sur le chemin de la guérison, que vous pouvez essayer par la suite.
La maison des saveurs. Spécialités asiatica. Dégustez. Dans la cour du marchand de thé, en face du temple des délices, vous trouverez la maison des saveurs. La brasserie. De la gastronomie belgo-française. La bière, blonde, blanche, brune et cerise, est produite. Sur place, selon la recette ancestrale, le brassage est sous la direction des spécialistes de la brasserie Énuyère. Dubuisson, qui est reconnu mondialement. La maison de l'artisan description. Une maison taille. Entièrement faite de bois. Près du mur d'enceinte de l'abbaye, hébergeant un véritable sanctuaire dédié à l'éléphant, une véritable maison taille, tout en bois, à l'élégante toiture en étagée, dont les colonnes sur lesquelles elle repose sont rescapées d'un ancien bâtiment détruit par un incendie. On y admire de nombreuses sculptures sur divers supports en bois, surtout inspirés par l'éléphant, animal sacré en Asie. Il règne dans ce lieu, à l'écart de la foule, une atmosphère paisible propice à un peu de méditation. Il est bon d'admirer sans hâte la maison de l'Arisan, dans les détails de sa décoration et, avec un peu d'imagination ou de rêve, on ne devrait pas s'étonner de voir apparaître la robe couleur safran d'un moine bouddhiste. Le chemin de la guérison. Le voici enfin, ce chemin tant vanté. Après la porte en fleurs de bégonia, encadrée de 2 fenêtres décorées à droite d'un penjing pierre et à gauche d'un penjing arbre, vous pénétrez dans un corridor de 500 mètres de long sein d'un muret scandé de multiples motifs de fenêtres, de mosaïques, de peintures et de poèmes calligraphiques. La première fenêtre de terre cuite est tensée, elle est appuyée sur ce papillon qui rend hommage au rêve du sage Chuang Tzu. Laissez aller votre imagination de fenêtre en fenêtre. Il y en a 22, toutes réalisées à la main. La cour du marchand de thé. De curieuses marches rondes. Les curieuses marches rondes qui permettent d'enjamber l'eau sont d'anciennes moleries. Vous en verrez un peu partout dans notre cité. Près du rideau d'eau qui ruisselle. Devant la grotte se cache un bambou rarissime. C'est un Kiongzwea tumidissimoda, dont l'exportation de Chine était impossible, car le pays voulait en garder l'exclusivité. C'est avec ces tiges toutes droites qu'on confectionnait les cannes de bambou, comme celle que Charlie Chaplin a rendue célèbre. En 1984 seulement. L'Irlandais Peter Eddington a réussi à en ramener une pousse, dont est issu notre bambou. Voyez comme la cascade baigne de curieuses pierres recouvertes d'inscriptions en sanskrit. Celles-ci, qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer, proviennent des trésors découverts par un agriculteur du Yunnan. Il avait eu la bonne idée de les garder pour en garnir un conduit d'évacuation de son étable. Un antiquaire de Hong Kong les a déterrés et sauvés. La tour de Cambron, même si elle a perdu sa coupole. La tour de l'Abbati Hale, construite au XVIIIe siècle, domine l'ensemble du domaine du haut de ses 54 mètres. Elle est le phare de Péri-Deza, que l'on voit de loin. Le cimetière des moines. Un calme serein. Il y a un calme serein, le monde s'arrête un instant. Le visiteur est plongé dans une atmosphère irréelle de paix infinie. C'était l'idée de base derrière la fondation de l'abbaye d'antan. Au décès d'un moine, il était enterré anonymement, de façon à respecter son vœu d'humilité. Au XVIIe siècle, cependant, on prit l'habitude d'indiquer les tombes à l'aide de croix en bois sur lesquelles on inscrivait le nom du moine et l'année de sa mort. Il n'en allait donc pas comme dans les églises et les cathédrales où les tombes, situées souvent sous les dalles des allées, indiquaient le nom, le prénom et les fonctions du défunt. Dans les grands monastères, on trouvait plusieurs cimetières, réservés chacun à un groupe de la communauté. Les rapaces en vol libre. Toutes les cultures, les oiseaux ont symbolisé la liberté. Quant aux rapaces, appelés aussi oiseaux de proie, ils incarnent à merveille des valeurs telles que la force, le courage et l'autorité naturelle qui en découlent. Rien d'étonnant si l'aigle ou le faucon sont des emblèmes héraldiques, frappés sur des sceaux et des pièces de monnaie. Dès le premier envol, vous serez fasciné par la dextérité et l'agilité des aigles, buses, faucons, vautours et condors. Vous le serez plus encore lorsque l'un ou l'autre s'aventurera à vous frôler la tête ou à se poser à vos pieds. N'ayez aucune crainte, il intéresse bien plus à leur nourriture qu'à vous. Ce spectacle, dans le décor grandiose des ruines de la tour abbatiale, est depuis des années, l'un de ceux qui attirent le plus grand nombre de visiteurs de Péri-Deza. Prenez place sur les gradins de l'amphithéâtre situé dans les ruines de l'ancienne abbaye et là, laissez-vous emporter par le spectacle. Nos fauconniers vont vous initier au monde fabuleux des oiseaux de proie. Observez-les, tournant d'abord dans le compagnie avant de plonger en flèche vers la proie que leur présente le fauconnier. Ils sont généralement deux à se partager la tâche. Le balai est admirablement réglé. Un vrai village de l'ethnie Tamberma, situé dans une belle vallée piquetée de baobabs géants, au nord du Togo, le long de la frontière du Bénin voisin. Vous y voyez deux grandes maisons qui ont l'air de petits châteaux forts, avec leurs greniers en forme de tourelle et leurs hauts murs
Ces cases Tamberma ont une architecture unique. Chez les Tamberma, appelés Somba au Bénin Voinmay. C'est le même peuple, chaque jeune homme se mariant doit se construire sa maison traditionnelle, aidé en cela par tout le village. Un endroit adéquat, approuvé par les esprits, est déterminé et la construction commence, qui va durer 2 mois. Les murs sont en banco, un mélange de terre, de gravier, de glaïs et d'eau qui est façonné en gros boudins superposés, renforcés de poteaux, avec une grande dalle formant la toiture des volumes du rez-de-chaussée. Il n'y a qu'une seule entrée, assez étroite, qui protège des dangers extérieurs. À l'intérieur, il faille sombre c'est là. Demeure des esprits, c'est là qu'on faille les sacrifices, c'est aussi là que vivent les personnes âgées de la famille et qu'on rentre les animaux pour la nuit. À mi-hauteur, une pièce servant de cuisine et à l'étage, auquel on accède par une rampe et des échelles en Y, la grande dalle où vivent les parents et leurs enfants. Ils dorment, quand il pleut ou que souffle l'armatan, ce vent froidé, dans des chambres exiguës comme des cellulées, dont l'entrée est si étroite qu'on doit y entrer à reculons. C'est aussi depuis cette dalle qu'on accède aux greniers, dans lesquels sont stockés les céréales, à l'abri du climat, et des rongeurs. Le temple des fleurs, au cœur de l'hindouisme. Baliné. Le temple des fleurs est dédié à l'univers des fleurs, conformément aux principes animistes de l'hindouisme balinaïs selon lesquels toute forme de vie est d'origine divine, digne d'un temple. L'eau, source de vie, dévale le long d'un de ses flancs, sous la protection de 2 petits serpents dragons. Le Kandi Kurung, construction la plus élevée, représente l'air et le vent. Il a été sculpté en lave du volcan sacré de Bali, le mont Agung. Le temple des délices, cuisine authentique, asiatique. Vous rêvez d'être en Chine? Après vous êtes promené dans le royaume du milieu, il est normal de vous arrêter au temple des délices. Dans un lieu exceptionnel, un buffet de cuisine authentique asiatique à volonté, buffet dessert compris vous est proposé. Ce magnifique bâtiment avec sa charpente en bois sculpté, inspiré de celle d'un temple taoïste, est à la hauteur de ce que l'on y sert. Dans un décor authentique, cet espace peut accueillir jusqu'à 400 convives. Le petit village de Timor, des monuments commémoratifs en l'honneur de Simba. Vous y découvrirez autour et alentour des stèles de Simba, des statues letties du Timor oriental, des tambours de Mangaré ainsi que des sculptures de chevaux provenant de Flores et des sculptures javanaises. Parmi les animaux dans les villages indonésiens, les sympathiques canards et cochons noirs sont les plus communs. Les petites maisons traditionnelles sculptées de bambou sont anciennes et authentiques, elles proviennent de Timor. Les sculptures ont été réalisées par un des grands maîtres de cet art, Nyoman. Le temple bouddhiste, mangé près des manchots. À quelques pas des manchots du Cap et des phoques, se trouve notre phare. Du haut de ses 20 mètres, ce phare est là pour le plaisir des yeux, mais aussi de l'estomac. Vous y trouvez une restauration où dégustez de délicieuses galettes salées et en guise de dessert, de bonnes crêpes sucrées, à partir de 4 €. La cave au trésor, dans la crypte des chauves-souris, sous la surveillance de ces dernières et des rataupes nus, est à présent exposée une magnifique collection d'objets des 4 coins du monde. Cette cave au trésor regorge de souvenirs de voyage, récoltés par Eric Don et Stéten Patswal. Souvenirs qui trouveront plus tard leur place définitive dans le parc. La terrasse, cornets de pâtes, glace, gaufres et boissons fraîches vous attendent sur le pont panoramique du Mersu et Mergou. Est directement intégré dans les 2 derniers mondes de Péri-Desa. La terre du froid est la dernière frontière. Ainsi, les résidents peuvent circuler librement dans ces 2 mondes 24h/24, y compris après la fermeture du parc au public. Les résidents ont également un accès privé à l'entièreté du parc dès 9h, soit 1 heure avant l'ouverture au public. Pinguinaos, les manchots pour voile. Les chambres des manchots vous plongeront dans l'univers des explorateurs de l'Antarctique ayant récupéré le maximum des matériaux et d'objets de leurs voiliers prisonniers de la glace pour mettre en place ce lieu si particulier. Le mélange de la pierre et du bois marin au thon rouge ainsi que des boussoles, lampes à pétrole, cordages et vieilles cartes marines vous plongeront dans une atmosphère très maritime et unique. Si vous optez pour la chambre familiale, un double lit superposé aux allures maritimes vous conquérera, ainsi que sa vue subaquatique sur la nage des manchots. Les autres chambres bénéficieront quant à elles d'une cour rive qui longe les fenêtres afin de voir le passage des manchots au plus près. La salle de bain est quant à elle terrée minérale et est réchauffée par la couleur rouge du bois marin et des accessoires en violeton doré. Tiger House, des chambres à l'apparence rustique. Ces chambres rustiques et sombres vous plongeront en plein cœur de la taïga, une forêt de la Sibérie où le chamanisme prend place. Mais ces couleurs sombres ne vous empêcheront pas de vous y sentir
Bien que du contraire, la qualité des matériaux et les couleurs des tissus rappelant la nature vous donneront tout le confort nécessaire. La salle de bain quant à elle vous plongera dans une ambiance très minérale. L'élégance de la couleur. Violet ton des accessoires S donneront quant à eux cette touche de luxe et de chaleur. Profitez agréablement de la vue sur les tigres grâce à la banquette placée le long de la fenêtre. White Bear House. Plongez dans la vie des ours blancs. Quel poste d'observation préférez-vous? Nos chambres offrent la vue classique sur son territoire ou la vue subaquatique pour l'observer. Dans ces plongées. Dès l'arrivée dans la chambre, vous serez plongé dans une ambiance fraîche tout en étant chaleureuse et authentique par l'habillage tout en bois blanchi de celle-ci. L'authenticité des matières et la douceur des tissus et fausses fourrures vous procureront un confort maximal. La salle de bain vous immergera dans une sensation de fraîcheur absolue et de luxe grâce à son ambiance glacée créée par ses revêtements tout de blanc et de marbre de Carrare. Les accessoires donneront quant à eux une touche d'élégance via leur couleur en vieux laiton doré. Profitez d'une vue magnifique en vous installant le long de la fenêtre sur une banquette prévue à cet effet. Jouez également avec les différentes programmations d'éclairage pour donner à la chambre l'ambiance désirée en profitant au maximum de Walrus House, des chambres avec vision subaquatique. Ces chambres vous offrent le rêve de dormir dans une ambiance glacée tout en profitant du confort et de la chaleur nécessaire. Vous aurez l'impression d'être dans une grotte de neige aux murs blancs scintillant de glace avec une vue extraordinaire sur le monde subaquatique. Des morses. Tous les matériaux rappellent le froid par leur couleur bleutée, blanche et gris clair tout en gardant un confort absolu par la qualité et la douceur des tissus et matériaux. Vous serez également charmé par ces tables de nuit et sa tablette de bureau en véritable onyx blanc. Et pour réchauffer l'ambiance, quelques touches de vieux laiton doré sont visibles sur les luminaires. La salle de bain vous plongera également dans un univers très glacé par ses murs tout de blanc vêtus et d'effet glace. Les accessoires donneront quant à eux une touche d'élégance et de luxe via leur couleur en violeton doré. Resort la dernière frontière. Logé au cœur du parc. Le logement est directement situé au cœur de The Last Frontier. Le monde The Last Frontier est accessible 24h/24. Pour les résidents du resort. Peridesa est accessible de 9h, LH plutôt par rapport aux visiteurs d'un jour, du matin jusqu'à la fermeture du parc. Chambre Paddling Bear. Un confort optimal. Les chambres au confort optimal offrent toute une vue imprenable sur le plan d'eau où s'ébattent joyeusement les imposantes otaries de Stellaire, les plus grandes otaries du monde. Tout comme la terrasse de l'hôtel, qui, orientée plein sud, invite à de délicieuses rêveries. 8 chambres disponibles, dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite. Superficie de chaque chambre 36 mètres carrés. Capacité jusqu'à 3 personnes et un bébé. Full Moon Lodge. Un cocon à l'apparence rustique avec vue sur les ours et les loups. Nous pénétrons ici dans un monde parallèle, dans la terre nourricière. Si l'audacieuse construction, toute de bois et de pierre vêtue, est souterraine, elle offre une vue magnifique sur la forêt limitrophe où vivent les ours et les loups. Avec un peu de chance, ils viendront observer les résidents, poussés par leur curiosité naturelle. L'ambiance rustique est garantie, mais la rugosité n'est qu'apparente. Tout respire le confort et la douceur de vivre. Chaque lodge est composé de 2 chambres, d'un salon avec feu ouvert, d'une salle de bain avec baignoire à bulles et sauna, d'une cuisine et d'un WC séparé. Les tables et les bancs sont fabriqués en Ardennes belge, les chaises sont canadiennes et le lustre est anglais, avec bois de serre tombé. Naturellement. Contemplateurs privilégiés de la vie animale, les résidents profiteront d'un décor qui fait la part belle. Aux pittoresques sont-ils dans le refuge d'un trappeur ou dans celui d'un chercheur d'or? Native Village. D'un côté, ours de l'autre, proposant 2 chambres spacieuses qui donnent sur le territoire des daims et d'un salon sur celui des ours. Ces maisons dotées de terrasses offrent une expérience inédite, propice au ressourcement, à l'écoute privilégiée des autres et de soi-même ainsi qu'à l'observation paisible des animaux. Le supplément d'âme est palpable dans ces constructions traditionnelles en bois, tout droit sort iOS de nos lectures d'adolescents, traversées de parents par d'immenses troncs de cèdre rouge, poêle à bois pour soirée douillette, sauna privé, jacuzzi, salle de bain bénéficiant d'un puits de lumière naturelle. Tout a été pensé pour le plaisir de tous. Paddling Bear Lodge. Un cocon intimiste au charme délicat. Un univers intimiste, un cocon au charme délicat, pourvu de toutes les commodités que l'hôte le plus exigeant s'attend à trouver. Le bois règne en maître bienveillant, au sol et sur les murs, et dans le mobilier, conçu par un artisan de l'Ardenne belge. Le salon avec feu ouvert, le charmant coin cuisine, la chambre avec salle de bain ouverte, le sauna privatif. Tout est conçu pour séduire dans ces lodges spacieux. Construites en surélévation,
Ils sont pourvus de larges terrasses accueillantes qui offrent une vue magnifique sur the last frontier en permettant d'observer en toute quiétude les otarides stellaires, les animaux de Péridesa, Cambron-l'Abbaye. L'alligator mississippiensis, également appelé alligator américain, est une grande espèce de crocodile vivant dans le sud-est des États-Unis, de la Caroline du Nord au Rio Grande, au Texas. Il fréquente les eaux douces, des rivières, des lacs ou des zones humides. Il peut tolérer l'eau salée mais brièvement car il n'a pas de glaride à sel. L'alligator américain est extrêmement utile à l'écosystème dans lequel il vit. En effet, l'animal creuse des trous dans la berge à l'aide de sa gueule et de ses pattes avant pour dégager les végétaux et les racines afin d'y créer un abri. Ces trous se remplissent d'eau à la saison des pluies et la retiennent à la saison sèche. Lors de cette dernière, ces trous d'alligator offrent des abris et des resolgerces vitales à d'innombrables espèces animales. Le saviez-vous? L'alligator d'Amérique est plus grand que la seule autre espèce d'alligator du monde, l'alligator de Chine. Couleur bleutée, blanche et gris clair tout temps, gardant un confort absolu par la qualité et la douceur des tissus et matériaux. Vous serez également charmé par ses tables de nuit. Sa tablette de bureau en véritable onyx blanc. Et pour réchauffer l'ambiance, quelques touches de vieux laiton doré sont visibles sur les luminaires. La salle de bain vous plongera également dans un univers très glacé par ses murs tout de blanc vêtus. D'effet glace les accessoires donneront quant à eux une touche d'élégance et de luxe via leur couleur en violeton doré. Possède une queue préhensile, aussi longue que son corps, qui lui assure une bonne prise. Y actif surtout la nuit, il dort roulé en boule dans le creux des branches. Il s'agit d'une espèce menacée, au stade vulnérable, en raison de la détérioration de son habitat et de la chasse pour sa viande à des fins de remède traditionnels. Le saviez-vous? Le binturong possède des glandes à musc dont l'odeur, dit-on, ressemble à celle du popcorn chaud. Le grand calao à joue argent vit dans les forêts d'Afrique de l'Est, où il se nourrit d'insectes et de fruits sauvages. Cet oiseau boit rarement en raison de l'humidité contenue dans les fruits qu'il mange. Compte tenu de sa vaste répartition géographique, l'espèce n'est pas menacée, malgré la déforestation en cours. Comme chez la plupart des calaos, lorsque la période de ponte est arrivée, la femelle est enfermée dans un trou d'arbre dont l'entrée est scellée, sauf une petite ouverture, au moyen d'une sorte d'enduit de fiente et de boue. Elle est totalement tributaire du mâle pendant sa captivité, qui peut durer jusqu'à 5 mois durant lesquels elle couve ses œufs et élève les oisillons. C'est lui qui lui apporte à manger. Le saviez-vous? Ces oiseaux se reproduisent en septembre et octobre. Ils pondent 1 à 3 œufs, dont l'incubation dure 40 jours. La plus petite des cigognes. Abdim était le nom d'un gouverneur ottoman du Soudan. 1780 à 1827, l'oiseau, abondant en ces régions, a été baptisé en son honneur. Avec son dos noir et son ventre blanc, c'est la plus petite de la famille des cigognes, environ 70 cm pour un poids de l'ordre du kilo.
Elle vit dans les savanes, les prairies, les zones humides. Mais aussi semi-aride, son habitat est varié et très étendu. Cette petite cigogne n'est donc pas rare. S'observe parfois par milliers, rassemblée près des sources de nourriture, en particulier les sauterelles dont elle est friande et qui apparaissent avec les pluies. Elle migre d'ailleurs du nord au sud de l'Afrique et retourne, suivant le rythme saisonnier des pluies. La cigogne d'Abdim est considérée comme l'oiseau annonciateur de la pluie tant attendue. Les autochtones posent des paniers sur le toit de leur maison pour inciter ces oiseaux à y nicher. Le couscous des Célèbes est un marsupial endémique de l'île de Sulawesi, Célèbes, et des petites îles voisines qui font partie de l'archipel indonésien. Il s'y déplace avec lenterie, ses dents de sa queue et de ses tes avant-pourves, gestes de doigts opposés qui lui permettent de s'agripper aux branches. Il se nourrit essentiellement de feuilles et de fruits verts, s'activant plutôt le jour et passant beaucoup de temps au repos pour digérer la cellulose de ses repas végétariens. Comme chez tous les marsupiaux, le jeune naît incomplet et poursuit son développement durant 8 mois dans la poche de sa mère. L'espèce est menacée par la déforestation, la chasse et la collecte d'individus pour le commerce illégal d'animaux exotiques. Le saviez-vous? Le couscous porte de belles plumes blanches, mais aussi par le fait qu'il choisit généralement des proies, rongeurs, reptiles, oiseaux, suffisamment petites pour être avalées en entier plutôt que déchiquetées en petits morceaux, comme le font les autres rapaces. Ce magnifique oiseau chasse uniquement à l'affût ayant localisé une proie depuis son perchoir, il fond sur elle après un vol court et la capture au sol. Il ne déchire sa victime que si elle est trop grosse. L'aiglupard aime vivre en lisière de zones boisées, dans les savanes humides ou au long des cours d'eau. On le trouve parfois jusqu'à 3,000 m d'altitude. La femelle pond 1 ou 2 œufs qu'elle couve durant 42 jours. Déjà après 2 mois, les jeunes sont capables de prendre leur envol hors du nid, tout blanc avec un long bec noir. Ce bel oiseau échassier est tout blanc avec un long bec noir, un peu gris bleuté à la base et de grands doigts jaunes. Bout de ses longues pattes fines. On le reconnaît donc facilement. L'aigrette garzette a failli disparaître de son habitat méditerranéen à cause de la mode des belles plumes sur les chapeaux. La mode est passée et des mesures de protection efficaces ont permis sa renaissance. Elle a même niché récemment en Irlande. Mais elle n'aime pas le froid et migrant hiver en Afrique. C'est un oiseau qui a besoin d'un milieu aquatique car il se nourrit de petits animaux vivant dans l'eau mais il mange aussi des insectes. Il affectionne donc les zones humides. Et comme celles-ci sont l'objet de mesures majeures de protection des habitats au niveau mondial, l'aigrette garzette n'est plus menacée. Elle niche en colonie dans les arbres près, donc pas d'alpaga sauvage. Trop petit, 1 mètre à l'épaule, pour servir à la traction ou à d'autres travaux de force. L'alpaga est élevé surtout pour la qualité remarquable de sa laine qui est fine et souple accessoirement pour sa viande. Il vit en petits troupeaux menés par un mâle dominant, accompagné de quelques femelles et de leur progéniture, broutant les herbes et les plantes des hautes montagnes. L'alpaga possède, comme les autres camélidés, un estomac complexe divisé en 3 compartiments capables d'extraire un maximum de nutriments d'une nourriture assez pauvre. Il mange donc très peu, à peine 1 kg de fourrage par jour, comparé à d'autres animaux de sa taille. Après une longue gestation de 11 mois, la femelle donne naissance à un petit, très rarement 2. Un conseil: il vaut mieux ne pas le fâcher car il est capable de cracher comme certains lamas.
Aussi coloré que menacé. L'Amazone de Saint-Vincent est un grand perroquet. Environ 40 à 45 cm, endémique de l'île de Saint-Vincent, située au sud de Saint-Lucie, dans les petites Antilles. Les Amazones sont de grands psittacidés, vivant en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ayant un bec assez fort et les plumes de la queue courte, contrairement aux aras du fait de l'exiguïté de son territoire, les plaines et forêts humides entourant le massif montagneux au centre de Saint-Vincent. Cette espèce est vulnérable. Les mesures de protection de cet oiseau, qui est pourtant l'emblème national, sont peu efficaces et la déforestation, l'impact des cyclones et le commerce d'espèces rares font peser sur l'espèce une sérieuse menace. L'Amazone de Saint-Vincent a un plumage coloré doré, vert, bleu, avec une queue violette dont le bout des plumes est jaune et une tête blanche caractéristique. L'oiseau se nourrit de graines, fruits et insectes. Le nid, haut placé dans des trous naturels d'arbres, contient généralement un ours sur le ventre et le cou. Le front et le dessus de la tête sont bleu-vert. Il a aussi des joues blanches, faites de peau nue et striées de petites plumes noires. L'ara bleu a un bec puissant, capable de briser la bogue des noix dont il se nourrit ainsi que d'autres graines et de fruits sauvages. Vivant en bande dans les forêts, les aras bleus forment généralement des couples unis à vie. Ils nichent dans des troncs d'arbres, en particulier de palmiers, la femelle pondant en général 2 à 3 œufs. Une fois nés, les oisillons restent au nid durant près de 3 mois avant de s'envoler pour la première fois. L'espèce reste assez commune et n'est donc pas en danger. L'espérance de vie de cet oiseau est étonnamment longue, jusqu'à 50 ans. Naturaliste allemand Johann Baptist von Spix. Au début du 19e siècle, l'ara de Spix vivait dans la Caatinga, biotope semi-désertique du nord-est du Brésil. Cet oiseau au plumage bleu, vert et aux yeux cerclés de bleu clair fut braconné, et son territoire détruit par l'homme au profit d'activités agricoles. Si bien qu'en 2000, l'ara de Spix avait totalement disparu de la nature. L'espèce est officiellement déclarée éteinte à l'état sauvage par l'UNI0N International pour la conservation de la nature, IUCN. À Berlin, les experts du Centre de reproduction et de conservation de l'Association pour la conservation des perroquets menacés, ACTP, ont pris soin des derniers spécimens vivant encore en captivité et ont mis en place un programme de reproduction avec l'appui de PDVSA et du gouvernement brésilien. Après une longue réhabilitation au Brésil, dans un centre construit par PDVSA, 20 aras de Spix ont pu déployer leurs ailes dans leur région d'origine en 2022, et le programme de réintroduction continue pour assurer la pérennité de ce magnifique perroquet bleu. Le saviez-vous? PDVSA est le seul parc animalier du monde où l'on peut admirer ces oiseaux uniques. Et, à l'abri des regards, PDVSA a aussi construit un centre de conservation de ces oiseaux rares où les petits-nés, loin des humains, pourront un jour partir au Brésil où ils seront faisant partie de la famille des Ramphastidés, communément appelés toucans. On compte une quinzaine d'espèces d'Aracari, tous au plumage très coloré, et au long bec creux, parfois dentelé. Ils vivent dans la canopée des grandes forêts humides d'Amérique du Sud, se nourrissant essentiellement de fruits et d'insectes, parfois d'œufs ou d'oisillons pillés dans les nids d'autres espèces. Ils nichent dans des trous de grands arbres ou dans les nids abandonnés par les pics. Une particularité des Aracari. Ces nids, en dehors des périodes de reproduction, servent de dortoir commun, maximum 6 oiseaux. Pour gagner de la place, chaque oiseau repose son bec sur le dos et relève la queue en éventail pour former une espèce de toit. L'Aracari de Beauharnais, plus // 45 cm, a un bec assez court et une longue queue mais, comme signe distinctif, de courtes plumes noires et bouclées sur le sommet de la tête. Son dos est brun, son ventre jaune, barré d'une bande rouge. Par contre, le dos et le dessus des quinzaine d'espèces d'Aracari, tous au plumage très coloré, et au long bec creux, parfois dentelé. Ils vivent dans la canopée des grandes forêts humides d'Amérique du Sud, se nourrissant essentiellement de fruits et d'insectes, parfois d'œufs ou d'oisillons pillés dans les nids d'autres espèces. Ils nichent dans des trous de grands arbres ou dans les nids abandonnés par les pics. Une particularité des Aracari. Ces nids, en dehors des périodes de reproduction, servent de dortoir commun, maximum 6 oiseaux. Pour gagner de la place, chaque oiseau repose son bec sur le dos et relève la queue en éventail pour former une espèce de toit. L'Aracari vert est le plus petit du genre des Pteroglossus. Son vol est rapide et en ligne droite, ce qui est particulier. Il possède un long bec dont la base est rouge, la mandibule supérieure dentelée, jaune et brun-orange et l'inférieur noir. Son ventre est intégralement jaune. Le dos est à dominante verte, d'où son nom vernaculaire. Propre poids par jour. L'habitat de cet oiseau est très vaste, des coteaux, montagnes de l'Équateur et du Pérou, des zones urbaines, aux campagnes et forêts, de sorte que l'espèce est qualifiée de commune et ne semble pas menacée.
L'Ariane de l'Esson est une des 360 espèces de trochilidés, appelés communément colibris ou oiseaux-mouches. Ceux-ci vivent uniquement dans les Amériques. Sont souvent très petits, de 5 à 22 cm, mais, relativement à leur taille et leur poids, ont le plus gros cœur de tous les oiseaux et un très gros cerveau. Leur capacité de vol, en arrière, sur place, sont stupéfiantes, un rythme cardiaque de plusieurs centaines de pulsations par minute, le sang exceptionnellement adapté pour oxygéner les muscles et un métabolisme extrêmement élevé, c'est pourquoi ils doivent manger leur propre poids par jour et consommer beaucoup de sucre qu'ils trouvent principalement dans la femelle pond un œuf à la peau caoutchouteuse qu'elle place dans une poche ventrale. Après 10 jours, l'œuf est clos. Et le petit, mesurant 1,5 cm et pesant quelques grammes, se fixe sur un orifice de la poche qui secrète un lait rosé, riche en fer. Après 3 mois, le jeune doit quitter la poche à cause des piquants qui lui poussent et vit encore, durant quelques mois, avec sa mère dans un terrier. L'échidné à nez court se nourrit exclusivement de fourmis et de termites qu'il déniche en défonçant leur colonie. Avec ses griffes puissantes, il les attrape ensuite en utilisant très rapidement une longue langue visqueuse de 18 cm. Ce n'est pas un animal rare et l'espèce n'est donc Peter Peala, et originaire de Chine, d'Inde et du sud-est de l'Asie. Ce rongeur, actif le jour, habite les forêts de montagne et de collines où il trouve une végétation abondante. Il améliore parfois son ordinaire avec des insectes et même des œufs d'oiseaux. Il lui arrive de s'aventurer dans les clairières et les zones agricoles adjacentes pour y grignoter d'autres plantes. Il élève généralement 2, voire jusqu'à 4 jeunes à la fois, dans des nids de feuilles construits dans la canopée, à l'abri des prédateurs. Lorsqu'un serpent arboricole ou un rapace s'approche, l'écureuil à ventre rouge pousse des cris d'alerte pour prévenir ses congénères. L'espèce est commune et n'est donc pas menacée. Centimètres, avec une envergure avoisinant le mètre. Elle a un disque facial caractéristique, en forme de cœur. Un plumage blanc sur le ventre et brun jaune moucheté sur le dos et les ailes. Ses pattes sont recouvertes de plumes jusqu'aux griffes. Les plumes de ses ailes ont un rebord souple et un duvet qui absorbe le son, de sorte qu'elle vole sans bruyer. Surprend ainsi ses proies, essentiellement de petits rongeurs. Très utile aux campagnes, cet oiseau a cependant eu mauvaise réputation dans le passé. Son aspect inquiétant, ses cris chuintants et son activité nocturne dans les greniers et les clochers ont fait peur aux hommes. Crédule et l'effraie a été considéré comme amenant le malheur. Afin d'éloigner ce mauvais augure, on l'a tué à été l'a cloué aux portes des granges, il n'y a pas si longtemps. Encore sédentaire, l'effraie des clochers passe l'hiver sans migrer. Elle niche au sol ou dans les ouvertures des tours et des granges, pondant de 4 à 13 œufs qui éclosent après environ 2 semaines. On a observé que les poussins plus âgés donnaient souvent leur reste aux plus jeunes, ce qui est un comportement ibis eremite ou ermites parce que, n'ayant pas de plumes sur la tête, avec un visage rouge, il fait penser, avec beaucoup d'imagination, à un moine. Rubicon, l'ibis chauve fait partie des 100 animaux les plus en danger d'extinction. Il ne vit plus à l'état sauvage qu'au Maroc où subsiste une population de l'ordre de 500 oiseaux. Il y a peut-être encore quelques individus au Moyen-Orient. Il a en tout cas totalement disparu d'Europe depuis 300 ans. Grâce à des programmes de reproduction, on espère le réintroduire dans les Alpes et en Espagne. Peridesa participe à ces efforts de sauvegarde. C'est donc une espèce en situation critique et il est exceptionnel d'en voir. Nichant dans les falaises, la femelle pond 2 à 3 œufs dans un nid de branchage. Son plumage est noir bleuté et son long bec rouge et recourbé. Il se nourrit de petits animaux, insectes, lézards et sélectionne les tessons de porcelaine, les capsules et les boutons. Vivant dans les montagnes de l'Afrique du Sud, cet oiseau se nourrit d'insectes, de grenouilles, d'escargots et même, à l'occasion, de charognes qu'il trouve, marchant en bande dans les prairies d'altitude, entre 200 et 800 mètres, et en retournant pierres, branches et feuilles pour débusquer ses proies. Il se réunit en colonies pour nicher dans les rochers et les ravins où la femelle pond de 1 à 3 œufs. Le poussin ibis du Cap a des plumes sur la tête pendant sa première année. Contrairement à ses parents qui sont chauves et ont une tête et un bec rouge. Cet oiseau a été très menacé mais des programmes de sauvegarde ont permis d'enrayer sa disparition. Il n'est donc plus vraiment en danger d'extinction tout en restant vulnérable. Il ne subsisterait qu'entre 5,000 et 8,000 individus dans la nature. Un peu comme certains corvidés, il collectionne les tessons de porcelaine, les capsules et les boutons que l'on retrouve dans son nid. Il collabore avec d'autres vautours plus grands. Ce rapace est un vautour vivant principalement en Amérique centrale et du Sud. Il se nourrit essentiellement de charognes qu'il détecte en volant bas mais surtout grâce à un odorat terré développé, ce qui est rare chez les
Oiseau, détectant ainsi les gaz de la décomposition des carcasses. Comme il est assez petit et que son bec n'est pas assez puissant pour percer le cuir des grosses charognes, il collabore avec d'autres vautours plus grands et à l'odorat moins développé comme tous les vautours, son estomac neutralise les toxines des charognes mais il ne mange pas les carcasses en décomposition trop avancée. C'est un voilier remarquable, pouvant planer longtemps, sans battre des ailés, grâce au courant d'air chaud. Ascendant, il vit dans les zones humides, les mangroves, les forêts clairsemées. Ce n'est pas un oiseau rare. Il ne fait pas de nid mais pond sur le sol, sur des airesses rocheuses. Ce rapace est un vautour qui vit dans la quasi-totalité des Amériques. Son plumage est brun, avec une tête rouge, dépourvu de plumes comme généralement les vautours, ce qui lui permet de plonger la tête dans les charognes, sans se salir les plumes. Il a la taille d'un dindon, d'où son nom anglais. L'urubu à tête rouge détecte les charognes en volant bas, mais surtout grâce à son odorat, ce qui est rare chez les oiseaux, détectant ainsi les gaz de la décomposition des carcasses, même si elles sont cachées sous la canopée des forêts. Comme tous les vautours, son estomac neutralise les toxines des charognes mais il ne mange pas les carcasses en décomposition trop avancée. C'est un voilier remarquable, pouvant planer longtemps, sans battre des ailes, grâce au courant d'air chaud. Ascendant. L'urubu à tête rouge ne fait pas de nid avec des branchages, mais pond sur le sol, sur des aires rocheuses ou dans les creux d'arbres. Comme moyen de défense, les parents vomissent leur nourriture autour du nid, ce qui sent tellement nuit au Japon. De la taille d'une perdrix, la bambusicole de Chine est un oiseau de la famille des phasianidés, phaisans, vivant en groupe dans l'état Illis et forestier. Malgré son nom, on ne la trouve pas seulement dans les bambouseraies. Originaire de Chine, l'espèce a été introduite au début du XXe siècle au Japon où elle s'est fort bien acclimatée. Capable de vol assez long pour aller se réfugier dans les hautes branches, la bambusicole de Chine arpente le couvert forestier où son plumage tacheté de brun, noir et beige est un excellent camouflage. Elle se cache dans les fourrés. Mais, si elle se sent découverte, elle s'envole soudainement en battant bruyamment des ailes, surprenant ainsi le prédateur. Cet oiseau se nourrit de jeunes feuillets et de bourgeons, de graines et de noix ainsi que de vers de terre. Les mâles ont un chant complexé, sonore très caractéristique qu'ils pratiquent tout au long de l'année et pas seulement pendant la période de reproduction. Il est capable de tuer des renards gris. On l'appelle aussi aigle bleu du Chili ou buse bleue des Andes. Comme les aigles, cette buse aime les montagnes. En dépit de sa taille moyenne, une envergure de 2 mètres et un poids de 2 kg, ce rapace est capable de tuer à la chasse des renards gris qui pèsent pourtant 2 à 3 fois plus que lui et qui ne sont pas sans défense, avec leur mâchoire reste de carnivores. Mais en général, ses proies sont plus petites lapins et autres petits mammifères. Toutefois, la buse aguilla s'attaque aussi à des oiseaux, même à des rapaces, comme la chevêche des terriers. Elle niche dans les falaises des cordillères sud-américaines. La femelle pond de 1 à 3 œufs et les couve durant un mois. Elle se nourrit de petits rongeurs. Ce rapace aux plumes brunes vit dans les zones aridées, les déserts buissonneux, nichant dans les cactus, candélabres ou les arbres. La buse de Harris se nourrit de petits rongeurs, d'insectes et d'oiseaux. On a remarqué qu'elle ne mangeait jamais de serpents, des proies pourtant assez abondantes dans son habitat, alors qu'elle ne dédaigne pas les lézards. Ces oiseaux chassent en groupe, certains planant pour effrayer les proies tandis qu'un autre se charge de les attraper. Les buses de Harris, du nom d'un ornithologue américain du 19e siècle, nichent aussi en famille, composée d'un couple alpha, d'un second mâle ayant un rôle d'assistant et des juvéniles qui sont plus particulièrement chargés de chasser et de protéger la nichée. Volant silencieusement la nuit, la chouette de l'Oural est un bel oiseau ayant la taille LLE d'une buse, de l'ordre de 60 cm. Elle vit dans les forêts boréales et mixtes de tout le nord de l'Eurasie. Son plumage est blanc-gris clair, tacheté et strié de noir, avec un disque facial blanc entourant des yeux noirs assez petits, et un petit bec jaune. La chouette de l'Oural se nourrit essentiellement de petits rongeurs mais aussi d'autres petits mammifères, lapins et lièvres, qu'elle surprend en volant silencieusement la nuit. Elle mange aussi des oiseaux, généralement de petite taille mais on l'a observé s'attaquant à des tétralires qui ont la taille d'un dindon. La chouette de l'Oural niche dans des trous de vieux arbres, occupant parfois d'anciens nids de rapaces ou de corvidés ou même d'écureuils. Elle laisse à défaut d'arbres convenables, elle peut nicher aussi dans les falaises et même parfois au sol, entre des racines. Elle peut vivre plus d'environ 50 cm. Elle vit dans les épaisses forêts tropicales et équatoriales d'Amérique centrale et du Sud, au milieu des grands arbres mais aussi près des clairières, et parfois même dans les plantations. Au Costa Rica, on l'observe aussi dans les montagnes, jusqu'à 1500 m. Son plumage est brun foncé avec un ventre beige chamois. Mais ce qui lui donne son nom commun est le plumage de sa face brun sombre avec de grands yeux jaunes.
entourés de sourcils, de plumes blanches se prolongeant sous les yeux, ce qui peut faire penser à des montures de lunettes. Les oisillons ont un plumage différent, plumes blanches, ébouriffées sur le corps et lunettes noires soulignant leurs magnifiques yeux jaunes. La chouette à lunettes se nourrit de petits rongeurs et autres petits mammifères qu'elle surprend en volant silencieusement entre les arbres grâce à des plumes adaptées pour réduire le bruit du frottement d'air. La chouette à lunettes chasse dès avant le crépusculé. Jusqu'à l'aube, ce n'est donc pas un rapace strict commun à la tache rouge sang de son plumage sur la poitrine, le reste du corps étant gris, bleu-gris et blanc. On dirait vraiment que l'oiseau a été poignardé car, au centre de cette tache rouge, il y a une fente plus sombre, comme la trace d'une lame. Mâle et femelle arborent le même costume. Lorsqu'ils s'affrontent, et aussi lors des parades nuptiales, les mâles gonflent leur poitrine pour présenter une tache rouge plus large et donc plus impressionnante, ou séduisante. La gallicolombe poignardée a un comportement surtout terrestre, ne s'envolant, sur de courtes distances, qu'en cas de danger proche. Au sol, elle picore graines et fruits ts. Tombée dans les amas de feuillets des sous-bois où elle sistait. Chassée pour sa chair mais aussi pour le commerce. D'oiseaux exotiques, la gallicolombe plumage. De la famille elle est le des colombidés, la gallicolombe poignardée. Doit son nom commun à la tache rouge sang de son plumage sur la poitrine, le reste du corps étant gris, bleu-gris et blanc. On dirait vraiment que l'oiseau a été poignardé car, au centre de cette tache rouge, il y a une fente plus sombre, comme la trace d'une lame. Mâle et femelle arborent le même costume. Lorsqu'ils s'affrontent, et aussi lors des parades nuptiales, les mâles gonflent leur poitrine pour présenter une tache rouge plus large et donc plus impressionnante, ou séduisante. La gallicolombe poignardée a un comportement surtout terrestre, ne s'envolant, sur de courtes distances, qu'en cas de danger proche. Au sol, elle picore graines et fruits ts. Tombée dans les amas de feuillets des sous-bois où elle sistait. Chassée pour sa chair mais aussi pour le commerce. D'oiseaux exotiques, la gallicolombe poignardée est classée en un rôle essentiel dans la reproduction des arbres fruitiers. Comme tous les mammifères volants, la roussette d'Égypte est très légère, à peine 160 grammes pour une taille de 15 cm et une envergure qui va jusqu'à 60 cm. Elle vit dans le nord de l'Afrique et dans la vallée du Nil. Cette petite chauve-souris a un museau allongé, des oreilles pointues et des yeux noirs, avec sa fourrure très douce et un régime alimentaire composé de fruits ATS et de nectar de fleurs. Cette chauve-souris n'a rien à voir avec un vampire. En plongeant son museau au fond des fleurs, la roussette se couvre de pollen et en assure la dissémination en volant d'arbre en arbre, jouant ainsi un rôle essentiel dans la reproduction des arbres fruitiers et donc dans la préservation de leur écosystème. Pour dormir, les roussettes se regroupent par centaines, accrochées aux branches, la tête en bas. Ainsi, elles se protègent des prédateurs. 70 cm de haut et d'une envergure de LM20 est très reconnaissable par sa couleur d'un rose profond, sauf sa tête qui est gris vert et son cou, dos et ventre blanc. Il a aussi un bec très caractéristique long, plat et qui se termine en s'élargissant, comme une spatule. Il s'en sert pour capturer ses proies, dans l'eau peu profonde des régions côtières. Pour pêcher, il secoue la tête de gauche à droite, faisant fuir poissons et grenouilles. En plus, comme l'eau est souvent vaseuse et trouble, son bec a un secret, il est tactile de sorte que l'oiseau sent particulièrement bien ses proies. Il aime aussi les mollusques, les petites crevettes, bref tout ce qui se trouve dans l'eau saumâtre. La spatule rosée niche en particulier dans la mangrove. Cette forêt de palétuviers bordant certaines côtes de l'Amérique centrale et du Sud, les femelles se regroupent pour pondre. Ce très bel oiseau, de la taille et l'aile d'une petite poule, fait partie de la famille des râlets. Très bien adapté à la vie à proximité des lacs et des rivières, la Thalèphe sultane nage bien, quoique ses pattes ne soient pas palmées, mais elle a de longs doigts, ce qui lui permet de marcher sur les feuillets des plantes aquatiques. Son régime est varié, constitué essentiellement de végétaux mais aussi de poissons et de PATS mollusques. Son plumage bleu foncé est turquoise et ses pattes, son bec et une plaque frontale d'un rouge vif, en font un oiseau réputé, et ce, déjà dans l'Antiquité. Mais pas seulement pour sa beauté. Ainsi, Polémon des Ilion, un philosophe grec, écrivait à propos du Porphyrion, nom de la Thalèphe à l'époque, qu'il était nourri dans les maisons comme le gardien de la pudicité des femmes, car si un adultère était commis, l'oiseau se pendait ou se laissait mourir de faim. La science a fait des progrès depuis. En période de reproduction, on peut observer un comportement remarquable. Plusieurs femelles pondent dans le même nid qui peut, au total, contenir une vingtaine d'œufs. Ces œufs sont ensuite couvés par tout le groupe. La plus grande tortue terrestre du monde, elle peut atteindre LM20 et peser 250 kg, même plus. Cette énorme tortue vit en très grand nombre, plus de 100 000 individus, sur l'atoll inhabité d'Aldabra,
dans l'océan Indien, au nord de Madagascar. Sa longévité est, sans doute, la plus extraordinaire de tous les animaux lunes, vivant aux eaux de Calcutta, est morte à 255 ans. Au jour de lui, Esmeralda, tortue qui vit aux Seychelles à 170 printemps. Essentiellement herbivores, ces tortues ont un très long cou pour attraper des branches en hauteur, parfois elles se dressent sur leurs pattes arrière pour arriver encore plus haut, mais c'est très risqué. Si elles basculent sur le dos, elles sont condamnées, incapables de se retourner. De son beau plumage, c'est un oiseau ornemental apprécié. La bernache du Canada a donc été introduite en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, où elle s'est facilement adaptée au climat. Certains spécimens se sont échappés de captivité et sont bien adaptés au nouvel environnement de l'Europe occidentale. On peut donc observer maintenant les bernaches du Canada partout au Benelux, mais aussi en Allemagne et en Europe de l'Est. Les individus présents ici à Iridesa proviennent de ces îles Hawaï. La bernache nénée était très abondante avant l'arrivée du capitaine Cook. Une chasse intensive et l'introduction par l'homme de prédateurs invasifs comme les porcs, chèvres, mangoustes ont tellement réduit ses effectifs qu'il ne restait que 30 individus en 1952. Heureusement, des bernaches nénés ont alors été élevés en captivité et il a été possible de reconstituer une population stable qui a permis d'en relâcher dans leur milieu naturel des îles Hawaï. L'espèce est donc considérée comme sauvée mais reste vulnérable. Cette oie est forte, terrestre, aimant les pentes volcaniques des montagnes, les milieux broussailleux et les pâturages d'altitude. Ses pattes sont robustes et peu palmées vu son habitat peu aquatique. Elle est exclusivement végétarienne, aimant brouter les herbes, les arbustes et les graines. Son cri ressemble à un néné, plaintif, d'où son nom. Il est peu répandu et donc classé comme vulnérable. Ce grand calao, qui mesure plus d'1 mètre de long et pèse jusqu'à 6 kg, a un plumage noir. Son gros bec, également noir, est surmonté d'un petit casque. Ce qui différencie les sexes, c'est le gros jabot de peau nue sous le bec qui est d'un rouge vif uni chez le mâle tandis que celui de la femelle est rouge avec une tache bleue. Si cet oiseau vole bien, malgré son poids, il est surtout terrestre, arpentant le sol à la recherche de sa nourriture, qui est variée insectes, petits amphibiens, reptiles et même de petits mammifères jusqu'à la taille d'un lapin. Enfin une espèce de salao qui n'emprisonne pas sa femelle dans un trou durant des mois. Il niche certes dans des trous d'arbres mais la femelle est libre de sortir durant le cycle de reproduction et le mâle participe à l'incubation et au nourrissage des jeunes. Vivant dans les savanes et les forêts, ce grand salao est peu répandu et vit essentiellement dans les parcs nationaux du sud de l'Afrique centrale, Burundi, et de l'Afrique australe. L'espèce est donc classée comme vulnérable. Il peut devenir un excellent imitateur. C'est un des plus grands cacatoès, ayant une taille de 50 cm, avec un plumage blanc légèrement rosé et une huppe de plumes érectiles rouge-orange qu'il redresse quand il est alarmé, pour menacer l'adversaire ou, généralement, en cas d'excitation. Il vit uniquement dans les forêts des îles de l'archipel des Moluques du Sud, dans l'est de l'Indonésie. Cet oiseau pousse des cris très puissants. En captivité, il peut aussi devenir un excellent imitateur. Le cacatoès à huppe rouge mange essentiellement des graines, des noix, même des noix de coco, des fruits et des insectes. Il a besoin d'un certain apport en protéines que lui procurent les larves et insectes qu'il attrape au sol. Précédemment communs, ces magnifiques oiseaux ont vu leur population décliner dramatiquement en raison de la destruction de leur habitat forestier et de capture excessive pour le commerce des oiseaux de compagnie. On en capturait 6,000 par an. Depuis qu'il se reproduit bien en captivité, la pression sur les populations sauvages a heureusement diminué mais il tête et le dos noir et le ventre blanc. Il possède, comme tous les calaos, un bec de taille considérable, de couleur rouge avec un petit casque de la même couleur sur la partie supérieure. Il vit dans les forêts côtières et le long des cours d'eau, se nourrissant d'insectes qu'il attrape souvent en vol mais aussi de petits reptiles et d'oisillons. Les fruits sauvages font aussi partie de son régime. Comme chez la plupart des calaos, lorsque la période de ponte est arrivée, la femelle s'enferme littéralement dans un trou d'arbre dont l'entrée est scellée par le couple, sauf une petite ouverture, au moyen d'un enduit solide, comme du plâtre. La femelle est totalement tributaire du mâle pendant les 2 mois où elle couve ses œufs et élève les oisillons. Ensuite, lorsque les oisillons deviennent trop grands, elle sort de sa prison et les 2 parents continuent à nourrir les jeunes. Un oiseau à l'apparence spectaculaire. Ce grand calao, qui mesure près d'1 mètre de long et pèse jusqu'à 3,5 kg, a un spectaculaire aspect avec son plumage, qui diffère selon le sexe mais surtout à cause de son bec imposant portant un petit casque strié sur le haut et une sorte de gros jabot de peau nue d'un jaune vif chez le mâle et bleu clair chez la femelle. Il vit dans les forêts primaires d'Asie du Sud-Est jusqu'au
Grandes îles de la Sonde, Sumatra, Bornéo et Java, se nourrissant d'insectes, de petits reptiles ainsi que de fruits sauvages. Comme chez la plupart des calaos, lorsque la période de ponte est arrivée, la femelle est littéralement enfermée dans un trou d'arbre dont l'entrée est scellée. Sauf une petite ouverture, au moyen d'une sorte d'enduit de fiente et de boue, solide comme du plâtre. Elle est totalement tributaire du mâle pendant sa captivité, qui peut durer 5 mois durant lesquels elle couve ses œufs et élève les oisillons. Ensuite, lorsque les oisillons sont emplumés, elle peut quitter le nid. Ayant une vaste répartition géographique, l'espèce n'est pas menacée, malgré les atteintes à son habitat forestier. Le calao de Papouasie. Le calao papou est étroitement associé aux traditions religieuses et mythologiques de la population locale. Leur crâne, leur bec et leur rectrice plume de la queue ont toujours été, et sont toujours, incorporés dans les coiffes, boucles d'oreilles et d'ornements en plumes. En Papouasie, les hommes des tribus d'Ani et Asma utilisent la partie supérieure du bec comme cache-pénis, appelé koteka. Les sculpteurs sur bois de la tribu des Asma en Papouasie du Sud représentent l'espèce dans leur célèbre totem. De grands poteaux sculptés d'une pièce dans des troncs d'arbres mesurant jusqu'à 7 mètres de hauteur que l'on retrouve dans tous les villages de cette région. Il y a un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce-là. Femelle à la tête et le cou noir tandis que le mâle est plus grand et à la tête et le cou recouvert d'un plumage roux et or. Lorsque ces calaos volent en couple, noir et brun mais ils possèdent, comme tous les calaos, un bec de taille considérable, de couleur rouge avec un imposant casque de la même couleur, qui recouvre une partie de son crâne. Il vit dans les forêts primaires et secondaires d'une dizaine d'îles de l'archipel, se nourrissant d'insectes qu'il attrape souvent en vol, de petits vertébrés ainsi que de fruits. Comme chez la plupart des calaos, lorsque la période de ponte est arrivée, la femelle est littéralement enfermée dans un trou d'arbre dont l'entrée est scellée par le couple, sauf une petite ouverture, au moyen d'une sorte d'enduit solide comme du plâtre. Elle est totalement tributaire du mâle pour sa nourriture pendant les 2 mois d'emprisonnement durant lesquels elle couve ses œufs et élève les oisillons. Ensuite, lorsque les oisillons sont devenus trop grands, elle peut sortir et les 2 parents s'activent alors à nourrir la nichée jusqu'à l'envol du nid. L'espèce a beaucoup décliné ces dernières décennies à cause de la déforestation. Un symbole de fidélité. Ce petit canard est célèbre et apprécié comme oiseau décoratif en raison du superbe plumage du mâle. Celui de la femelle, par contraste, est assez terne. Le dimorphisme sexuel est donc très prononcé chez cette espèce. Les populations russes et chinoises de ce canard sont devenues fort réduites, quelques centaines de couples, pense-t-on, en raison de la destruction de leur habitat naturel au Japon. Il n'en restait plus beaucoup non plus. Mais un apport en couple provenant d'élevage d'Europe a permis de reconstituer quelque peu leurs effectifs à l'état sauvage. Introduit depuis longtemps en Europe, via l'Angleterre, le canard mandarin se développe très bien et est abondant. Les couples restent unis, de sorte que ce canard est un symbole de fidélité, en Chine notamment et aussi en Corée où il est parfois offert en cadeau aux jeunes mariés. En chinois cantonais, l'expression « couple de mandarins » est utilisée pour qualifier un couple humain mal assorti, par allusion à la diff. Il mesure en moyenne entre 1 mètre et LM35 et pèse de 35 à 65 kg. Le capybara vit dans les savanes et les forêts d'Amérique du Sud mais toujours près de l'eau car il a un comportement semi-aquatique, un peu comme l'hippopotame. Excellent nageur et plongeur, grâce à des pattes palmées, il est capable de rester 5 minutes sous l'eau. Il se précipite dans l'eau au moindre danger, s'y accouple. Et, comme c'est un herbivore, s'y nourrit de plantes aquatiques. Sur terre, il broute herbe et buissons grâce à 2 grandes incisives. Il est vif et, s'il faut fuir, peut courir aussi vite qu'un cheval. Le capybara vit en groupe, parfois jusqu'à 100 individus, mais le plus souvent pas plus d'une vingtaine, comprenant un mâle dominant, des mâles secondaires, les femelles et les jeunes. Leur cohésion sociale est telle qu'ils organisent notamment des crèches, ce qui permet aux mères d'aller se nourrir en laissant leurs jeunes sous la garde d'eau des malouines, dans l'Atlantique Sud. C'est un oiseau intelligent, capable de retourner des pierres pour aller chercher sa nourriture en dessous et qui n'a guère peur de l'homme, malgré la persécution dont il fut l'objet dans le passé de la part des éleveurs de moutons. En effet, le caracara austral s'attaquait aux agneaux faibles. Actuellement l'oiseau est protégé mais vu qu'on évalue à 500 le nombre de couples nicheurs, l'espèce a le statut de presque menacée dans l'échelle de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN en anglais. Nichant dans les falaises ou au sol, le caracara austral couve jusqu'à 4 œufs, synchronisant les naissances de ses petits avec ceux des oiseaux de mer tels que mouettes, albatros et pingouins. En effet, quelle bonne ressource alimentaire que ces oisillons voisins, surtout si ceux-ci sont malades ou déjà faucons, mais il n'a pas les ailes pointues,
son vol n'est pas aussi rapide et son régime alimentaire est très varié. Il se nourrit de presque tout, sans spécialisation particulière insectes, reptiles, petits mammifères et même des charognes qu'il partage notamment avec le condor des Andes. Car c'est un oiseau des hautes montagnes andines, vivant dans les savanes herbeuses de la Puna, entre 3,000 et 5,000 m d'altitude et, de préférence, au bord des lacs de montagne. Mais il côtoie aussi l'homme, on peut l'observer, marchant en groupe à la recherche de nourriture, dans les champs nouvellement labourés ou fourrageant dans les décharges à ordures, ce qui est une activité sanitaire. Peu farouche, très opportuniste et n'ayant guère à craindre de l'homme, le caracara montagnard est un oiseau assez commun et l'espèce n'est donc pas au comportement de pêcheur qui guette, immobile, ses proies aquatiques et les transperce de son long bec fin d'une brusque détente du cou. Mais plutôt pour son splendide plumage, brun et gris, avec des taches noires et blanches, qui constituent un excellent camouflage, et surtout pour son comportement défensif spectaculaire en présence d'un concurrent ou d'un ennemi, le coral soleil déploie brusquement ses deux grandes ailes arrondies et les redresse face à l'intrus, lui présentant ainsi le dessin de son plumage. Or, ce dessin est composé de deux grandes zones semi-circulaires couleur châtain, soulignées de noir et d'un peu de blanc. On appelle ces taches des ocelles, yeux. En ouvrant ainsi ses ailes, c'est comme si le coral soleil dévoilait deux yeux énormes, ce qui est censé effrayer l'adversaire. Ces petits ingénieurs, architectes, creusent de profonds terriers jusqu'à 4 mètres sous terre. Ce sont des habitations complexes, avec une chambre pour les parents, une chambre à côté pour les enfants, une conduite d'évacuation des eaux de pluie, et même des galeries menant à des cul-de-sac pour désorienter les prédateurs comme les coyotes et les serpents à sonnette. Durant les beaux mois, ils font des réserves de graisse corporelle en grignotant des herbes et d'autres plantes de la grande prairie américaine et également des insectes. Ils font aussi des provisions de foin dans leurs galeries souterraines. Lorsque vient l'hiver, les chiens de prairie se réfugient dans leurs terriers et tombent dans un sommeil profond durant plusieurs mois, se réveillant seulement dans leur nid pour manger un peu de foin. C'est le printemps qui ranime alors toute la colonie. Le condor des Andes a une longévité exceptionnelle de 50 ans. Le condor des Andes est le plus grand des vautours du Nouveau Monde et c'est aussi l'oiseau qui, avec l'albatros, a la plus grande envergure au monde 3,20 m. Il peut peser jusqu'à 15 kg. Sa longévité, 50 ans, est exceptionnelle chez les oiseaux. Il vit en haute montagne, de 3,000 à 5,000 m d'altitude mais aussi sur les falaises, le long de la côte pacifique. Son plumage est noir et blanc, avec une collerette de plumes blanches à la base du couet. Chez le mâle, une grande crête, la tête et le cou sont nus. Comme généralement chez les vautours, c'est une adaptation à leur mode d'alimentation, les charognes. Nichant dans des endroits inaccessibles, le condor des Andes couve un seul œuf durant près de 2 mois. Le poussin grandit lentement et commence à voler à l'âge de 6 mois, les parents s'occupant encore de lui pendant près d'1 an. Oiseau sacré chez les peuples amérindiens, de nos jours encore, le condor est un symbole national figurant sur les armoiries des pays andins Pérou, Bolivie, Équateur, Chili. Lui aussi, pratiquait ce fameux vol stationnaire, le vol du Saint-Esprit, pour découvrir ses proies. C'est un très petit rapace, mesurant une trentaine de centimètres et pesant de 80 à 160 grammes. Aimant, comme notre faucon cresserelle, les espaces ouverts, les prairies et les savanes, il vit aussi près des fermes et même autour des villes tout en étant moins adapté à la vie urbaine. On peut l'observer aussi dans des lieux plus sauvages, même en montagne ou dans des semi-déserts. On le comprend bien, en considérant sa très vaste aire de distribution. Le cresserelle d'Amérique niche dans des cavités trous dans les arbres, crevasses et autres fissures rocheuses dans les falaises. N'hésitant pas, en sa qualité de petit rapace, à en déloger les oiseaux et les petits mammifères qui y avaient déjà élu domicile. Son menu est varié, exclusivement carné mais composé d'animaux de petite taille. Il aime tout, y compris les insectes. Il peut boire jusqu'à 200 litres d'eau en 3 minutes. C'est le chameau à une bosse, celui d'Arabie et du Sahara, une espèce différente du chameau d'Asie centrale qui en a 2. Cette bosse est constituée de graisse qui sert de réserve nutritive à cet animal d'une extraordinaire résistance au climat désertique. Il mange peu, il peut tenir le coup sans boire pendant plus de 2 semaines, ne transpirant quasi pas malgré la chaleur et est capable de transformer la graisse de sa bosse en eau. Son organisme peut perdre jusqu'à 1/3 de son poids. Un grand dromadaire pèse plus de 600 kg, alors que chez la plupart des animaux, hommes inclus, une perte d'eau de 15% peut être fatale. Mais quand il a soif, il peut boire jusqu'à 200 litres d'eau en 3 minutes. Sans lui, l'homme ne peut survivre dans les déserts. Le dromadaire est docile, tenace, capable de porter de lourdes charges dans le sable et la caillasse. Il donne du lait, sa viande se mange et ses poils peuvent être tissés. Il aurait été domestiqué voici 4,000 ans par les tribus de la péninsule arabique, puis en Afrique du Nord et jusqu'au sous-continent indien. Et plus récemment, il a été introduit dans les déserts d'Australie où il était une espèce de flamand américain de grande taille qui ne vit pas seulement au Chili mais, dans ce pays, on peut l'observer dans les lagunes salées de l'altiplano andin où il est capable de résister aux températures glaciales des nuits en haute montagne. Le plumage du flamand chilien est moins rouge que celui du flamand cubain. Cette couleur est due à son régime alimentaire, composé d'algues et de petites crevettes riches en carotène.
À l'intérieur de son bec, comme chez tous les flamands, il y a une sorte de filtre qui permet à l'oiseau de retenir le plancton et les petits crustacés, tout en ratissant les fonds vaseux des marais, estuaires et lagunes de son habitat. Le saviez-vous? Cet oiseau élégant construit un nid avec la boue des rivages, en forme de cône tronqué d'environ 40 cm, creusé au sommet d'un réceptacle où un seul œuf est pondu. S'il ne trouve pas assez de terre humide, il pond alors son œuf à même plus petite des 5 espèces de flamands, mais c'est la plus abondante, quelques millions d'individus. On l'observe notamment dans les lacs alcalins de l'Afrique de l'Est et en Namibie, où on a compté une colonie de plus d'1 million d'oiseaux dans la cuvette d'Etosha. Son lieu principal de reproduction se trouve au lac Natron, en Tanzanie. Le flamand nain se nourrit essentiellement de plancton, de diatomées et d'une cyanobactérie, la spiruline, qui vit dans ses eaux alcalines. C'est cette nourriture qui lui donne un plumage rosé. À l'intérieur de son bec, il y a un filtre composé de 10,000 lamelles microscopiques qui permet à l'oiseau de retenir sa nourriture minuscule mélangée à la boue des hauts fonds des lacs et lagunes de son habitat. Comme tous les flamands, il construit un nid avec la boue des rivages, en forme de cône tronqué, creusé au sommet d'un réceptacle où un seul œuf est pondu. S'il n'est pas rare dans la nature, sa reproduction en captivité est difficile, probablement à cause de ses habitudes alimentaires très spécialisées et aussi du fait qu'il ne pond pas chaque année et remarquablement spécialisé en fonction de son alimentation, composée exclusivement de fourmis et de termites. Il possède des pattes antérieures très puissantes avec de longues griffes acérées pour éventrer les nids et termitières et un long museau de 30 cm en forme de tube qu'il enfonce dans les trous ainsi creusés. Il darde alors, en un va-et-vient très rapide, 2 fois par seconde, une longue et fine langue de 60 cm enduite d'une salive gluante pour coller les insectes dans leur galerie et les avaler continuellement. Pas besoin de suc gastrique pour les digérer, l'acide formique de ses proies le remplace. Pas besoin de dents non plus, les insectes étant d'abord écrasés sur son palais puis broyés par les contractions de son estomac. Le fourmilier géant, aussi appelé tamanoir, est un astérisque animal nocturne et solitaire, sauf en période de reproduction. La femelle met bas un seul petit qu'elle transporte sur son dos, accroché rongeur nichant dans les zones boréales de l'Europe et de la Russie jusqu'à l'extrême est de la Sibérie. Il migre jusqu'à nos contrées et même en Europe du Sud quand l'hiver devient rude dans ses aires de nidification. On l'observe même sur les plans d'eau des villes. Avec ses larges pattes palmées, c'est un excellent plongeur, capable de rester une vingtaine de secondes sous l'eau et de descendre à 7 mètres de profondeur. Son alimentation est essentiellement composée d'animaux d'eau douce, poissons, amphibiens, mollusques, moules d'eau douce, insectes, larves de libellules. Il broute aussi de l'herbe le long des berges des plans d'eau. Son plumage, alternant blanc et noir pour le mâle et à dominante brune pour la femelle, est un excellent camouflage contre les prédateurs éventuels. Mâle et femelle ont tous deux une élégante tube de plumes qui retombe à l'arrière de la tête, noire pour le mâle, brune pour la femelle, en harmonie avec le reste de leur plumage. C'est un des plus gros pigeons du monde. Le goura de Sclaté est un columbida, c'est un des plus gros pigeons du monde, mesurant 70 cm et pouvant peser jusqu'à 2,5 kg. Vivant exclusivement dans les forêts à flanc de montagne de Nouvelle-Guinée, cet oiseau a un comportement essentiellement terrestre, comme en témoignent ses robustes pattes, ses ailes arrondies et sa courte queue. Il parcourt les sous-bois à la recherche de sa nourriture composée de graines et de fruits ainsi que de petits animaux tombés des arbres ou cachés dans les amas de feuilles. Son plumage bleu, blanc et brun est magnifique, mais ce qui le distingue surtout, c'est une extraordinaire huppe de plumes bleues, fine et aérée, entourant le haut de sa tête comme une couronne. Le goura de Sclaté était jusqu'à récemment une sous-espèce du goura de Shipmaker. Son plumage beige-brun strié est un excellent camouflage. Le grand géocoucou est un oiseau devenu populaire grâce aux dessins animés où on voit Bip Bip courir à toute vitesse le long des routes du Grand Sud américain. C'est un assez grand oiseau, d'une taille d'environ 60 cm, au plumage beige-brun strié, ce qui est un excellent camouflage, avec une crête de plumes et un long bec. Ses pattes sont longues et puissantes, lui permettant de courir à 30 km/h sur de longues distances, la tête, le corps et la queue à l'horizontale, parallèlement au sol, de préférence sur des terrains plats sans végétation trop dense. C'est un médiocre voilier qui préfère fuir au sol. On peut dire que c'est un omnivore. Il mange pratiquement tout ce qu'il trouve dans les zones semi-arides de son habitat. Il tue ses proies en les attrapant du bec et en les frappant vigoureusement au sol. On a observé un grand géocoucou tuant même un crotal. Il construit son nid dans des buissons ou de petits arbres. Il peut parfois parasiter, comme le font les coucous chez nous, le nid d'autres espèces telles que le grand cordeau et le moqueur polyglotte. Les couples se forment pour la vie, après une parade nuptiale très différente. C'est un magnifique hibou qui peut peser 2,5 kg, et d'une envergure pouvant atteindre LM60. Ce rapace nocturne a une allure très impressionnante à cause de sa taille mais aussi de ses grands yeux jaunes et de ses longues aigrettes qui ressemblent à des oreilles et lui donnent un air sévère. Son disque facial roux lui confère une excellente vision nocturne et une ouïe très fine. Il est capable de vivre dans des habitats très différents, de la toundra,
au nord, jusqu'au désert et plaines du sud. Chassant au crépuscule et à l'aube, son menu est varié mais exclusivement carnivore, petits rongeurs, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et insectes, tout ce qu'il détecte en chassant à l'affût sur un perchoir est saisi dans ses serres puissantes après un vol plané silencieux. Il niche dans des trous d'arbres ou sur des corniches de falaises. Son habitat se réduisant et l'usage de pesticides empoisonnant ses proies, le grand-duc d'Amérique voit ses effectifs diminuer. Pourtant il n'est pas classé espèce en danger, vu l'étendue immense de son aire de répartition. Le duc d'Europe est un des plus grands hiboux du monde, de l'ordre de 75 cm, avec une envergure pouvant atteindre LM85 et un poids de 2 à 4,5 kg. Son plumage beige-brun strié est un excellent camouflage. Son disque facial est divisé en deux jusqu'au bec, soulignant de grands yeux orange. Lorsqu'il redresse ses longues aigrettes qui ressemblent à des oreilles, il a une allure très imposante. Il chasse la nuit, comme en général les hiboux et les chouettes, volant sans bruit grâce à un plumage adapté qui réduit le son produit par le frottement de l'air. Il peut surprendre ainsi ses proies qui sont exclusivement composées de viande, amphibiens, oiseaux mais aussi rats, lièvres, et même de petits faons. Le grand-duc d'Europe niche dans les falaises et escarpements rocheux en montagne mais aussi dans les grandes forêts, utilisant parfois les nids d'autres grands oiseaux, corbeaux ou aigles. Il avait pratiquement disparu d'Europe à cause de la chasse et des pesticides. Grâce à d'efficaces programmes de réintroduction, on peut admirer à nouveau ces majestueux hiboux en Europe. Exceptionnel. Le gymnogène d'Afrique est un oiseau de proie de taille moyenne, une soixantaine de centimètres, au plumage gris, avec une tête petite et fine et une face de peau nue de couleur jaune ou rouge. Il possède une caractéristique physiologique exceptionnelle, ses tarses, os de l'articulation correspondant à notre cheville et base du pied, permettent à ses pattes et griffes une rotation verticale de 70 degrés et latérale de 30 degrés, de sorte que cet oiseau peut grimper facilement le long de troncs d'arbres verticaux ou de parois rocheuses, en s'aidant aussi de ses ailes. Il peut donc fouiner dans des endroits peu accessibles, des fissures, des trous, pour y dénicher ses proies. Il mange surtout des insectes, de petits mammifères, des oiseaux et des reptiles qu'il parvient à dénicher grâce à ses dons de grimpeur. La souplesse de ses pattes l'amène à s'accrocher sous les nids de tisserands qu'il déchire du bec pour s'emparer des oisillons. Cette espèce n'est pas menacée. Il se nourrit d'os et de moelle mais aussi de tendons. Ce magnifique et grand vautour, poids 5 à 7 kg, envergure 2,60 m à 2,90 m, vit dans les montagnes, à la limite des forêts. Le gypaète barbu, ainsi appelé à cause des petites plumes noires retombant de part et d'autre de son bec, a un régime alimentaire tout à fait particulier. Il se nourrit presque exclusivement d'os et de moelle, ce qui lui fait une niche alimentaire sans concurrent. Lorsque l'os sont trop gros pour être cassés avec le bec, le gypaète barbu s'envole en le tenant dans ses serres et, arrivé à une hauteur de l'ordre de 50 à 100 mètres, le laisse tomber sur une zone rocheuse, qu'on appelle ossuaire, où il se brise. Les tendons font aussi partie de son alimentation, grâce à un estomac contenant des sucs gastriques particulièrement efficaces. Dans le sud-est de l'Europe et au Moyen-Orient, les gypaètes barbus pratiquent le même manège avec les tortues de la région. Depuis plusieurs années, un programme de reproduction et de réintroduction en milieu naturel est mené en Europe et donne des résultats impressionnants. De plus en plus de gypaètes barbus planent dans les Alpes, ouest africains et eurasiatiques dans les toundras où, l'hiver, les températures descendent jusqu'à 50 degrés Celsius. Grâce à son plumage très isolant, il peut garder une température corporelle de plus de 36 degrés Celsius, même par froid extrême. Le plumage est totalement blanc chez le mâle et tacheté chez la femelle, ce qui est un bon camouflage dans son habitat. Le harfang des neiges se nourrit essentiellement de petits rongeurs arctiques, les lemmings, qu'il surprend en volant silencieusement. Contrairement à la plupart des hiboux et des chouettes, le harfang chasse aussi le jour. Le nid est établi sur le sol car plus au nord, dans les toundras arctiques, il n'y a pas d'arbres. Le saviez-vous? Ses yeux sont aussi gros que les yeux humains alors que l'oiseau a une taille d'environ 60 cm. Sa vision et son ouïe sont extrêmement bien développés, lui permettant de déceler ses proies à grande distance et même sous la neige. Comme tous les hiboux et les chouettes, ses yeux sont fixes. Pour cette raison, l'oiseau est capable de tout. Le jabiru d'Afrique est une espèce de grande cigogne qui a un plumage blanc et noir, assez classique, mais surtout un bec remarquable gros, long, légèrement recourbé vers le haut et très coloré rouge, avec une large bande noire et, à la base supérieure, une caroncule jaune. Excroissance dermique, comme la crête du coq. Les couleurs du drapeau belge. Le mâle a l'œil foncé et la femelle l'œil jaune, c'est la seule différence entre les deux sexes. Vivant toujours près de l'eau, dans les zones humides ou semi-arides avec des points d'eau, le jabiru est carnivore mais a un régime varié, avec une préférence pour les poissons. Il est capable d'en avaler entièrement, même de très gros, pesant un demi-kilo. C'est un oiseau assez répandu sur une vaste aire géographique entre le Sahel et l'Afrique du Sud, de très longs doigts au bout de longues pattes, ce qui lui permet de marcher aisément sur les plantes aquatiques flottantes, principalement les nénuphars, qui recouvrent les plans d'eau de son habitat. Il peut aussi nager si nécessaire, mais c'est en marchant qu'il recherche sa nourriture. Ce bel oiseau, mesurant environ 30 cm, a le dos brun, le cou et la poitrine blanc-jaune et le bec acéré, de couleur bleue, prolongé par une sorte de plaque bleue sur le front, entre les yeux.
Vivant exclusivement dans les zones humides et marécageuses, le jacana à poitrine dorée se nourrit d'insectes, de crustacés et de coquillages d'eau douce. Ses mœurs de reproduction sont particulières. La femelle règne sur un harem de mâles avec lesquels elle s'accouple régulièrement. Elle n'a donc pas de partenaire attitré. Ce sont les mâles seuls qui couvent et s'occupent des poussins. Ce magnifique rapace est remarquable par sa taille, jusqu'à 1,50 m, ses très longues pattes et sa huppe de plumes noires qui retombent en éventail à l'arrière de la tête. On le surnomme « secrétaire », ce qui proviendrait d'un mot arabe signifiant « oiseau chasseur ». On l'appelle également « serpentaire » en raison de son aptitude à chasser les serpents. C'est un oiseau marcheur et coureur, mais il vole et plane aussi fort bien. Arpentant sur des kilomètres la savane africaine, d'une démarche un peu mécanique, comme s'il se déplaçait sur des échasses, le messager sagittaire recherche ses proies au sol. Il mange des insectes, de petits rongeurs et aussi des lézards et des serpents, qu'il immobilise de ses serres, saisit avec son bec crochu et frappe avec force sur le sol pour les tuer. Il est bien adapté pour ce type de chasse. Ses longues pattes et son plumage le protègent des morsures dangereuses des serpents. Il construit son nid dans un arbre mort ou au sol et y élève, en général, monde. Son corps mesure à peine 12 cm, à quoi s'ajoute 15 cm pour la queue. Et il pèse moins de 80 grammes. Vivant dans les forêts malgaches, les microcephes se nourrissent essentiellement d'insectes, de feuilles et de fruits, mais aussi de nectar de fleurs, contribuant ainsi à la pollinisation des plantes. Le jour, en petits groupes, ils restent cachés dans des trous d'arbres et se mettent en action la nuit pour rechercher leur nourriture, chacun de son côté. Ils ont d'énormes yeux avec une rétine extrêmement sensible et une excellente ouïe. Leurs prédateurs sont surtout les rapaces et les serpents. Arboricoles. Un microcephe sur 4 tombe sous leur bec et dans l'espèce compense cette prédation par un taux de reproduction élevé. Les microcephes ont une faculté très rare chez les primates. Celle de réduire leur métabolisme en tombant dans une torpeur, une sorte d'hibernation, lorsque les ressources de nourriture sur habitat naturel et vaste. Il occupe quasi tout l'ancien monde, Europe, Asie, Afrique et même l'Australie. Toutefois, il a besoin d'arbres pour nicher ainsi que de zones humides, de lacs et de rivières. Le milan noir est un oiseau opportuniste qui a compris les avantages à vivre près des hommes. Il a donc aussi colonisé les grandes zones urbaines où il trouve sa nourriture dans les décharges d'immondices et les abattoirs. Là, il joue le même rôle que les vautours, en nettoyant les charognes et autres restes pourrissables, limitant ainsi la propagation de maladies épidémiques. Il est donc très utile au plan sanitaire. S'il mange surtout du poisson, malade ou mort, il a, par ailleurs, un régime très varié: insectes, crustacés, mollusques, petits mammifères. C'est un oiseau grégaire qui vit en grande colonie, notamment dans les grandes villes du tiers-monde où on les voit tournoyer, par le corps et blanc-gris strié sur la tête. Son habitat naturel est limité à l'Europe. Il a besoin d'arbres pour nicher et il affectionne donc les zones de forêts ouvertes, non loin des plaines herbeuses et de zones humides où il trouve une alimentation variée. Le milan royal est un oiseau opportuniste qui a compris l'intérêt alimentaire de vivre près des hommes. Il a donc aussi colonisé les grandes zones urbaines où il trouve sa nourriture dans les décharges d'immondices. En raison des règlements sanitaires, il reste de plus en plus stricts en Europe en matière de gestion des décharges publiques. Les populations de milans royaux ont diminué et on les voit moins fréquemment tournoyer dans le ciel. Outre les détritus et charognes, ils mangent des insectes, crustacés, mollusques, reptiles, petits mammifères. Ce n'est pas indifficile. Pour les proies courant au sol, il les repère en planant puis pique sur elles, les agrippe d'un coup avec ses serres et les tue en vol. Dans certaines régions d'Europe, l'utilisation de pesticides a réduit sa population. De la famille des Colymbidae, pigeon serait le plus proche parent du dodo de l'île Maurice. Éteint depuis le XXe siècle. Il a un plumage exceptionnel pour un pigeon très coloré. Irisé, dans les tons vert bleu turquoise, avec de longues plumes au cou qui lui font comme une collerette. Habitant les forêts denses et humides, les zones broussailleuses et les mangroves, le Nicobar à Kama, il se nourrit essentiellement de graines et de fruits ainsi que de petits insectes qu'il picore au sol. Étant plutôt grégaires, ces oiseaux vivent en colonie, mais forment des couples stables. Les oisillons naissent nus et sont nourris au lait de jabot, lait de pigeon, durant une dizaine de jours. Contrairement au lait des mammifères, le lait de jabot, très nutritif, est produit par les cellules tapissant la gorge de l'oiseau et contient des lipides et des protéines mais pas de glucides. Sucre. Beaucoup d'espèces d'oiseaux nourrissent ainsi leurs jeunes durant les premiers jours, manchots, flamands. Sexuels chez les paradisiers. Le paradisier grand émeraude est le plus grand des paradisiers, mesurant environ 43 cm, rectrice incluse. Il habite les forêts pluviales primaires, couvrant les basses terres humides et les collines. Comme chez tous les paradisiers, il y a un grand dimorphisme sexuel. Le mâle a le bec bleuté, le corps brun violacé, la poitrine vert iridescent, la tête jaune blanc et, sur les côtés, de longues
Plumes légères et filamenteuses, jaunes et blanches la femelle est plus terne. La parade nuptiale du paradisier grand émeraude se déroule au haut d'un arbre, dans un espace dégagé de toutes feuilles qu'on appelle lek. Les mâles, souvent en petits groupes, pratiquent une danse ritualisée pour séduire les femelles. Ils poussent d'abord des cris pour appeler la femelle, puis, lui tournant le dos, ils se penchent en avant, elles écartées spasmodiquement et plumes de parade ouverte en bouquet frémissant. Enfin, si la femelle est toujours attentive et intéressée, l'élu se retourne, lui fight face, et les écartés, plumes de parade toujours dressées, se rapprochent jusqu'à entourer la femelle de ses ailés. Le paradisier petit émeraude vit sur un vaste territoire, dans un habitat de forêt pluviale primaire, couvrant les terres basses humides et les collines. Le mâle, qui mesure une trentaine de centimètres, plumes caudales incluses, et somptueux brun, la gorge vert émeraude, la tête et la nuque jaune, et sur les côtés, de longues plumes légères et filamenteuses, jaunes à la base, et blanches pour le reste. La parade nuptiale du paradisier petit émeraude se déroule au haut d'un arbre, dans un espace dégagé de toutes feuilles qu'on appelle lek. Les mâles se pavanent pour séduire les femelles en poussant des cris, en sautillant et en agitant fermement leurs ailes ouvertes, tout en faisant frémir leurs fines plumes latérales jaunées, blanches, ouvertes en bouquet. La femelle compare les prétendants sur leur apparence, et finit par accepter un accouplement. Les nids ont été rarement observés. Ce sont de grandes coupes de brindilles, d'écorces et de rameaux coincés dans de hautes fourches d'arbres. La femelle y dépose 1 ou 2 œufs rosâtres qu'elle couve durant environ 18 jours. Les poussins grandissent vite et 5 cm. Pas plus gros qu'un petit lapin. Le canchil de Java est le plus petit représentant du groupe des ongulés artiodactyles, ce qui veut dire qu'il y a un nombre pair de doigts, au bout desquels il y a, comme pour nous, des ongles mais en forme de petits sabots. Il est très timide et donc difficile à observer dans son habitat naturel, les forêts de Java et Bali, en Indonésie. Comme il n'est pas très costaud ni armé contre ses ennemis, il doit utiliser la ruse. Savez-vous comment? En faisant le mort et en s'échappant à toute vitesse au moment où son prédateur s'y attend, pour se nourrir et se protéger. Le phalangé volant est un petit marsupial mesurant, du museau à la queue, une trentaine de centimètres et pesant 200 à 150 gr. Il vit en groupe dans la canopée des forêts, planant d'arbre en arbre pour se nourrir ou échapper à ses prédateurs. Pour planer, il possède 2 membranes reliant ses pattes antérieures et postérieures en se lançant dans le vide. Il étend ses membres et déploie ainsi une surface aérodynamique de la taille d'un grand mouchoir, capable ainsi de vol plané de plus de 50 mètres. Le phalangé volant est omnivore. Il se nourrit d'insectes, de fruits, de graines, de mets, affectionne le nectar et autres jus sucrés, d'où son surnom de planeur à sucre. C'est un animal qui s'active la nuit. Il possède 2 grands yeux noirs, assez écartés, qui lui donnent une excellente vision triangulaire, bien utile pour apprécier les distances des arbres vers lesquels il bondit. Étant un marsupial, la femelle possède une poche où le jeune poursuit sa croissance. Fait assez rare, les mâles contribuent à la protection aquatique qu'il attrape avec son large et bec aplati. Nichant en colon US dans les mangroves, le long des rivières et des marais, le savakou huppé pêche à l'affût, restant immobile dans l'eau peu profonde ou se déplaçant lentement. Il a d'assez longs doigts aux pattes, ce qui lui permet de se déplacer facilement sur les grandes feuilles des plantes aquatiques. Ils appartiennent à la famille des mangoustes, sont diurnes et vivent en groupe de 3 à 30 individus maximum. Pour se protéger de leurs prédateurs, les principaux sont les aigles et les chacals. L'un d'entre eux monte la garde en se tenant debout ou en se dressant au sommet d'un buisson ou d'une termitière. Il se tient prêt à avertir le groupe en cas de danger. Seule la femelle dominante s'accouplera. N'ayant pas de plumes sur la tête, avec un visage rouge, il fait penser, avec beaucoup d'imagination, à un moine. Rubicon, l'ibis chauve fait partie des 100 animaux les plus en danger d'extinction. Il ne vit plus à l'état sauvage qu'au Maroc, où subsiste une population de l'ordre de 500 oiseaux. Il y a peut-être encore quelques individus au Moyen-Orient. Il a en tout cas totalement disparu d'Europe depuis 300 ans. Grâce à des programmes de reproduction, on espère le réintroduire dans les Alpes et en Espagne. Peridesa participe à ces efforts de sauvegarde. C'est donc une espèce en situation critique et il est exceptionnel d'en voir. Nichant dans les falaises, la femelle pond 2 à 3 œufs dans un nid de branchage. Son plumage est noir bleuté et son long bec rouge et recourbé. Il se nourrit de petits, un peu recourbés sont cependant caractéristiques. Cet oiseau, qui vit en Afrique, niche en colonie dans les grands arbres qui portent parfois, chacun, une cinquantaine de grands nids, ou perchés à l'abri des prédateurs. Les tantalibis recherchent leur nourriture dans l'eau et vivent donc près des lacs et des lagunes essentiellement. Carnivores, ils mangent des batraciens et des poissons, qu'ils chassent en groupe ou en remuant la vase avec leurs
pattes pour débusquer leur proie. Toutefois, ce ne sont pas des oiseaux très sociaux, ils aiment marcher lentement. Seuls ou à deux, le long des rives, la hyère assez indolent ils harponnent cependant leur proie avec leur bec à la vitesse de l'éclair, peut-être le réflexe du coup le plus rapide d'eux. Tous les oiseaux pêchant de la même façon. Le Tantalus ne dédaigne pas les gros insectes, il les guette et les attrape lorsque des feux de brousse les font fuir. Avec une envergure de près de 2,70 m, c'est un excellent planeur. C'est un grand vautour, pesant environ 8 kg, avec une envergure de près de 2,70 m. Charognard exclusif, il mange tout cadavre trouvé, marmotte, lièvre, lapin, mouton et bovidés en Europe, gazelle et autres mammifères endémiques en Asie. Vu la raréfaction des carcasses en Europe, on aurait rapporté des cas d'attaque de bétail vivant par des vautours fauves, ce qui est un comportement exceptionnel pour un charognard RD. Le vautour fauve est un excellent planeur au vol lourd et, profitant des courants chauds ascendants S, il parcourt du haut du ciel, de vastes territoires où il reste à la recherche de cadavres. Oiseau social, vivant en colonie, le vautour fauve niche dans les falaises montagneuses. Comme tous les vautours, il a la tête et le cou dénudés, recouvert d'un fin duvet dans ce cas-ci, ce qui est une adaptation à son mode d'alimentation puisqu'il peut ainsi plonger le bec dans les entrailles les 0,00 m d'altitude. C'est un grand oiseau, pesant environ 8 kg, avec une envergure de l'ordre de 2,50 m. Le vautour de Ruppel, du nom d'un explorateur allemand du 19e siècle, est non seulement un excellent planeur, ce qui est le cas des vautours en général, mais c'est celui qui vole le plus haut. C'est même un champion parmi tous les oiseaux, rivalisant seulement avec certaines oies. Ainsi, on a relevé une collision, au-dessus de la Côte d'Ivoire, entre un avion et un vautour de Ruppel à 277 mètres d'altitude. Profitant des courants chauds ascendants, le vautour de Ruppel parcourt de vastes territoires de plusieurs centaines de kilomètres d'eux à la recherche de charognes. On a vu un individu planer ainsi à 150 km de son nid. Oiseau social, vivant en colonie, le vautour de Ruppel niche généralement dans les falaises montagneuses où il aménage aussi des perchoirs comme poste d'observation. On a observé des colonies regroupant plus de 1,000 couples, ayant installé leurs nids les uns à côté des autres. Toutefois la population globale est en fort déclin et laisse blanc rosâtre, le reste de leur pelage étant noir. Les femelles ont, quant à elles, une fourrure gris-brun avec 2 lignes blanches autour du nez et de la bouche. Très agiles, capables de sauter d'arbre en arbre. On les surnomme parfois singes volants, grâce à des pattes arrière puissantes et une longue queue. Touffus servant de balancier, les sakis à face blanche vivent dans les étages inférieurs de la canopée. Ils se nourrissent de fruits, graines, noix et aussi d'insectes. La femelle donne naissance à un jeune parent, dont elle s'occupe très bien, le protégeant et lui apprenant les règles de l'autonomie. Les sakis à face blanche vivent environ 15 ans plus longtemps en captivité, comme c'est souvent le cas. Leurs prédateurs sont les grands serpents constricteurs, les félins et la harpie féroce, redoutable rapatour. Saint-Bernard, vous pouvez aussi admirer les tapirs, originaires d'Amérique du Sud, ou les marécages. C'est le royaume des tapirs. Leur petite trompe aspirante permet à ces végétariens excellents nageurs de se nourrir de verdure, de légumes et de fruits. Les tapirs sont tranquilles et pacifiques, mais attention, les mamans défendent leurs petits avec courage face aux jaguars. À noter que la période de gestation est plus longue que chez l'être humain. 14 mois au lieu de 9. Avec celle des Galapagos et d'Aldabra, elle est la plus grande tortue terrestre. En été, elle vit sous le sable, attendant la tombée du jour pour ressortir. Elle vit dans la région subsaharienne de l'Afrique. Pour calculer son âge, et contrairement à une idée répandue, on ne peut se fier aux seules lignes situées sur sa carapace. Une remarquable longévité. Ce petit ara a une taille de l'ordre de 40 cm et un beau plumage essentiellement vert avec une tête bleue. Il a des joues de peau nue de couleur grise alors que, généralement, les autres aras ont des joues blanches. L'ara de Coulon vit dans les forêts amazoniennes de l'est du Pérou et du nord de la Bolivie. Cet oiseau était assez mal connu, son habitat ayant été, pendant des décennies, sous le contrôle de groupes révolutionnaires terroristes du Sentier lumineux au Pérou. Depuis la disparition de ces groupes, l'ara de Coulon est mieux étudié et on s'est aperçu qu'il était à classer dans les espèces en danger. Il n'en resterait plus qu'entre 1,000 et 500 individus dans la nature. Il se nourrit de graines et de fruits mais aussi d'insectes et de larves. C'est un oiseau bruyant qui pousse des cris stridents. Vivant en petits groupes et en couple, les aras de Coulon nichent dans les grands arbres mais aussi dans les falaises d'argile le long des cours d'eau. Ils ont, comme la plupart des perroquets, une remarquable longévité de l'ordre. Ils planent à de considérables altitudes jusqu'à 5,000 mètres. C'est un des plus grands vautours d'Asie, pouvant avoir une envergure d'environ 3 mètres et peser plus de 10 kilos.
se nourrissant exclusivement de carcasses d'animaux morts, surtout de yaks domestiques, le vautour de l'Himalaya est en concurrence avec d'autres oiseaux charognards mais aussi avec les loups, les panthères des neiges et autres carnassiers. Au Tibet, les humains morts sont offerts aux vautours à l'occasion de cérémonies traditionnelles, les funérailles célestes, et les corps sont démembrés sur des airesses cérémonielles et les grands oiseaux les dévorent, ce qui, dans la croyance religieuse tibétaine, est une ultime offrande compassionnelle du mort qui offre sa chair comme nourriture aux vivants. C'est aussi une façon mieux adaptée de faire disparaître les cadavres dans des régions manquant de bois pour des crémaillons ou dont le sol rocheux rend difficile le creusement de fosses, planant à de considérables altitudes, jusqu'à 5,000 mrs, le vautour de l'Himalaya niche sur des rebords de falaises où la femelle couve généralement un seul œuf. L'espèce est sédentaire et ne migre pas. Avec un nom pareil on se serait attendu à un oiseau des Indes. Il vit pourtant sur le continent australien, pataugeant dans les eaux peu profondes des marais côtiers, des lagons et des mangroves. Le Tadorne Raja se nourrit de ce qu'il trouve dans ses écosystèmes saumâtres, plantes aquatiques mais surtout petits invertébrés, mollusques qu'il filtre grâce aux lamelles qu'il possède dans le bec. Vu son aire géographique qui ne connaît pas de période froide, l'espèce est sédentaire et ne migre donc pas. Ces oiseaux vivent en couple ou en petits groupes mais pas en grandes colonies. Les nids sont souvent placés dans des trous d'arbres, près des berges, sans utilisation d'herbes ou autres plantes pour les rendre plus confortables. Seulement quelques plumes de duvet, ou 6 à 12 œufs sont couvés durant un mois, sans être très abondantes, entre 160 000 et 250 000 individus. L'espèce n'est pas menacée précédemment chassée, elle erre dans un vaste réseau de galeries, il n'a guère besoin de voir et ses yeux sont donc atrophiés. Par contre, son ouïe et son odorat sont très développés. Sa peau, sans poils, est particulièrement souple et résistante aux blessures. Le ratope nu a une longévité de 20 à 30 ans, en captivité, ce qui correspond à plus de 500 ans pour un humain. Il est totalement immunisé contre les cancers et insensible à la douleur. Son organisation sociale est semblable à celle des insectes sociaux, termites, fourmis. Une seule femelle est reproductrice, la reine, avec un harem de mâles, les autres individus étant répartis en classes soldats, ouvriers, nourrices qui, outre leurs fonctions professionnelles, ont aussi une morphologie différente, cas unique chez les mammifères. Le ratope nu est végétarien, mangeant les racines des plantes de savane qui lui fournissent aussi de l'eau. Il ne boit donc jamais. N'étant pas un ruminant, il améliore la digestion des aliments contenant beaucoup de cellulose en mangeant une tion. Ce petit héron blanc, originaire du sud de l'Europe et de l'Afrique, a connu, dans les 2 derniers siècles, une spectaculaire expansion mondiale, colonisant l'Asie, l'Amérique, après avoir donc survolé l'océan Atlantique et l'Australie. La raison de ce déploiement se trouve dans son mode de vie et d'alimentation. Il suivait, à l'origine, les grands mammifères sauvages tels que les éléphants, buffles, rhinos, antilopes, se nourrissant des insectes dérangés par leur déplacement mais aussi des parasites de leur pelage et de leur peau. Il s'est ensuite adapté aux animaux domestiqués par l'homme, comme les chevaux et les bovidés et, vu le développement de l'élevage, il a suivi le mouvement, puisqu'il rend ainsi de grands services sanitaires en débarrassant le bétail des tiques et des mouches. Il est très apprécié par les paysans dans le monde entier, d'où son nom, quoiqu'il ne garde pas. Pigargue à tête blanche est un oiseau de proie vivant principalement aux États-Unis et au Canada, près des rivières, des lacs et des côtes. Emblème national des États-Unis, cet aigle était un oiseau sacré dans plusieurs cultures des Nord-Amérindiens. Il y a quelques siècles, ce symbole de force et de liberté a presque disparu du globe. Cela est principalement dû au fait que son habitat a été dégradé par les activités humaines. Grâce à plusieurs programmes efficaces d'élevage et de conservation, l'espèce a pu reconquérir son territoire et n'est plus menacée en Amérique du Nord. Ces aigles n'aiment pas vivre en groupe mais, lorsqu'une source de nourriture abondante est mise à leur disposition, ils font volontiers une exception. Par exemple, ils se rassemblent souvent à plusieurs lors de la migration des saumons. Le saviez-vous? La plupart des aigles ont des pattes emplumées jusqu'au cerf, mais le pigargue à tête blanche n'a pas de plumes. Son envergure est impressionnante. Ce qui différencie les pigargues des aigles, ce sont les pattes. Elles sont emplumées jusqu'au cerf. L'habitat du pigargue vocifé est constitué de zones humides, de rivières, d'étangs, riches en poissons dont il fait principalement son menu. Son envergure est impressionnante, celle de la femelle, généralement plus grande que le mâle, chez les rapaces, pouvant atteindre jusqu'à 2 m 40. Avec le corps blanc, les ailes brunes, des yeux jaunes fixes et un bec puissant, ce sont des oiseaux de proie redoutables.
Leur régime alimentaire est varié du poisson surtout mais aussi des petits mammifères, des oiseaux, gibier d'eau, hérons, canards, de petits reptiles comme des bébés, crocodiles et même des charognes si nécessaire. Lorsque le poisson n'est pas trop gros, il va le manger sur son perchoir sinon, il le tire sur la berge en volant à la surface. On l'a même observé tirant un très gros poisson sous l'eau en nageant avec ses ailes. On les surnomme vocifées à cause du cri très puissant qu'il pousse. Et renard volant de l'îlet est une grande espèce de chauve-souris qui vit dans les forêts de Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam et du sud de la Chine. Ces animaux vivent en colonies de plusieurs centaines d'individus. Pendant la journée, ils se suspendent aux hautes branches des arbres, la tête en bas. La nuit, ils cherchent des fruits à manger. Son rôle dans le maintien de la végétation forestière, et donc de la biodiversité, est très important. Tous les fruits que ces animaux mangent contiennent des graines. Les chauves-souris disséminent ces graines en les crachant lorsqu'elles ne veulent pas les manger, ou les graines sont disséminées par leurs excréments. Vu la destruction de son habitat et la chasse par les paysans qui redoutent la destruction de leurs récoltes de fruits, l'espèce est en fort déclin et est classée comme vulnérable. Le saviez-vous? Avec sa petite tête triangulaire, ses oreilles pointues, et la couleur brun-roux de son pelage autour du cou, elle ressemble à un petit. Il peut atteindre une envergure de près de 2 mètres, est très reconnaissable à son beau plumage, sa tête dénudée aux peaux multicolorées, son bec puissant surmonté d'une caroncule jaune-orange. En Amérique, il n'est surpassé en taille que par le condor. Le sarcoran froid vit dans les forêts primaires tropicales et équatoriales, dans les plaines qui les jouxtent et aussi dans les zones marécageuses. Excellent planeur, pouvant rester en l'air durant des heures sans battre des ailes, le sarcoran froid repère les charognes, sa nourriture quasi exclusive, non seulement par la vue mais aussi par l'odorat, ce qui est une aptitude exceptionnelle chez les oiseaux. Sans doute est-ce parce que, vivant dans les forêts, son odorat lui permet de repérer les carcasses gisant au sol, non visibles, sous le couvert des arbres. Oiseau sacré pour les Mayas et populaire dans le folklore sud-américain, sa taille et son plumage en imposé l'ont fait surnommer roi, ou même pape, selon son Oh, les canards. Alors, Ça, c'est une poule d'eau. Hein. Ça, là. avec les grandes pattes. T'as vu les grandes pattes que ça a? Oh mais, Emma, elle a essayé de sauter pour me piquer. Je voulais juste filmer un peu. Car regarde, elle m'a piqué un bout. Elle m'en a piqué un bout. C'est des piranhas. Bah alors, Le mâle est un papa ultra moderne. C'est le deuxième plus grand oiseau coureur, il ne vole donc pas du monde, après l'autruche jusqu'à 2 mètres de haut, et pesant près de 50 kg. Il a de puissantes pattes avec 3 doigts, l'autruche n'en a que 2, et il peut courir très vite et longtemps. Le mâle est un papa ultra moderne. C'est lui qui construit le nid, à même le sol c'est lui seul qui couvre les œufs. Pendant 56 jours, sans manger ni boire, qui s'occupe seul des poussins, les protégeant et les éduquant jusqu'à ce qui est ses 18 mois. La femelle se borne à pondre dans le même nid jusqu'à 20 œufs vert foncé et pesant entre 700 et 900 grammes. Chaque œuf équivaut donc à une dizaine d'œufs de poule. L'émeu n'est pas rare, il vit dans une très grande partie de l'Australie. On l'élève aussi pour sa viande, pauvre en cholestérol et pour sa graisse qui s'est sollicitée par les visiteurs et de retour à Péridesa. Un koala mâle rejoint le parc. Le koala, animal emblématique du continent australien, atteint une taille moyenne d'environ 85 cm et peut peser jusqu'à 14 kg. L'animal vit dans les forêts d'eucalyptus qu'il consomme, principalement la nuit. À titre fois omniprésent en Australie, le koala a de plus en plus de mal à survivre à l'état sauvage. En 2014,
l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, estimait le nombre d'individus à entre 100 000 et 500 Q0 à l'état sauvage. Mais, les incendies de forêt dévastateurs de 2019 et 2020 auraient décimé environ un tiers de cette population. La maison des koalas est ouverte, mesure de 60 à 70 cm de haut. Son plumage est d'un gris-bleu clair, sauf la face et le haut du cou qui sont blancs. En période de nidification, des plumes nuptiales, plus longues, poussent sur son cou et son dos. L'aigrette à face blanche affectionne les zones inondées, peu profondes, qu'elles soient d'eau douce ou salée, où elle trouve sa nourriture composée de toutes sortes d'animaux aquatiques, poissons, batraciens, insectes, petits reptiles. Restant immobile dans l'eau, cet échassier guette ses proies qu'il harponne au passage d'un mouvement fulgurant, comme le font en général les hérons. Le couple construit son nid de branchettes en hauteur dans les arbres, puis les deux parents couvent leurs œufs et élèvent les poussins ensemble. Les jeunes s'envolent du nid après une quarantaine de jours. Présent sur tout le continent australien, l'ibis d'Australie est un assez grand oiseau de 60 à 75 cm. De long, son dos est noir, avec des plumes sombreaux, reflets vert bleu irisés sur les ailes tandis que son ventre est blanc. Il a un long cou orné de plumes blanches tombantes et possède le long bec noir, mince et recourbé vers le bas, caractéristique des ibis. Cet oiseau habite les zones marécageuses, les lagons peu profonds et les prairies humides ou sèches, évitant les environnements marins, côtes et estuaires. L'ibis d'Australie se nourrit, dans les marais, de petits animaux aquatiques, insectes, mollusques et batraciens lorsqu'il se trouve en terrain sec. Il raffole particulièrement des sauterelles et autres criquets, ce qui le rend populaire parmi les fermiers qui s'éraillent ces insectes ravageurs au sein de colonies plus ou moins importantes. Le couple construit un nid grossier en forme de large coupe, flottant sur une sorte de radeau de jonc et de débris végétaux. Mâles et femelles couvent en alternance et s'occupe ensuite des poussins. L'ibis d'Australie est un oiseau cotimètre extraordinaire. Avec l'ornithorynque, il fait partie de l'ordre des monotrèmes, seul mammifère qui pondent des œufs. Il a un manteau de piquants sur le dos et se roule en boule comme un hérisson pour se protéger. Après fécondation et une gestation de 21 à 28 jours, la femelle pond un œuf à la peau caoutchouteuse qu'elle place dans une poche ventrale. Après 10 jours, l'œuf éclot, et le petit, mesurant 1,5 cm et pesant quelques grammes, se fixe sur un orifice de la poche qui sécrète un lait rosé, riche en fer. Après 3 mois, le jeune doit quitter la poche à cause des piquants qui lui poussent et vit encore, durant quelques mois, avec sa mère dans un terrier. L'échidné à nez court se nourrit exclusivement de fourmis et de termites qu'il déniche en défonçant leur colonie. Avec ses griffes puissantes, il les attrape ensuite en utilisant très rapidement une longue langue visqueuse de 18 cm. Ce n'est pas un animal rare et l'espèce n'est petit échassier terrestre, mesurant 60 cm. Vivant dans les savanes et les forêts, il se cache le jour, bien camouflé par son plumage, et s'active à la tombée de la nuit pour chasser. Ses grands yeux lui confèrent une bonne vision nocturne. Il chasse exclusivement au sol, en arpentant son territoire pour y débusquer des proies variées, insectes, petits reptiles et amphibiens, mais aussi des végétaux. Auparavant très répandu, cet oiseau a beaucoup souffert de l'introduction de chats et de renards par les premiers colons venus d'Europe. Les populations ont aussi décliné à cause de la destruction de l'habitat pour l'élevage et la mise en culture des terres, les feux de brousse, disparus de Tasmanie depuis 1900, et d'autres États australiens depuis. L'édicnème bridé a heureusement pu bénéficier d'une protection grâce à la gestion rigoureuse des zones naturelles du pays. Actuellement, ses effectifs sont estimés à 15,000 individus et l'espèce, stabilisée, n'est plus menacée. Un pigeon présent dans toute l'Australie. Ce petit pigeon, gris et brun sur le dos, a la particularité de posséder une huppe de petites plumes dressées en pointe verticale sur la tête. Cette huppe se maintient dans cette position lorsque l'oiseau se déplace au sol. De même, en fin de vol, lorsque la colombine longue-huppe atterrit, sa crête
mais aussi sa queue, se redresse, ce qui lui donne un aspect singulier. Ces oiseaux sont grégaires et vivent en groupes nombreux. Sur tout le continent australien, la colombine longupes se nourrit essentiellement de graines. Et, vu le développement agricole en Australie, ce pigeon a conquis de nouveaux territoires et est, dès lors, un oiseau fort commun. Les couples se forment après une danse nuptiale du mâle, très élaborée. Lorsque l'oiseau s'envole, ses ailes produisent une sorte de sifflement caractéristique qui est sans doute une façon de prévenir les autres oiseaux canaris. Si on peut observer, en captivité, des individus au plumage bleu, ce n'est pas le cas à l'état sauvage où tous les individus ont un plumage vert. La couleur verte, naturelle, est le résultat de l'effet conjugué d'un pigment jaune, la psitacine, présent dans les plumes et du bleu obtenu par diffraction de la lumière, bleu plus jaune égale vert. Suite à des mutations, certains individus ne synthétisent pas le pigment jaune, de sorte que leur plumage reste bleu. Cette perruche vit dans les zones semi-arides de l'Australie centrale où il y a des savanes arbustives et de l'eau. Elle forme de grands groupes qui migrent pour chercher un nouveau site de vie une fois épuisées les ressources alimentaires de l'ancien. Elle mange toutes sortes de graines, de fruits sauvages et d'herbes. C'est un oiseau intelligent qui, en captivité, est très sociable et capable de chanter et d'imiter certains bruits. Son nom anglais, budgerigar, viendrait de l'un de ses noms aborigènes de l'ordre de 35 cm et un plumage à dominante rose, avec des ailes gris clairières. Comme tous les cacatoès, il possède une huppe de plumes érectiles. Cet oiseau vit en couple généralement unis pour la vie, au sein de groupes parfois extrêmement nombreux, plusieurs centaines d'individus, avec d'autres espèces, rassemblés dans les champs et les plaines à la recherche de nourriture. Le cacatoès rosalbin mange essentiellement des graines, mais aussi des larves et des insectes. Il se nourrit généralement au sol. Pour boire, soit il se met au bord d'une mare, soit il boit en vol, sous la pluie, comme les hirondelles. C'est un bon voilier, battant lentement des ailes comme un hibou est capable de parcourir de longues distances mais pas d'une traite. Il faille de fréquents arrêts. Dans le nord de l'Australie, il vit dans les forêts primaires de montagne. Plus au sud, il colonise les forêts plus tempérées. On peut aussi l'observer dans les zones de culture et même dans les parcs et jardins des zones urbaines, mais toujours à proximité de points d'eau. L'espèce est compas, mesurant jusqu'à 1,70 m de haut et pesant près de 70 kg. Pouvant être très agressif, il a de très puissantes pattes, avec 3 doigts et des griffes redoutables. Son cou est d'un beau bleu avec des excroissances rouges. Il vit dans les forêts humides d'Australie et de Nouvelle-Guinée, où il joue un rôle essentiel car, capable de manger tout et notamment de gros fruits, il dissémine ainsi, par ses excréments, des graines de grande taille. Le mâle est, comme les meux, un père modèle qui construit le nid, couve les œufs et s'occupe seul des poussins, les protégeant et les éduquant jusqu'à ce qu'ils sachent se débrouiller seuls. On ne sait pas bien à quoi sert son casque. Peut-être à faciliter sa marche dans l'épaisse végétation de la forêt ou encore comme caisse de résonance pour son cri. Pour les tribus indigènes de Papouasie, c'est un animal. Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore depuis la disparition du thylacine, tigre de Tasmanie, en 1936. Proportionnellement à sa taille, c'est le mammifère qui a les mâchoires les plus puissantes, capable de déchiqueter les proies et de briser de gros os. Depuis 1996, une maladie virale, dégénérant, tumeur cancéreuse de la face, frappe cette espèce, et aurait éliminé la moitié de la population sauvage. Estimée entre 20,000 et 70,000 individus. L'espèce est donc menacée mais l'Australie a pris des mesures sanitaires de sauvegarde. Le saviez-vous? Chassant surtout la nuit, c'est un opportuniste dont le menu varie en fonction des disponibilités. Il chasse les petits kangourous et les wombats mais mange aussi des charognes rouges. Ce très bel oiseau est un des rares perroquets dont le plumage du mâle et celui de la femelle diffèrent totalement, de sorte que les ornithologues ont longtemps cru qu'il s'agissait de deux espèces distinctes.
Le plumage du mâle est surtout vert, avec un bec jaune. Tandis que le plumage de la femelle est à dominante rouge, avec un ventre bleu et un bec gris-noir. Originaire de la Nouvelle-Guinée et des archipels environnants, îles Bismarck, Moluques, jusqu'à Sumba, le grand Eclectus vit dans des habitats fort différents forêts, jusqu'à 900 mètres, mais aussi forêts de plaine, mangroves, plantations où il est modérément apprécié par les paysans, à cause de la destruction qu'il inflige aux récoltes. Ce perroquet est naturellement végétarien, mangeant toutes sortes de graines et de fruits ainsi que le nectar des fleurs. Vivant le plus souvent en petits groupes, le grand Eclectus niche dans les trous des grands arbres. La nuit, hors période de nidification, ces oiseaux se rassemblent dans des dortoirs, partageant les lieux avec d'autres espèces d'oiseaux, comme les cacatoès à huppe jaune, très comme les kangourous. Un grand mâle peut atteindre un m80 et peser 85 kg, comme un homme adulte. C'est un mammifère, qui nourrit donc son jeune avec du lait, mais c'est aussi un marsupial, donc son jeune naît sous une forme embryonnaire, immature et poursuit son développement dans une poche, plutôt qu'à l'intérieur du ventre de sa mère. Après 33 jours seulement, l'embryon de bébé naît minuscule, aveugle et ne pesant qu'un gramme. Sans doute guidé par son odorat, il s'accroche tout seul dans les poils de sa mère et grimpe jusqu'à la poche ventrale où il va pouvoir sucer le lait maternel et grandir durant 8 mois. Alors, comme une seconde naissance, il sort, bondit pour la première fois et commence à brouter de l'herbe. Mais il retourne encore régulièrement dans cette poche où il est en sécurité. Des ailes d'un beau bleu métallique, vit dans les forêts humides où il occupe de grands territoires de chasse pour pouvoir nourrir sa famille. Le martin chasseur à ailes bleues est sédentaire mais plutôt timide, il est difficile à observer. Comme le kookaburra australien, martin chasseur géant. Cet oiseau chasse plutôt qu'il ne pêche, malgré son allure générale qui fait penser à un martin pêcheur. Ses proies sont composées d'insectes, de petits mammifères et de reptiles, en particulier de serpents. Il les chasse à l'affût, perché sur un observatoire, immobile, en attendant de fondre sur tout ce qui passe et est comestible pour une famille qui comprend diverses espèces dont certaines fort rares. L'une, considérée comme éteinte, a été redécouverte en 1994. L'espèce présentée ici est heureusement commune et non menacée. Vivant dans un habitat forestier, il a absolument besoin d'un sous-bois de buissons et d'herbes touffues afin de pouvoir se dissimuler. Il lui faut aussi un sol pas trop compact car, s'il est omnivore et mange notamment des insectes et des larves, il se nourrit aussi de racines et de tubercules qu'il trouve en creusant la terre avec les griffes. De ses petites pattes avant, il mange aussi des champignons dont il assure la dissémination par les spores. Dans ses excréments, son régime alimentaire a contribué à sa survie car, après les feux de brousse, il parvient toujours à trouver de la nourriture sous la terre ou des champignons sur le grand bec de tous les oiseaux. Ce beau pélican, de taille moyenne avec une envergure de près de 2,50 m, habite les cours d'eau, les côtes et les grands plans d'eau suffisamment riches en nourriture pour supporter leur grand rassemblement d'individus. Leur plumage est essentiellement blanc avec une bordure de plumes noires sur les ailes. Ils ont un énorme bec rose pouvant mesurer jusqu'à 50 cm, ce qui est le plus grand bec parmi les oiseaux. Le pélican à lunettes se nourrit surtout de poissons mais aussi de tout ce qu'il peut trouver dans et sur l'eau. Crustacés, insectes et même d'autres oiseaux de mer, comme des jeunes mouettes qu'il tue d'un coup de bec. On l'a même vu avaler un petit chien tombé à l'eau. La femelle pond 1 ou 2 œufs mais généralement, c'est l'oisillon le plus fort qui survit, accaparant toute la nourriture apportée par les parents. Le plus faible meurt alors de faim.
Dormeur le jour, actif la nuit. Le wallaby bicolore est un kangourou de petite taille. Environ 80 cm pour le corps et 70 cm pour la queue. Pelage brun-rouge foncé avec des zones orangées sur le ventre et la poitrine. Vivant dans les forêts à l'est de l'Australie, c'est un animal généralement solitaire qui se cache et dort le jour pour s'activer la nuit. Exclusivement herbivore, il préfère grignoter des broussailles que de brouter de l'herbe. Contrairement aux autres espèces de wallaby, sa dentition est différente. Il est également capable d'assimiler certaines plantes, fougères, ciguës et lantanas, qui sont toxiques pour les autres animaux. Après une gestation de 33 à 38 jours, ce mammifère marsupial élève son jeune dans sa poche ventrale. Pendant près de 9 mois, ses prédateurs sont les dingos, chiens sauvages, les renards et les aigles. L'espèce n'est pas menacée. Les visiteurs de Péri-Desa connaissent déjà bien nos wallabies, qui ont rejoint MWR Murat après avoir été logés pendant quelques années dans la prairie enclos, à côté du grand escalier de Cambron. Ce sont des wallabies de Bennett, du nom du médecin et zoologiste britannique Edward Turner Bennett, 1797 à 1836. Ce marsupial provient de Tasmanie, la partie tempérée et fertile de l'est de l'Australie. Il pèse entre 15 et 20 kg et mesure environ de 90 cm à 1,20 m. On l'appelle aussi wallaby à cou rouge, en raison des reflets rouges de sa robe grise aux épaules. C'est un animal très vif, qui peut sauter à 1,50 m de haut et 6 m en longueur. Il court à 30 km/h avec des pointes à 50 km/h. Il vit en climat tempéré à frais, se nourrit de foin tendre, légumes et feuillages et c'est très bien adapté à la Belgique. À Muramura, nos wallabies vivent en plein air mais, s'il fait un peu frisquet la nuit, on les retrouve au rez-de-chaussée du ranch volière, où ils disposent de pièces qui leur sont réservées. Et dans la mine à l'opale géante. Ce n'était pas prévu, mais ils sont ondes, le plus gros mammifère, qui creuse des terriers. Ils mesurent en moyenne 1 mètre et pèsent plus de 25 kg. Il en existe 3 sous-espèces. Celle présentée ici, à Péri-Desa, est endémique de l'île de Tasmanie, au sud de l'Australie. Comme tous les marsupiaux, il est doté d'une poche ventrale qui ne comporte qu'une seule paire de mamelles. Les wombats se montrent très agressifs envers leurs prédateurs, les dingos et certéries rapaces, qu'ils n'hésitent pas à attaquer violemment si besoin. Avant l'assaut, ils prennent soin de refermer l'entrée de leur terrier en cédant de la plat, glu cartilagineuse très dure, située sous la peau de leurs fesses. Herbivores. Ils se nourrissent d'herbes, de champignons, de racines et d'écorces d'arbres. Chose surprenante, les wombats ont la particularité de produire des ailes blancs, une tête jaune, avec des taches rouges sur les joues et une nuque de plumes érectiles à l'arrière de la tête. La question se pose, s'agit-il d'une perruche, Psittacidea, longue queue, ou d'un cacatoès, à queue courte, comme les autres perroquets, à l'exception des aras? Cette question a failli débat pendant de nombreuses années. Outre le fait que cet oiseau possède une nuque érectile, un autre élément fait pencher la balance du côté des cacatoès. Les deux parents couvent les œufs. Finalement, études morphologiques et génétiques à l'appui, la calopsite est classée parmi les cacatoès. Elle vit dans les zones semi-arides de l'Australie mais aussi dans des zones côtières plus humides. Dans la nature, elle se rassemble en colonies comptant jusqu'à 50 individus. Ce beau petit oiseau mange essentiellement des graines, sauvages ou cultivées. Si elle n'a vraiment le don de parler, la calopsite élégante peut par contre siffler très bien et est capable d'imiter de courtes mélodies les sujets en captivité s'inspirant, par exemple, des clips de
L'Utari, parfois aussi appelé lion de mer, de Steller vit le long des côtes rocheuses du Pacifique nord de la Californie au nord du Japon, en passant par le Canada, l'Alaska, le détroit de Bering, le Kamchatka. C'est la plus grande des espèces d'otaries. Les mâles adultes mesurent 3 mètres et pèsent parfois 1 tonne. Les femelles étant PLTJS petites et surtout beaucoup moins lourdes. Ils se nourrissent de toutes espèces de poissons ainsi que d'invertébrés tels que calmars, poulpes et sèches. Leur prédateur principal est l'orque. Après une gestation d'1 an, naît un jeune pesant déjà près d'une vingtaine de kilos que la mère allait et protège durant 1 année au moins. Du brun jusqu'au noir. C'est un animal très puissant, plus grand et massif que l'ours noir, possédant, contrairement à ce dernier, une bosse de muscle au-dessus des épaules, ce qui augmente la force de ses pattes antérieures. L'animal est solitaire sauf pendant les périodes de reproduction ou quand se concentrent les zones de nourriture saisonnière, comme la remontée des saumons dans les rivières. Malgré sa taille et son poids, jusqu'à 700 kg, l'ours brun peut courir à plus de 50 km/h. Il est omnivore mais adapte son régime alimentaire aux ressources locales principalement végétarien, herbes, graines, baies. Il mange aussi des insectes, des poissons et de petits mammifères à l'occasion. Son odorat et son ouïe sont très développés. À l'approche du froid, l'ours brun entre dans un état léthargique sans hiberner vraiment, se réfugiant dans un endroit protégé. Il vit au ralenti en utilisant ses également appelés barilla, occupe de vastes territoires sur tout le continent nord-américain, de l'Alaska à la Floride s'il préfère les forêts et les montagnes. Il vit aussi dans les toundras du Grand ou dans les zones marécageuses du sud-est des USA. La couleur de son pelage varie du noir au blanc crème, en passant par toutes les nuances du brun. Il est très agile, capable de se redresser et de marcher quelques mètres sur ses pattes arrière, de grimper aux arbres grâce à de puissantes griffes, de traverser un lac à la nage, de courir à plus de 50 km/h. L'ours noir est omnivore mais son régime alimentaire est essentiellement composé de végétaux, herbes, graines, baies et autres fruits. Si sa vue est médiocre, son odorat et son ouïe sont très développés. Originaire de l'est du bassin méditerranéen, Turquie, Moyen-Orient, Grèce. Le daim a été ensuite implanté dans toute l'Europe comme animal d'agrément. C'est en effet un beau cervidé, de taille moyenne, l'air mâle portant de grands bois plats. Le daim vit dans les forêts mixtes de feuillus, dans les prairies arborées, en plaine et dans les montagnes basses d'Europe. Il vit entre 15 et 25 ans, selon la rudesse du climat de son habitat. Les mâles vivent en petits groupes de célibataires, retrouvant, à l'époque du rut, les femelles qu'ils se partagent à l'issue de combats. Après une gestation de 8 mois, la laine donne naissance à 1, parfois 2, faons. Le saviez-vous? C'est un herbivore capable, en hiver, quand la nourriture est plus rare, de manger des plantes plus toxiques, comme le lierre et le gui pendu, se déclinant en diverses sous-espèces. Il existe chez le loup une grande variabilité de couleurs de fourrure gris, noir, roux, blanc. Doué d'un excellent odorat, d'une fine ouïe, d'une vision nocturne, bon nageur et coureur endurant pouvant parcourir 60 km des affinlés, le loup vit en mode composé d'un couple reproducteur junior alpha, de sa progéniture et de jeunes adultes. Dans les régions boréales, le groupe peut atteindre une trentaine d'individus. C'est un redol jetable carnivore, chassant en meute les cervidés, les petits rongeurs, les oiseaux, les poissons et mangeant aussi, en cas de disette, des insectes. La louve a une portée comprenant jusqu'à 7 louveteaux. Exterminé en Europe occidentale, sauf en Italie et en Espagne, le loup fait un retour discret dans nos contrées depuis les années. Le wapiti est un des plus grands représentants de la famille des cervidés, après l'élan, mesurant 1,5 m à l'épaule et les mâles pesant 320 kg en moyenne. Ces cerfs majestueux vivent dans les forêts et les lisières mais aussi dans les montagnes et les semi-déserts, s'adaptant aisément dans diverses régions du monde. Bon nageur, bon coureur, résistant aux rudes hivers grâce à une épaisse fourrure qu'il perd au printemps, le wapiti broute plantes, feuilles et écorces. Les grands mâles peuvent avoir des bois largement de plus d'1 mètre à vie, plusieurs corps bois qu'ils perdent chaque année après le rut. Le cerf dominant défend une harde d'une vingtaine de femelles qui ont un faon chaque année.
C'est le plus haut animal du monde, pouvant mesurer, pour les grands mâles, pas loin de 6 m. Son nom vient de l'arabe Zarafa, la ravissante. Quant au nom scientifique Camelopardali, il vient de l'antique croyance que la girafe était le produit du croisement entre un chameau et un léopard. Ne vivant plus qu'en Afrique, la girafe peuplait, dans les nombreux millénaires passés, la Chine et l'Europe du Sud. Sa très longue langue lui permet d'atteindre les petites feuilles d'acacia entourées de terribles épines. Un adulte ne craint que le lion et encore. Il est capable de le tuer d'un coup de sabot. Les girafons, eux, sont vulnérables s'ils s'écartent trop car lions, hyènes, léopards sont à l'affût. Le saviez-vous? Son long cou, adapté à son mode d'alimentation, est constitué du même nombre de vertèbres que l'homme, c'est en tout, mais celles des girafes ont 40 cm de haut. Pour pulser le sang dans son corps, en particulier jusqu'à son cerveau, la girafe possède un cœur très puissant, pesant 11 kg. Le grand koudou vit dans les savanes arborées et arbustives sèches et dans les forêts vallonnées du sud et de l'est de l'Afrique. Il préfère les terrains rocheux et accidentés pour échapper aux prédateurs. En effet, sur terrain plat, le grand koudou n'est pas assez rapide et n'a pas l'endurance nécessaire pour échapper aux lions et léopards. Le saviez-vous? Le grand koudou est en quelque sorte l'autruche est le plus grand oiseau du monde. Un grand mâle peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser 130 kg. C'est un oiseau coureur, il ne vole donc pas mais peut courir à 70 km/h. Il vit dans les savanes africaines. Le mâle se constitue généralement un harem de plusieurs femelles dont l'une est la favorite. Après accouplement, les femelles pondent dans le même grand nid creusé au sol, parfois jusqu'à 30 œufs au total. L'œuf de l'autruche a une coquille très dure et pèse 50 fois plus que celui de la poule. Après éclosion, les poussins sont rassemblés en groupe. Les parents s'en occupent activement et les protègent durant plusieurs mois. Courant plus vite, 30 km/h, qu'un homme moyen. On est tellement habitué au spectacle. Des hippopotames, du grec hippopotamo, qui signifie cheval du fleuve, immergés dans l'eau tiède, laissant juste dépasser les yeux, les oreilles et les naseaux, qu'on oublie que ces grosses bêtes peuvent se montrer redoutables sur terre. Redoutable est le mot. Il vaut mieux ne pas se trouver que le vent quand ils chargent, avec leurs incisives de près de 60 cm de long. Ils ne les utilisent le plus souvent, bien sûr, que pour déchiqueter leurs 50 kg de végétaux quotidiens. L'hippopotame, avec l'éléphant et le rhinocéros, est un des plus grands mammifères terrestres. Il peut atteindre 5 mètres de long, mais la moyenne est de 3,50 m pour une hauteur au garrot d'1,50 m. Ils vivent assez vieux, de 40 à 50 ans, et en groupe d'une vingtaine d'individus. Pourquoi restent-ils si longtemps dans l'eau? Tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas de glandes sudoripares et ne transpirent donc pas. Être dans l'eau est leur seule façon de rester au frais et d'échapper au soleil brûlant d'Afrique. Leur peau secrète d'ailleurs une sorte de dans les forêts, les marécages et le long des berges des cours d'eau. L'hippopotame nain est un animal très menacé à cause du déboisement, du braconnage et aussi, sans doute, des guerres civiles qui ont dévasté ces régions. On estime que la population sauvage ne dépasse pas 3000 individus mais, en captivité, cet animal s'acclimate et se reproduit bien. S'il est moins grand que son cousin l'hippopotame commun, il pèse tout de même entre 180 et 270 kg et mesure environ 80 cm au garrot. L'hippopotame nain est discret et timide de sorte qu'on ne l'a découvert, en Occident, qu'au cours du XIXe siècle.
Son comportement est plus terrestre que celui de l'espèce commune, mais il a également besoin d'un environnement aquatique pour hydrater sa peau, réguler sa température et, accessoirement, pour se nourrir. Sortant de l'eau au crépuscule, après avoir mangé des plantes aquatiques, il broute fougères et autres feuilles des profondes forêts tropicales. Il ne vit pas en groupe mais est solitaire ou vit en couple avec un seul petit car la femelle donne rarement naissance à des jumeaux. Cornes Anléan S. Construit pour la course et le saut, l'impala est capable de faire des bonds de plus de 10 mètres de long et de 3 mètres hauteur. Il peut faire des pointes de vitesse de 110 km/h pour échapper à ses prédateurs, courant en zigzag pour les dérouter. Il est aussi capable de courir sur de très longues distances, S0 km. Mais évidemment à vitesse plus réduite tout de même de l'ordre de 40 km/h. Sa morphologie est bien adaptée, très musclée sur les cuisses, une colonne vertébrale très souple, des os fins et légers et de grands poumons. Tout cela fait de l'impala un des animaux les plus rapides du monde. Habitant les savanes à herbes courtes d'Afrique, les impalas broutent toutes sortes de végétaux et vivent en grands troupeaux. Leurs prédateurs sont les grands carnivores qui ne parviennent à les attraper que par la ruse et une traque prudente. Car, une fois en fuite, seule la grue couronnée se distingue de la grue royale par le plumage gris foncé à noir au lieu de gris clair. Les ailes sont en partie blanches tandis que la tête est remarquable à un front bombé noir jet, des joues nues, blanches et rouges et, à l'arrière de la tête, de longues et fines plumes dressées en couronne, de couleur dorée. Cette grue vit dans les zones humides, en milieu semi-désertique, le long d'une bande de territoire subsahélien allant du Sénégal à l'Éthiopie. Ces oiseaux vivent en groupe. Les couples se forment après une parade nuptiale élaborée et restent unis pour la vie. Les nids sont larges et plats, à même le sol et dissimulés dans la végétation dense des marais. La femelle pond 2 à 3 œufs. La grue couronnée se nourrit de végétaux, graines et pousses mais aussi d'insectes et de tous les petits animaux des zones humides, batraciens, lézards, mollusques etc. Grâce à ses grandes ailes, c'est un excellent voilier qui, comme les autres petites parmi les 15 espèces de grues dans le monde, son envergure est de l'ordre de LM 80 à 2 mètres. Son plumage est d'un magnifique bleu-gris, plus foncé sur l'arrière du cou et de la tête. Son bec est relativement court et sa tête plus grosse que chez les autres espèces de grues mais son cou est plutôt mince. Vivant surtout dans les hautes plaines et les plateaux de l'Afrique du Sud, vers 2,000 m, la grue de paradis se déplace dans des zones un peu plus basses en hiver, sans parcourir de longues distances. De toutes les grues, c'est l'espèce qui a la répartition géographique la plus réduite. Elle se nourrit de végétaux mais aussi des petits animaux qu'elle trouve dans son habitat, insectes, lézards, serpents et amphibiens. Les couples se forment après une parade nuptiale au cours de laquelle les futurs partenaires dansent et lancent divers objets en l'air. Le nid est construit au sol et les deux parents couvent généralement 2 œufs. La destruction de son habitat a entraîné le lion, avec son air fourbe, sa démarche traînante, ses babines retroussées en une sorte de rictus et son cri qui ressemble à un ricanement, on l'appelle d'ailleurs aussi hyène rieuse. La hyène vit en clan, parfois de dizaines d'individus, dirigés par les femelles, même la femelle la moins importante dans la hiérarchie domine le plus important des mâles, chose rare chez les mammifères, la femelle est plus grande et plus lourde que le mâle. Pesant de 40 à 60 kg, les hyènes peuvent ingurgiter jusqu'à 15 kg de viande en un repas. Leurs mâchoires sont parmi les plus puissantes du règne animal, munies de dents capables de broyer de gros os pour en manger la moelle. La force qu'elles développent en mordant est presque 2 fois plus importante que celle du léopard et peut dépasser même celle de l'ours brun. Il y a 10,000 ans éthiques, des os d'une part, et des écailles d'autre part. Les études histologiques de coupe transverse d'os l'on montre une croissance osseuse appositionnelle à périodicité annuelle, mais le phénomène naturel de résorption osseuse endostéale fait généralement disparaître les premières marques de croissance. Le nombre de marques disparues peut être évalué pour obtenir l'âge exact de l'animal. Les anneaux de croissance des écailles cornées sont également des marques annuelles, mais ne permettent d'évaluer l'âge que jusqu'à la maturité sexuelle, alors que les marques osseuses valent au moins jusqu'à la 2e année. Ces deux types de marques montrent que la maturité sexuelle se produit à la 12e ou 13e année chez la tortue d'Hermann. L'espérance de vie des tortues dans la nature avoisinerait les 40 ans. En captivité, elle pourrait atteindre 100 ans, plus souvent 60 à 80 ans.
Cette longévité s'explique par un métabolisme adaptable aux conditions extérieures et par le fait que si elles survivent aux 6 ou 7 premières années de leur vie, elles sont ensuite mieux protégées des prédateurs par leur carapace. Celle-ci est néanmoins fixement, totalement immobile, ce grand oiseau échassier. De couleur gris-perle, et plutôt apparenté au héron et au pélican qu'au cigogne dont il a pourtant la silhouette. C'est son bec qui est surtout remarquable en forme de sabot de 25 cm de long sur 10 de large, d'où son nom local si évocateur, Abou Markoub, le père du soulier. Il est si farouche que les savants européens ne l'ont découvert qu'en 1850, à l'occasion des expéditions dans les immenses zones marécageuses de l'Afrique, aux sources du Nil. Le saviez-vous? Saviez-vous que Péri-Deza a été le tout premier parc animalier où des œufs de cette espèce ont éclos? C'était un cigogne de 80 cm mais il a un bec très particulier, espacé en son milieu même lorsqu'il est refermé. D'où son nom. C'est le résultat d'une adaptation évolutive à ses habitudes alimentaires très spécialisées. En effet, le bec ouvert se nourrit principalement d'escargots d'eau et la forme de son bec lui permet de bien tenir la coquille pour extirper le mollusque et le manger. Comme une pince à escargot. Un bel exemple de plus qui aurait fait plaisir à Darwin. Cet oiseau vit en colonie, près des mares et des étangs, il niche dans de hauts arbres. L'espèce africaine a un plumage noir avec des reflets métalliques. Il existe aussi une espèce indienne qui, elle, a un plumage clair. Le buffle du Cap. Très répandu dans le sud et l'est de l'Afrique, avec près de 300 000 individus, cette espèce n'est pas menacée. Les plus gros spécimens de buffles peuvent peser jusqu'à 1 tonne et sont réputés pour leur tempérament de feu. Le buffle du Cap fait partie des fameux « Big Five » et est aussi surnommé, en Afrique méridionale, mort noir ou faiseur de veuves. Cette espèce est considérée comme très dangereuse car elle charge et tue environ 200 personnes chaque année. Les troupeaux de buffles sont compacts et les individus se prêtent main forte en cas de besoin. Plusieurs récits fiables relatent l'épisode de l'un ou l'autre troupeau de buffles ayant contraint des lions à grimper dans un arbre et à y rester de longues heures après que ces derniers eurent tué un des membres du troupeau. Pour un buffle adulte, le seul ennemi digne de ce nom est l'or et blanc. La comparaison s'arrête là. Ces singes vivent en petits groupes dans les forêts de moyenne altitude, sautant de branche en branche à la cime des arbres. Pour faciliter leur déplacement en s'agrippant aux branches, ces primates n'ont pratiquement pas de pouce. Dans ce milieu tempéré, avec des nuits pouvant être très fraîches, leur fourrure est une excellente protection et aussi un bon camouflage car les arbres sont festonnés de lichens pendant comme de longues chevelures. Ce sont des singes au caractère calme, faciles à vivre, et qui s'habituent très bien à nos climats. Le saviez-vous? Il paraît qu'ils urinent sur leur longue queue, parfois aussi longue que leur habituelle. Le damalisque à front blanc, aussi appelé blesbok, est une antilope originaire d'Afrique du Sud. Cet animal qui a failli disparaître à cause de la chasse au XIXe siècle a pu reconstituer ses effectifs dans des zones protégées, terrains privés ou parcs nationaux, de sorte que l'espèce n'est actuellement pas menacée. Il peut atteindre 1 mètre au garrot et un mâle adulte peut peser jusqu'à 100 kg. Le damalisque à front blanc vit en groupes familiaux d'une dizaine de femelles et leurs jeunes, sous la surveillance d'un grand mâle. Ces groupes se fondent parfois en grands troupeaux, paissant les herbes des savanes, toujours aux aguets. Capable de courir à 70 km/h avec même de courts sprints de 95 km/h, cette antilope est très endurante et capable d'échapper à ses prédateurs habituels, lions, léopards, hyènes, licans. Lorsque sa vigilance n'est pas prise en défaut. Le gorille des plaines de l'Ouest est un impressionnant primate vivant dans les forêts tropicales humides et les zones marécageuses, jusqu'à 300 mètres d'altitude, du côté atlantique de l'Afrique centrale. C'est un animal paisible qui n'est agressif que lorsqu'il est dérangé ou menacé. Ce grand primate vit en groupe, comptant généralement un mâle dominant, plus grand et plus puissant que les femelles et dont le dos est recouvert de poils gris. Auprès de lui, quelques femelles et leur progéniture, bébés, juvéniles, adolescents et jeunes adultes. Leur taux de reproduction est faible, la femelle n'est mature qu'après une 8aine d'années et donne naissance à un petit parent, après une gestation de l'ordre de 9 mois. L'espèce est classée en danger critique d'extinction. En effet, si elle comptait environ 100 000 individus il y a 20 ans, la déforestation intense, le braconnage et surtout des maladies telles une forme du virus HIV,
la malaria et surtout Ebola ont décimé les populations de gorilles. Le saviez-vous? Les gorilles sont des animaux très forts. Un gorille élégant félin aux longues pattes a des griffes comme tous les grands chats, mais c'est le seul qui ne peut pas les rétracter. Le guépard vit en petits groupes constitués de femelles avec les adolescents et les bébés, tandis que les mâles vivent soit en solitaire. Primates d'Amérique du Sud. Le singe hurleur noir est le plus grand primate d'Amérique du Sud, les grands mâles pouvant mesurer 70 cm, outre une queue de même longueur, et peser près de 7 kg. Son habitat est étendu zone de forêt tropicale ou sèche ou encore savanes arbustives, de sorte que la survivance de l'espèce n'est pas, à ce jour, un sujet d'inquiétude. Les mâles adultes ont une fourrure noire tandis que le pelage des femelles et des jeunes est de couleur beige-brun. Le singe hurleur noir est arboricole et exclusivement végétarien. Il se nourrit de feuilles, accessoirement de fruits et de fleurs, qu'il trouve dans la canopée. Il ne descend à terre que pour boire en période de sécheresse lorsque les feuilles ne lui procurent pas assez d'eau. Le singe hurleur noir possède une longue queue préhensile dont il se sert comme d'un sème-membre, car sa partie inférieure est dépourvue de poils, ce qui améliore la sensibilité de la queue et son adhérence aux branches des arbres grâce à un appareil vocal particulier. Le singe hurleur noir est capable de produire, à l'aube, des cris, hurlements et aboiements très puissants, s'entendant à plusieurs kilomètres, afin de marquer son territoire, autant sur le sol que dans les arbres. Ce lémurien, pesant entre 3 et 4 kg, possède une longue queue caractéristique avec 14 anneaux noirs, qui lui sert non seulement quand il se déplace dans les arbres mais aussi pour envoyer des signaux visuels aux autres membres du groupe, selon la façon de la faire bouger. Très agile, le makikata peut faire de très grands bonds de plusieurs mètres. Il passe autant de temps au sol que dans les arbres, se nourrissant de fruits et de feuilles. Les mâles s'affrontent à coups d'odeur corporelle, produite par des glandes situées sous les avant-bras et près des parties génitales. Le mâle qui émet les plus fortes odeurs emporte les faveurs des femelles, lesquelles dominent les mâles et restent dans leur groupe de naissance. Les mères portent leur nouveau-né sur le dos mais, malgré les soins qu'elles leur apportent, seuls 40% des... Il peut avaler de vieilles chaussures. Son nom vient d'un mot arabe signifiant « calme » ou « ermite ». Pourtant il vit en grande colonie, dans presque toute l'Afrique et ce n'est donc pas une espèce menacée. Cette grande cigogne mesure 1 m50, pèse jusqu'à 9 kg et a une envergure énorme, de l'ordre de 2 m50 à 3 mètres, battant presque le condor. Il mange presque tout, surtout des charogners, comme les vautours. Il a une tête et un cou nu, ce qui est plus pratique pour enfoncer la tête dans les carcasses sans salir ses plumes. Il colonise aussi les décharges près des villes, mangeant les ordures et ayant donc une fonction sanitaire très utile. Son estomac est si solide qu'on l'a vu avaler de vieilles chaussures, des pièces de métal, même un couteau de boucher. Et survivre. Il vit dans des zones humides ou semi-désertiques et compte 1 mètre de limitation. C'est l'oiseau qui est capable de dire distinctement « Jaco est content » et plein d'autres phrases et bruits divers, ce qui en a fait l'un des perroquets les plus populaires comme animal de compagnie. Très intelligent, au même niveau que les dauphins, les chimpanzés, les bébés humains. Le perroquet Jaco a été étudié intensivement. Certains spécimens avaient un vocabulaire de 950 mots mais, de plus, étaient capables de les associer logiquement, avec du sens. Capables aussi de coordonner, à deux, des actions, tirées sur des ficelles entraînant un mécanisme, pour obtenir de la nourriture. C'est un maître de l'imitation, capable non seulement de répéter des mots, mais aussi toutes sortes de bruits, de mélodies qui depuis des siècles ont émerveillé les hommes. Ainsi, les Romains accordaient plus de valeur à un jaco parlant bien qu'à un couple d'esclaves. La population sauvage de perroquets jaco a beaucoup souffert des captures et du commerce né de leur talent. L'espèce est devenue vulnérable. Heureusement, l'oiseau est maintenant abondamment élevé en Europe et aux USA, ce qui réduit la pression sur la population. Double corne aussi pour les phacochères, qui broutent à proximité du rhinocéros et ont en commun avec celui-ci d'avoir une assez mauvaise vue, mais un excellent odorat et une ouïe très fine. Cet étrange mélange de cochon et de sanglier n'a de poils que sur la tête, ce qui l'oblige à se rouler dans la boue pour se protéger des brûlures du soleil africain. Il semble beaucoup un oiseau imposant. C'est un très grand pélican, 1 m60 de long et 2 m60 d'envergure, au vol lent et majestueux,
Vivant dans les zones humides d'Afrique et d'Europe du Sud-Est, on en trouve en particulier une très grande population dans le delta du Danube. Volant avec le cou replié en S, comme les hérons, on dirait des hydravions quand ils amérissent sur les plans d'eau, en freinant avec leurs pattes palmées. Leur nourriture principale est le poisson qu'ils pêchent en groupe, formant des demi-cercles et débusquant leur proie en avançant tous ensemble. En dessous du bec, il y a une poche de peau très extensible, le sac gulaire, caractéristique des pélicans. Chez le pélican blanc, cette poche est d'une belle couleur jaune. Ouvrant donc son bec au ras de la surface, le pélican drague l'eau en utilisant sa poche comme une épuisette. Malheur au caneton qui se trouverait sur son passage, il serait avalé aussi, mais d'abord, n'allez pas croire qu'il est sale, ce rhinocéros. C'est vrai qu'il est bien plus gris que blanc. Mais, en fait c'est son nom lui-même qui fait tache. Les colombeurs d'Afrique du Sud, d'origine hollandaise, elles rappelaient un thé, wishdlip, ou lèvres larges. Ce sont les Britanniques qui ont mal interprété wished en white, et voilà pourquoi, la nuit comme le jour, tous les rhinocéros blancs sont gris. De tous les rhinos du monde, ceux d'Asie, Java, Sumatra, Inde, etc. Plus les Africains, noirs et blancs, c'est celui-ci qui est le plus grand, avec une taille qui varie de 3,7 à 4,2 mètres. Il peut peser jusqu'à 3,000 kg et vit une cinquantaine d'années. Si on le laisse vivre, puisque les braconniers chassent le rhinocéros pour les supposées vertus thérapeutiques et aphrodisiaques de sa corne. Jusque dans les trophées empaillés des musées. L'espèce n'est pas réellement menacée, mais sa population diminue, elle n'est plus que de 500 individus. Une hiérarchie de domination. Le singe écureuil du Pérou, aussi appelé sapajou à tête noire, est un petit primate vivant dans les grandes forêts pluviales de l'Amazonie, souvent le long des cours d'eau. Il mesure environ 30 cm avec une queue encore plus longue, 36 cm, pesant, à l'âge adulte, de 700 gr à 1 kg selon le sexe, les mâles étant plus gros. Leur espérance de vie est d'une quinzaine d'années. Arboricoles, les saïmiris du Pérou s'activent le jour, mangeant des insectes, surtout des vers et des chenilles, mais aussi des fruits et des graines. Ils se constituent en groupes de plusieurs dizaines d'individus, mâles et femelles mélangés, avec une hiérarchie de domination, plus marquée chez les mâles que chez les femelles. Les mâles juvéniles forment des petits clans et essaient de s'intégrer dans des groupes existants pour renverser le pouvoir des plus anciens. Dans le groupe, ce sont cependant les femelles qui sont les plus grands des gibbons. Ces superbes singes font partie de la famille des gibbons, ces primates d'Asie qui ont de longs membres, en particulier leurs bras, minces et souples. Ils n'ont toutefois pas de queue. Ce sont les plus grands des gibbons mais de constitution assez légère vu qu'ils se déplacent avec une extraordinaire agilité en se balançant de branche en branche, capables de sauter et de bondir vers un autre arbre à plusieurs mètres de distance. Difficile de les attraper pour un éventuel prédateur. Leur corps est couvert de poils noirs, sauf la face. Ils se nourrissent surtout de feuilles et de fruits, des figues sauvages, mais aussi d'insectes et d'œufs. Ils sont très bruyants, ayant en particulier une poche à hauteur de la gorge qu'ils peuvent gonfler spectaculairement, jusqu'à être aussi grosse que leur tête, et qui sert de caisse de résonance quand ils poussent leur besoin d'eau pour se protéger. Cette petite antilope à la robe brune, striée de quelques fines bandes blanches avec un croissant blanc sur la poitrine, vit dans les grandes forêts marécageuses de l'Afrique centrale et de l'Est. Seul le mâle porte des cornes. Le citatinga a besoin d'eau pour se protéger car, en cas de danger, il s'immerge complètement et ne laisse dépasser que ses narines à la surface. Ce comportement semble être inné et non appris car on l'observe sur de jeunes citatingas nés en captivité et qui n'ont pu apprendre par leur mère cette tactique de défense. À l'inverse, quand c'est un crocodile qui approche, il bondit sur la berge et s'encourt. Au bout de ses fines pattes, le citatinga a deux sabots assez écartés ce qui indique bien son adaptation à un milieu marécageux car c'est l'antilope qui se déplace le plus vite dans l'eau. Sa fourrure constitue un excellent camouflage. Le vari noir et blanc est, comme le vari rouge, un grand lémurien mesurant environ 50 cm avec une longue queue noire de même longueur que le corps. Sa fourrure constitue un excellent camouflage dans les arbres où il vit, se nourrissant essentiellement de fruits et de feuillage. Ces animaux fabriquent de véritables nids pour dormir. Les femelles constituent le noyau du groupe et participent activement à la défense de leur territoire.
Les varis noirs et blancs vivent dans les îlots de forêt pluviale subsistant à l'est de Madagascar. Comme tous les lémuriens et autres animaux endémiques de cette grande île, ils sont en danger critique d'extinction en raison de la destruction de leur habitat. Des mesures de protection ont été prises à Madagascar et des programmes de reproduction européens et américains, auxquels PERI-DESA participe. Ce lémurien roux-rouget, exclusivement arboricole. Ce magnifique lémurien, endémique de la grande île, est exclusivement arboricole. Dans la lumière du soleil, son pelage roux-rouge semble être de feu. Il se nourrit essentiellement de fruits et de feuilles. Le vari rouge mesure environ 50 cm mais il a une queue de la même longueur. Son poids peut atteindre 4,5 kg. Il pousse des cris puissants, lesquels, avec ses traces olfactives, lui permettent de marquer son territoire. Le vari rouge étant très menacé, des efforts sont maintenant engagés pour établir des zones de protection de son habitat, à Madagascar. En outre, pour les animaux dans les jardins zoologiques, un programme européen est mis en place afin d'éviter la consanguinité. Dans ce cadre, PERI-DESA s'est vu confier un groupe de mâles célibataires qui pourront être transférés dans différents parcs, lorsque des femelles seront disponibles pour la reproduction. Une vache aux énormes cornes. De la même famille que le zébu africain, cette race de bovidés fut une des premières domestiquées, il y a déjà 3000 ans. Elle n'a pas la bosse du zébu mais la vache watusi est remarquable surtout par ses énormes cornes qui peuvent avoir chacune, à leur base, une circonférence de 50 cm et une longueur record de 1 m 50. Cela fait au total une fameuse envergure. C'est une race résistante à de nombreuses maladies du bétail et peu exigeante en nourriture. Elle peut survivre à la sécheresse et constitue donc, avec des races cousines, Boran, Nguni, un élément essentiel de subsistance pour de nombreuses tribus de l'Afrique de l'Est, au Rwanda, au Burundi, au Kenya et en Tanzanie. Certaines tribus boivent, pour se nourrir, non seulement son lait mais aussi son sang, prélevé par une petite entaille dans une veine du cou, sans risque pour la vie de cette vache qui est la richesse et la fierté de son propriétaire. Vous verrez le haut enclos près du grand restaurant africain, mais elles, vous les verrez de loin. Les vaches watusi sont impressionnantes par leurs grandes cornes jusqu'à accent grave 2,50 mètres d'envergure, et aussi par leur poids 500 000 kg, pouf une hauteur au garrot de 1,70 mètres. Originaires des savanes africaines de l'Ouganda et de la Tanzanie, elles sont le résultat d'un croisement entre le zébu et le bœuf du Nil. Il y a des milliers d'années. Comme les zébus, elles ont d'ailleurs une bosse sur le dessus des épaules. Les Masaï et les Watusi les ont domestiquées et les vénèrent à l'égal des vaches sacrées indiennes. Leur grand troupeau provoque un surpâturage dommageable pour les antilopes, les zèbres. Ces dents, qui ont jusqu'à 6 cm de long, sont capables de mordre avec une pression de plus de 300 kg. Bien utile quand il s'agit de se trouver 7 kg de viande par jour pour nourrir sa masse de 250 kg de chair et de muscles. Mais le lion mâle est, on le sait, un roi fainéant qui ne chasse pratiquement pas et laisse ce soin à ses femelles, plus petites jusqu'à 140 kg pièce tout de même et dépourvues de crinière. Les lions vivent en groupe de 3 à une trentaine d'individus, comptant 1 à 7 mâles adultes et 1 à 18 femelles. Leur territoire de chasse peut couvrir jusqu'à 500 km². Leurs proies préférées sont les buffles, gnous, zèbres, antilopes, impalas, phacochères, girafes, plus rarement les éléphants, hippopotames et rhinocéros. Les lions sont très agressifs envers les hyènes, avec lesquelles ils sont en compétition pour la nourriture, comme avec les guépards. Ils ne chassent que pour renouveler leurs réserves de nourriture et, s'ils y ont vraiment faim, ils peuvent avaler jusqu'à 40 kg de viande en une fois. 30 kg pèse 0 pour les femelles. En Afrique, les lions sont encore de 16 à 30 000, dans une zone qui s'étend de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud. On les trouve sur 0 U dans les grands parcs nationaux, comme le Serengeti en Tanzanie. Par ailleurs, en Inde, on en dénombre encore quelques 400 spécimens. Enfin, rappelons qu'au Paléolithique, 35 000 en AV. J.C. Le lion vivait en Espagne et en France, comme en témoignent les peintures rupestres des grottes de Lascaux.
3 îlots pour une surface totale de 7,000 m², conçue comme leur modèle la petite île de Nosy Combat, au nord-est de Madagascar. Vous allez y découvrir l'univers très particulier des lémuriens. Lémurien est un terme familier, synonyme de prosimien, qui est le terme exact. Les prosimiens sont des primates différents des singes, appelés simiens en termes savants, et des hommes. Les lémuriens vivent dans les arbres des forêts humides. Animaux nocturnes, ils sont dotés de grands yeux globuleux. Seul le makikata fait exception puisqu'il vit la journée et se déplace en partie sur la terre. 90% des lémuriens vivent à Madagascar. Occupant des habitats divers dans le sud et le sud-ouest de l'île de Madagascar, le maki vit dans un grand nombre de zones protégées. Il n'empêche qu'on continue à le chasser et que son habitat est de plus en plus menacé. Cette espèce d'antilope est éteinte dans la nature depuis les années 70 à 80 et ne survit plus que dans différents zoos et parcs privés dans le monde. Des projets de réintroduction sont en cours dans des réserves situées dans son habitat d'origine, en particulier au Tchad. L'oryx algazelle mesure environ 1 m20 au garrot et porte de longues cornes minces et recourbées vers l'arrière, à l'image de ses épées orientales appelées cimeterres. Son pelage est blanc mais brun-roux sur la poitrine. Ce bel animal vivait en grands troupeaux dans les steppes arides du Sahel, au sud du Sahara. Capable d'augmenter sa température corporelle pour limiter la transpiration et de réduire le fonctionnement de ses reins pour diminuer ses urines et donc économiser l'eau, l'oryx algazelle est un herbivore frugal, pouvant survivre sans boire durant des mois. L'I est ainsi bien adapté à son environnement quasi désertique. L'I est très rapide à la course pour fuir ses prédateurs où il n'en subsiste plus que 250 individus adultes. Elle est donc en danger critique d'extinction. Elle se distingue par sa taille nettement plus petite et par la fréquence inhabituelle d'individus atteints de mélanisme, c'est-à-dire ayant une fourrure noire. Le léopard, en général, est un puissant félin qui peut avoir un pelage qui varie de couleur selon son habitat tacheté mais sur fond jaune pâle, doré ou presque brun. Il vit en Afrique mais il existe des sous-espèces de léopard en Asie, notamment notre panthère de Java, et dans quelques poches au Moyen-Orient, Oman, Iran. Excellent grimpeur et sauteur, capable de bonds de plusieurs mètres en hauteur et longueur, et aussi bon nageur, le léopard a un régime alimentaire essentiellement carnivore mais s'il le faut, il mangera aussi des insectes. Comme il vit en solitaire, contrairement au lion et aux hyènes, il met souvent ses proies à l'abri de ses concurrents en les hissant sur de hautes branches d'arbres. Pour ce faire, il montre une force extraordinaire, leur vitesse et leurs moyens de défense. Avec sa crinière et sa longue queue comme un cheval, sa tête et ses cornes comme celles du buffle mais ses pattes assez minces, comment classer le gnou? C'est en fait une antilope.
Le gnou vit en troupeaux immenses dans les plaines herbeuses de l'Afrique, se déplaçant chaque année, par millions, pour trouver de nouveaux pâturages. Chassés par les fauves, les jeunes sont particulièrement exposés. C'est pourquoi, à peine 3 minutes après leur naissance, ils sont déjà capables de courir à côté de leur mère. Lors de leur migration, ces grandes antilopes, environ 250 kg, affrontent de grands périls, notamment lors de la traversée des rivières où les attendent, invisibles dans l'eau boueuse, d'énormes crocodiles. Leur vitesse à la course, 30 à 40 km/h en vitesse de croisière avec des pointes de 100 km/h, est leur premier moyen de défense mais, pour chasser, les gnous peuvent aussi faire face, attaquer vigoureusement et charger un fauve avec leurs redoutables cornes pointues. Un animal présent en Afrique et à Madagascar. On l'appelle aussi sanglier rouge des rivières, c'est en effet un membre de la famille des suidés, c'est-à-dire des cochons. Il a un beau pelage roux et il aime l'eau, nageant donc très bien. Le potamochère vit dans les forêts et marécages de l'Afrique de l'Ouest et du Centre mais aussi à Madagascar, ce qui est curieux car il n'y est certainement pas arrivé à la nage. Il dort dans la journée et s'active la nuit, à la recherche de sa nourriture qu'il repère, comme beaucoup d'animaux nocturnes, grâce à un odorat très développé. Avec ses canines inférieures recourbées vers le haut, en forme de soc de charrue comme celle du sanglier, il déterre insectes et racines mais il mange en fait presque tout des champignons, des petits batraciens, des feuilles et des fruits. La femelle construit un nid douillet d'herbes et de feuilles, à l'abri d'un épais fourré où elle donne naissance à 2 à 4 petits qui ressemblent à des marcassins, avec des taches et des rayures qu'ils perdent. Le bison d'Amérique se trouve principalement en Amérique du Nord. Autrefois, de grands troupeaux de millions de ces puissants animaux vivaient dans la grande prairie américaine avec les Indiens. À partir du 19e siècle, les bisons ont été chassés. À grande échelle, presque jusqu'à l'extinction, si bien qu'au début du XXe siècle, il n'en restait plus que quelques centaines. Grâce à des mesures de conservation et à des programmes d'élevage, il a été sauvé de l'extinction. Les troupeaux paissent à nouveau dans les parcs nationaux et les réserves naturelles d'Amérique. Actuellement, on estime qu'environ 5000 d'entre eux vivent dans le parc national de Yellowstone. Le saviez-vous? Les bisons d'Amérique sont de très bons nageurs. Ils peuvent traverser une rivière à la nage sans dimère. Le morse est le plus grand mammifère marin, mesurant plus de 3,50 m et pesant près de 2 tonnes pour les grands mâles. Il vit le long des côtes bordant l'océan Arctique, en troupeau comptant parfois des milliers d'animaux, sous la surveillance de quelques mâles dominants.
Les morses se reposent sur les grèves rocheuses, les plages de galets et les icebergs, toujours prêts à plonger en cas d'alerte, lorsqu'approche un ours blanc. Son autre prédateur est l'orque sans oublier, jusqu'au début du siècle dernier, l'homme qui l'a abondamment chassé pour sa graisse et l'ivoire. Ces mammifères carnivores originaires d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes mangent de tout. Des insectes, des vers et des larves de petits animaux aquatiques, des coquillages, des poissons, des grenouilles de petits mammifères tels les rats musqués et les mulots, tout en ajoutant à leur ordinaire, et selon les saisons, du maïs, des bailles, des fruits, des graines. Pourquoi l'appelle-t-on laveur? Parce que d'aucuns pensent que l'animal lave sa nourriture avant de la manger, ce qui est une interprétation inexacte de son comportement. Il mange souvent des animaux vivants dans l'eau et a l'habitude de frotter ses proies dans ses pattes. Le raton laveur est un animal plutôt nocturne, intelligent et curieux, vivant dans divers milieux. Les forêts, les zones marécageuses et les régions agricoles. Mais il colonise aussi les parcs et les banlieues des villes, se nourrissant alors dans les poubelles. Durant l'hiver, il réduit son activité et somnole sans vraiment hiberner, consommant la graisse qu'il a accumulée durant la belle saison. Dans la nature, il vit généralement entre 2 et 5 ans. L'espèce est commune et ne nécessite pas de protection. Elle a été introduite en Europe où elle menace la faune locale et est maintenant considérée comme espèce INVA. Ce cervidé des régions arctiques est appelé renne en Europe et caribou au Québec. Animal robuste, capable de survivre par très grand froid, le renne peut peser 100 kg. Grâce à ses larges sabots, il marche aisément dans la neige ou la boue des sols qui dégèlent. C'est aussi un excellent nageur. Il se nourrit d'herbes, d'écorces et compagnie lichens et, selon les saisons, de grands troupeaux effectuent de longues migrations dans la toundra, en quête de nourriture. Contemporain des mammouths, le renne a survécu grâce à sa capacité à limiter ses dépenses énergétiques et à vivre sur ses réserves de graisse durant l'hiver polaire. Domestiqué dans le nord de la Scandinavie et en Sibérie, le renne sert d'animal de trait et permet aux peuples arctiques de survivre, grâce à son lait, sa viande, ses bois et sa peau. Son prédateur principal de Sibérie ou tigre de l'amour, du nom du fleuve frontalier entre Sibérie orientale et Mandchourie chinoise, est la plus grande sous-espèce de tigre, vivant dans le nord de l'Extrême-Orient essentiellement en Russie car les populations de Chine et de Corée ont pratiquement disparu. Ce tigre change de fourrure selon la saison en hiver, où il peut faire moins 50 C, elle est longue et épaisse et plus claire aussi pour un meilleur camouflage dans la neige en été où il peut faire plus 30 C, le pelage est plus fin et plus foncé pour se cacher dans les sous-bois des forêts de conifères, de chênes et... Le loup du Canada est une sous-espèce du loup gris, vivant dans l'ouest du Canada et en Alaska. Il présente, selon les régions, d'importantes différences morphologiques, couleur du pelage, notamment beige, gris, noir, et comportementales mais il s'agit toujours d'adaptations locales de Canilupus occidentali. Par rapport aux loups gris d'Europe, les loups du Canada sont généralement plus grands et plus lourds. Mais leurs pattes et leurs oreilles sont plus courtes, pour réduire la déperdition de chaleur dans le climat rude et très froid des hivers dans ces régions. En revanche, leur tête est plus large ainsi que les coussinets de leurs pattes, ce qui facilite leur déplacement dans la neige. Comme tous les loups, le loup du Canada chasse en meute, dirigé par un couple alpha et leurs descendants. Leurs proies sont les cervidés et même de jeunes bisons, dans le parc du Yellowstone, et également des proies plus petites lièvres, lapins, le manchot papou, qui appartient à la classe des oiseaux, se nourrit des poissons, mollusques et crustacés. Lors de la nidification, les manchots papous se rassemblent en grandes colonies pouvant regrouper PLIs de 2,000 individus. Une fois le nid construit par les deux parents, ceux-ci font preuve d'une grande territorialité et le défendent des congénères qui s'aventurent trop près. Le père et la mère assurant tous deux l'incubation des œufs, communiquent énormément entre eux. Quand l'un est de retour au nid après être parti se nourrir, il émet un cri bruyant très particulier pour prévenir l'autre parent qu'il est prêt à prendre la relève. Vous les retrouverez dans la grotte aux manchots, située dans la terre. L'ours blanc est le plus grand des ours et aussi le plus grand carnivore. Excellent nageur, on le voit parfois à plusieurs kilomètres en pleine mer, loin de la banquise. Ses proies favorites sont les phoques mais il mange aussi du poisson et s'attaque parfois aux belugas et aux jeunes morses.
L'ours a généralement 2 petites tous les 3 ans. Les oursons, nés dans une tanière, sont nourris pendant plusieurs mois du lait maternel très riche en graisse. Le réchauffement climatique, particulièrement marqué dans les régions arctiques, menace gravement l'espèce à cause du recul de la banquise qui réduit son territoire de chasse. On prédit même son extinction à la fin du siècle. Le titre des ambassadeurs de l'Arctique a été attribué à la Perry Desa Foundation par Polar Bear International, la plus grande organisation internationale de protection des ours blancs et de leur environnement. Recevoir ce titre d'ambassadeur de l'Arctique constitue par ailleurs un engagement. Perry Desa et la Perry Desa Foundation se sont engagés pour le futur des ours blancs en Arctique, ainsi que celui des autres espèces. Une championne de vitesse. Cette petite antilope, plus // 80 cm de haut et 130 cm de long, qui vit surtout en Inde est une championne de vitesse des pointes de 130 km/h, comme le guépard mais elle est beaucoup plus endurante. Marathonienne, elle peut courir à 50 km/h pendant 40 km, en faisant aussi des bonds de 2 mètres de haut et de 6 mètres de long, une athlète d'exception. Elle vit dans les prairies, les bois et les semi-déserts, en harde dirigée par un mâle dominant qui a un pelage brun noir et blanc différent de celui de la femelle, laquelle est brune. Le mâle porte de belles et longues cornes annelées et torsadées et marque son territoire par son crottin mais aussi par les sécrétions d'une glande près de l'œil qu'on appelle l'armier. Très craintive, cette antilope d'Asie fuit, vive comme l'éclair, au moindre soupçon de danger. D'anciens contes indiens racontent que seuls les nobles pouvaient chasser ce gibier non pas avec des chiens mais avec des aigles. Des guépards, on comprend pourquoi, puisque ces derniers sont les seuls à pouvoir espérer les rattraper depuis la saison 2017 des magnifiques orang-outans de l'espèce originaire du nord de la grande île indonésienne de Sumatra. L'autre espèce est endémique de Bornéo, moins menacée que celle de Sumatra qui est classée en danger critique d'extinction. On estime qu'il en subsiste à peine 300 individus dans la nature et qu'un millier disparaissent chaque année, victimes du braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacés notamment par d'immenses plantations de palmes. Avec l'éléphant d'Afrique, c'est le plus grand et le plus lourd mammifère terrestre du monde. Un mâle peut mesurer 3,50 m au garrot et peser jusqu'à 5 tonnes. Outre sa taille un peu plus petite, l'éléphant d'Asie diffère de son cousin africain par ses oreilles qui sont moins larges, sa trompe qui n'a qu'un doigt au lieu de 2, et 2 bosses au sommet du crâne. Seuls les mâles ont de longues défenses visibles. La trompe est un organe extraordinaire, résultat d'une fusion entre le nez et la lèvre supérieure souple et très sensible. Elle peut peser 100 kg et être animée par environ 150 000 muscles, les uns servant à la faire bouger dans tous les sens, les autres à contracter ou détendre les 2 conduits qui correspondent à nos narines. Vivant en groupes familiaux dirigés par une matriarche, les éléphants parcourent les forêts et les savanes à la recherche de leur nourriture, exclusivement composée de végétaux. Ils peuvent en avaler plus de 200 kg par jour. Dans le passé, ils vivaient dans toute l'Asie où ils étaient grandement respectés, mais, de nos jours, leur habitat naturel étant plus limité, seule une faible population survit encore à l'état sauvage.
Adorable et sociable. Plus petite que la loutre d'Europe mais moins rare, la loutre asiatique se trouve surtout dans le sud-est du continent, vivant dans les zones humides, les marais, les mangroves, les ruisseaux puisqu'elle se nourrit essentiellement d'animaux aquatiques. Les loutres asiatiques nagent très bien grâce à de petites pattes palmées mais munies de courtes griffes, comme leur nom anglais l'indique. Elles attrapent poissons, crevettes, plutôt avec leurs pattes qu'avec leur bouche, contrairement aux autres espèces de loutres. Elles sont très voraces, mangeant par jour l'équivalent du tiers de leur poids. Imaginez un homme de 60 kg mangeant 20 kg par jour. Ce sont des animaux très sociables, communiquant grâce à une large gamme de cris, formant des liens étroits entre eux et adorant jouer, ce qui est un comportement impuissant herbivore. Malgré ses cornes imposantes, le buffle d'Asie est un animal paisible, mastiquant son fourrage avec une sorte de résignation. Domestiqué depuis des milliers d'années, il a un rôle très important dans la vie rurale. Grâce à lui, le paysan peut labourer sa rizière même dans un terrain difficile, ce qu'aucun tracteur moderne ne pourrait faire, ou encore tirer des chariots ou transporter des charges. Il donne aussi du lait. C'est à la fois la vache et le cheval. Ce puissant herbivore, qui peut peser jusqu'à 900 kg et mesurer plus de 3 mètres, se plaît dans les milieux humides marais et lits de rivières où il passe les heures chaudes. C'est un excellent nageur. On trouve aussi des buffles domestiques en Europe du Sud, par exemple en Italie où est produite une mozzarella au lait de bufflone. Il existe encore une petite population de buffles asiatiques sauvages dans les marais et forêts du sous-continent indien et de l'Asie. Le varan de Komodo est la plus grande espèce de lézard au monde, mesurant jusqu'à 3,5 mètres et pouvant peser plus de 100 kg. Il n'a été découvert par la science occidentale qu'au début du XXe siècle en raison du relatif isolement de son habitat insulaire. Son air terrible, sa longue langue fourchue, ses griffes puissantes et sa démarche de reptile préhistorique lui ont valu son surnom de dragon. Mais il ne crache pas du feu. C'est un carnivore, surtout charognard mais qui se nourrit aussi de proies vivantes quand il peut les attraper. Capable de courtes pointes de vitesse, il chasse plutôt à l'affût, camouflé dans les taillis des savanes sèches surprenant singes, sangliers ou cervidés, voire chèvres et même buffles d'eau, soit il les assomme sur place soit leur inflige des morsures qui s'infectent à cause de sa salive et tue la proie quelques jours plus tard par septicémie. La femelle pond une vingtaine d'œufs qu'elle couve pendant de longs mois. Les jeunes varans commencent alors une vie périlleuse, se réfugiant dans les arbres pour échapper aux prédateurs, notamment les varans adultes. Il ne subsiste plus que 4 à 5 000 individus dans la nature et il est assez rare de les observer. C'est un singe très rare, en situation critique, qui ne vit que sur l'île indonésienne de Sulawesi, Célèbre. Les animaux hébergés à Péridesa font partie d'un programme européen de reproduction destiné à préserver une population saine et génétiquement variée au sein des différents jardins zoologiques du monde. Même s'il est essentiellement végétarien. Le macaque à crête mange parfois des animaux aquatiques comme des crabes et des escargots. Pour communiquer avec ses congénères, ce singe dispose, plutôt que d'une gamme de cris, d'un éventail d'expressions et de mimiques faciales, par exemple pour saluer, prévenir, intimider ou humilier l'autre. C'est un comportement fort intéressant à observer lorsqu'on se trouve en face de lui, derrière la vitre. Il est essentiellement végétarien. C'est un singe très rare, en situation critique, qui ne vit que sur l'île indonésienne de Sulawesi, Célèbre. Les animaux hébergés à Péridesa font partie d'un programme européen de reproduction destiné à préserver une population saine et génétiquement variée au sein des différents jardins zoologiques du monde. Même s'il est essentiellement végétarien, le macaque à crête mange parfois des animaux aquatiques comme des crabes et des escargots. Pour communiquer avec ses congénères, ce singe dispose, plutôt que d'une gamme de cris, d'un. Voici le porc-épic asiatique, reconnaissable à sa queue en forme de brosse. C'est l'animal qui possède les plus gros piquants à S. Il fait partie de la branche des istricidés de la famille des porcs-épics, qui vivent en Asie. Rongeurs qui n'aiment pas la lumière et se déplacent la nuit. Pas très vite avec une vitesse de pointe de 2 km. Un pelage reconnaissable. Le sanglier des Visayas est une espèce de suidé, famille des cochons endémiques de quelques îles des Philippines où il est en danger critique d'extinction. Il n'en subsisterait que quelques centaines à l'état sauvage.
mais des programmes de reproduction en captivité ont été mis en place avec succès. Le pelage de ce sanglier est gris-noir avec une bande blanche sur le groin. Le mâle a aussi une touffe de poils raides sur le crâne. Il peut peser jusqu'à 40 kg et mesurer 50 cm au garrot. Cet animal vit en petits groupes dans les forêts tropicales et les plaines d'altitude omnivores. Il se nourrit principalement la nuit, surtout de racines et tubercules, de graines et de fruits mais aussi de vers et d'insectes. Le groupe est composé de lait avec leurs marcassins et de mâles adultes. En périphérie du groupe, les vieux mâles sont solitaires après une gestation de l'ordre de 4 mois. La lait donne naissance à une portée de 3 à 4 marcassins dont le pelage juvénile est rayé, ce qui constitue un méga, ont intégré en 2015 leur nouveau séjour, le Temple des Tigres, un tout nouveau bâtiment qui est un hommage au Cambodge et qui contient plus de 10 000 m2 de pierres sculptées à la main. Les tigres blancs sont très rares, quelques centaines dans le monde. Ces tigres du Bengale présentent une anomalie génétique qui leur donne ce magnifique pelage. L'ours noir d'Asie est aussi appelé ours à collier à cause d'une bande de poils blancs sur la poitrine, en forme de V, qui contraste fort avec le noir de sa fourrure. Habitant les forêts des zones montagneuses, notamment dans l'Himalaya, il vit en altitude, 3000 mètres, en été et redescend dans les vallées pour hiberner. Un mâle adulte peut mesurer près de 2 mètres et peser 200 kg, la femelle étant plus petite. L'ours à collier est omnivore principalement végétarien, noix, fruits, racines, il mange aussi des insectes, abeilles et leur miel, de petits mammifères et oiseaux, voire des charognes et parfois, affamés, des animaux domestiques. Grâce à ses pattes antérieures puissantes et munies de longues griffes, c'est un excellent grimpeur, escaladant montagnes et grands arbres. L'espèce qui comprend quelques dizaines de milliers de spécimens répartis sur une grande zone géographique, est classé comme vulnérable en raison du déboisement de son habitat, de la chasse et des captures dont il est encore parfois l'objet pour la récolte de sa bile entrant dans la composition de médicaments traditionnels. Reptile. On l'a longtemps cru éteint. Il n'existe que 2 espèces d'alligators, celui d'Amérique et celui-ci, originaire de Chine, qui est beaucoup plus petit LMSO en moyenne, et plus rare. Ce reptile n'est connu des scientifiques occidentaux que depuis 1879 et on l'a longtemps cru éteint. Suite à la destruction de son habitat et la pollution des eaux, il n'en subsiste actuellement plus que quelques dizaines dans les étangs et lacs de l'estuaire du grand fleuve chinois, le Yangtze-Kiang. Heureusement, cet alligator se reproduit bien en captivité de plusieurs milliers de spécimens, mais il s'avère plus compliqué de le réintroduire ensuite dans la nature. L'alligator de Chine hiberne durant les mois les plus froids au fond d'un terrier creusé dans les berges. Dès qu'il fait plus chaud et que les jours rallongent, il se réveille et redevient un prédateur cypriniforme. Un poisson très coloré. Issu de sélection millénaire, d'abord en Chine, puis au Japon et ailleurs en Asie, la carpe koi est un poisson paisible, elle n'est pas agressive vis-à-vis des autres, et résistant. Contrairement à d'autres poissons, les carpes d'élevage conservent leurs caractéristiques sauvages et résistent mieux aux maladies. Herbivores, les carpes koi aiment les fonds sableux et vaseux, cherchant leur nourriture grâce à leurs barbillons, moustaches. La sélection par l'homme a créé des poissons très colorés dont certains sont très recherchés et vendus à des prix astronomiques, parfois jusqu'à 2 cents. 000 €.
Le record serait, selon Wikipédia, une carpe koi vendue en 2008 pour 347 000 €. Plus la température de l'eau est élevée, plus la carpe koi est active et vorace. En dessous de 6°C, elle entre dans une espèce d'hibernation de sorte que ce poisson est parfaitement adapté à nos climats européens, semblables à ceux de beaucoup de régions d'Asie orientale, Chine, Corée et Japon. Ces beaux poissons peuvent atteindre un poil de bonne augure et de sagesse. C'est la grande cigogne de chez nous et qui niche, en particulier, à Péridesa. Mesurant plus d'1 mètre, avec une envergure dépassant 2 mètres, c'est un oiseau capable de voler, lors de sa migration, jusqu'en Afrique pour fuir les rigueurs de nos hivers. La cigogne blanche est essentiellement carnivore mais son menu carné est très varié. Elle chasse au sol, dans la végétation basse des plaines herbeuses et dans l'eau peu profonde des zones humides. Elle ne craint pas l'homme et niche souvent sur le toit des maisons ou autres constructions. Près des villages on peut observer aisément ces grands nids de brachage où sont couvés, chaque année, généralement 4 œufs. Sa proximité avec l'homme et le fait qu'elle mange des animaux nuisibles a fait de la cigogne blanche un symbole de bonne augure et de sagesse, à l'origine de mythes très anciens. Et le sujet de fables bien connues, la cigogne et le renard, de Jean de La Fontaine, par exemple. Dans le nord de l'Europe est née aussi la légende que cet oiseau apportait les bébés, la plus grande des 15 espèces de grues. La grue antigone est non seulement la plus grande des 15 espèces de grues, mais aussi le plus grand oiseau volant du monde. Elle peut atteindre LM 80 de haut. Vivant essentiellement sur le sous-continent indien, il en existe aussi une sous-espèce dans le nord de l'Australie, sans doute issue d'une population y ayant migré dans le passé. Son habitat est constitué de zones humides, de marais et de rizières où elle trouve sa nourriture composée de tout ce qui vit dans ces eaux, poissons, amphibiens, crustacés mais aussi végétaux. Formant des couples unis pour la vie, ces oiseaux exécutent chaque année des parades nuptiales très élégantes, sautillant, dansant, battant des ailes. Elles poussent aussi des cris très puissants qui s'entendent à des kilomètres. Leurs nids peuvent être gigantesques, une accumulation de branches et de végétaux formant comme de petites îles de 2 mètres de diamètre. La population de ce magnifique oiseau a beaucoup décliné ces dernières années. La plus menacée des grues. Avec moins de 4,000 individus. Parmi les 15 espèces de grues, la grue de Sibérie est la plus menacée. Elle est même en danger critique d'extinction, sa population à l'état sauvage étant estimée à moins de 4,000 individus. Ce magnifique oiseau, si élégant dans son plumage blanc, avec la face rouge vif, comme les pattes, mesure LM 40. Il a un régime varié, constitué de végétaux mais aussi de poissons et, occasionnellement, de petits rongeurs qu'il trouve dans son habitat de prédilection des zones humides de la toundra sibérienne, durant la période de reproduction et de la Chine ou de l'Inde durant l'hiver. Comme toutes les grues, la grue de Sibérie se livre à une parade nuptiale complexe au cours de laquelle le couple danse, chante, sautille et tournoie. Son rapide déclin est principalement dû à la destruction de son habitat d'hivernage, en Chine et en Inde. Péridesa participe à un programme international de sauvegarde de l'espèce, précédemment en élevant des oiseaux pour assurer la diversité génétique, actuellement en aidant financièrement des programmes en Sibérie même. Elle plane grâce au courant chaud ascendant. La grue du Canada comprend 6 sous-espèces. Celle vivant à Péridesa, Grus canadensis pratensis, vit dans le sud-est des USA, d'où elle ne migre pas. Les sous-espèces plus nordiques migrent plus au sud en hiver. Ce grand oiseau, ayant une envergure pouvant atteindre 2,50 m, vole fort bien et peut aussi planer en utilisant les courants chauds ascendants, comme les grands rapaces. Avec son plumage gris, ses joues blanches et sa calotte de plumes rouges sur le front, la grue du Canada est un oiseau très élégant. Son bec est pointu et très puissant. La sous-espèce sédentaire de Floride et de Géorgie vit dans les zones marécageuses où elle trouve sa nourriture. Essentiellement végétarienne, elle mange aussi les insectes vivant dans ces eaux douces et calmes. Elle vit en groupe, les couples se formant à la suite d'une parade nuptiale élaborée, faite de danses et de cris échangés. La population des sous-espèces méridionales décline, ces dernières années, en raison de la destruction des marais pour créer des zones agricoles mais, globalement, l'espèce est encore nombreuse grâce aux populations plus nordiques. Ils vivent en petits groupes. La grue du Japon est l'un des plus grands oiseaux du monde. Mesurant environ 1,50 m de haut, son envergure,
de l'ordre de 2,50 m, est aussi spectaculaire. Son plumage est blanc, sauf le cou, la face et le bout des ailes qui sont noirs. Elle a, au-dessus du crâne, une zone de peau nu rouge vif, ce qui fait penser au drapeau japonais. Vivant en petits groupes, la grue du Japon est monogame et forme des couples pour la vie, après une parade nuptiale très élaborée et souvent reproduite dans l'art graphique d'Asie. C'est un sujet prisé, notamment dans la peinture chinoise et japonaise. Son habitat est constitué de zones humides et de marais profonds, mais elle a aussi besoin de prairies sèches pour construire son nid. Grâce à son long bec, elle harponne ses proies en marchant dans l'eau. Insectes, mollusques et crustacés, mais aussi bourgeons et bailles, en saison, lorsqu'elle migre en Sibérie et en Mongolie. La population japonaise, quant à elle, n'est pas migratrice. Les grues symbolisent la chance et la longévité dans les cultures de l'Asie. L'espèce est malheureusement rare et donc classée comme en danger. Capable de pousser des cris. Très puissant qui s'entend à des kilomètres. Avec son plumage gris perle, son cou blanc et une zone de peau nue de couleur rouge autour des yeux, la grue à cou blanc est un oiseau très élégant. On la rencontre dans les zones humides et les marais, dans les steppes, les forêts boréales et les vallées des grands fleuves. La grue à cou blanc y trouve sa nourriture, composée de tout ce qui vit dans ces eaux calmes: amphibiens, crustacés d'eau douce, insectes mais aussi végétaux. Comme la grue Antigone avec qui elle partage son habitat, la grue à cou blanc possède une trachée particulièrement longue et formant des circonvolutions, ce qui lui permet de pousser des cris très puissants qui s'entendent à des kilomètres. La population de ce magnifique oiseau a beaucoup décliné ces dernières années, en raison de la destruction des marais pour créer des zones agricoles. Les feux de brousse dans les steppes et la chasse sont des menaces supplémentaires. On estime à environ 6,000 individus la population de grues à cou blanc encore existante dans la nature. L'espèce est donc classée comme vulnérable. Le mâle et femelle dansent ensemble. La grue à cou noir est la seule espèce de grue à vivre en haute altitude. Elle niche sur les hauts plateaux jusqu'à 5,000 mais migre, une fois l'hiver venu, dans des vallées où le climat est plus doux. Oiseau emblématique de l'état du Jammu et Cachemire, en Inde, la grue à cou noir est également un oiseau sacré dans les cultures bouddhistes, respectueuses de la vie sauvage, en particulier au Tibet, en Chine et au Bhoutan. Elle est reconnaissable à son cou et sa tête, noire avec une zone de peau nue rouge sur le front, contrastant avec le plumage clair du corps, sauf les plumes de la queue qui sont aussi noires. Son alimentation est variée. En effet, elle mange à peu près tout ce qu'elle peut trouver dans son habitat montagneux: racines mais aussi petits rongeurs, oiseaux, reptiles, amphibiens ainsi que poissons et crustacés des lacs et marais d'altitude. Les couples se forment après une parade nuptiale au cours de laquelle mâles et femelles dansent ensemble. La destruction des zones humides des vallées basses où elle passe l'hiver a entraîné un déclin de l'espèce qui ne compte plus qu'entre 8,000 et 10,000 individus. Tapis au fond de l'eau. La salamandre géante de Chine, avec celle du Japon et d'Amérique du Nord, le plus grand amphibien du monde. Sa taille est de l'ordre d'1 mètre mais il existait, il y a peu, des spécimens mesurant jusqu'à 1,80 m. Elle possède une peau brunâtre avec des taches sombres, recouverte d'un mucus visqueux. Cette peau joue un rôle essentiel dans l'oxygénation de cette salamandre qui ne possède guère de branchies et dont les poumons sont peu efficaces. Elle respire donc en grande partie par la peau et, pour en augmenter la surface, elle a des plis le long de ses flancs.
La salamandre géante vit dans les eaux vives des fleuves et des rivières ainsi que dans les lacs et marais d'eau douce d'une grande partie de la Chine continentale. Exclusivement aquatique, elle se tapit au fond des eaux, à l'affût de proies. Elle mange des crustacés, de petits poissons, des grenouilles passant à sa hauteur en les aspirant littéralement dans sa large gueule. La femelle pond de longs rubans de centaines d'œufs que le mâle emporte et va féconder dans un trou, veillant ensuite sur sa progéniture jusqu'à éclosion. Excessivement chassée pour sa chair, l'espèce est en danger critique, fois appelée chat-ours. Ce mammifère vit dans les arbres des grandes forêts, de l'Assam indien à l'Indochine et jusque dans l'archipel indonésien. Son régime alimentaire est omnivore s'il attrape parfois de petites proies, comme des rongeurs ou même du poisson, il mange surtout des végétaux, en particulier des fruits dont il dissémine les graines dans ses déjections. On pense que la femelle serait capable, faculté rare chez les mammifères, d'adapter le développement de ses embryons aux périodes d'abondance alimentaire. Très habile à grimper aux arbres, le binturong, nom d'origine malaise, est même capable de se déplacer le long des branches la tête en bas. Il possède une queue préhensile, aussi longue que son corps, qui lui assure une bonne prise. Il possède aussi des glandes à muscles dont l'odeur, dit-on, ressemble à celle du popcorn chaud. Actif surtout la nuit, il dort roulé en boule dans le creux des branches. L'espèce est en relatif danger à cause de le cerf. Cochon fonce tête baisée. Le cerf-cochon est une petite espèce de cervidé mesurant 70 cm au garrot et pesant environ 50 kg. Il doit son nom à son comportement en cas de fuite au lieu de sauter au-dessus des obstacles. Comme la plupart des cervidés, le cerf-cochon fonce tête baissée, passant sous les obstacles, à la manière d'un sanglier. S'il vit parfois en petits groupes, il ne forme pas de hardes soudées ainsi, en cas de danger, l'animal pousse une sorte de sifflement ou d'aboiement d'alerte et fuit ensuite dans toutes les directions plutôt que de rester groupé. Il vit dans les plaines herbeuses humides, dans les piémonts, le long des rivières, broute en feuilles, tiges, bourgeons et fruits. Actif surtout au crépuscule, plus rarement le jour ou même la nuit, en saison des pluies. Ses prédateurs naturels sont le tigre, le léopard, le dhole, chien sauvage d'Asie, voire le python birman. Activement chassé par l'homme, le cerf-cochon est probablement éteint en Chine du Sud-Ouest, au Vietnam, Laos et Birmanie. Il subsiste au Cambodge mais ses effectifs sont en déclin partout et il est classé S. Originaire des zones marécageuses du nord et du centre de la Chine, cette grande espèce de cerf est malheureusement complètement éteinte. À l'état sauvage, on ne le trouve qu'en captivité. Il fut découvert, pour l'Occident, en 1865 par le père Armand David, un missionnaire et naturaliste français qui les aperçut dans le parc impérial de chasse, près de Pékin. Avec beaucoup de difficultés, quelques spécimens furent transférés en euro-PE, sauvant ainsi l'espèce, ce qui sauva l'espèce car le stock du palais impérial fut décimé par une inondation puis tué et mangé par les troupes japonaises et européennes durant la guerre des Boxers. Au tournant du XXe siècle, les 18 animaux adultes survivants dans des zoos européens furent confiés au duc de Bedford qui assura leur reproduction dans son domaine de Woburn Abbey. Tous les cerfs du père David existant dans le monde à ce jour, environ 2000 spécimens, proviennent de cet élevage. Ayant récupéré quelques spécimens, la Chine tente de réintroduire l'espèce dans son habitat d'origine. Le saviez-vous? En avril 2020, un cerf du père David est né à Péridesa. C'est une excellente nouvelle pour la préservation de la diversité génétique de cette espèce éteinte dans un des seuls canidés qui hiberne. Le chien vivérin est un mammifère de la famille des canidés, originaire de l'Asie orientale. Il ressemble fort, par sa fourrure, au raton laveur et, par sa silhouette, à un petit renard un corps long et fin, en moyenne 80 cm, des pattes assez courtes, une queue de 15 à 25 cm. Ayant une abondante fourrure de poils longs et souples, il a été intensivement élevé, notamment en Europe et en Russie, où il s'est ensuite répandu de manière invasive à cause d'individus échappés ou relâchés pour augmenter la production. C'est un carnivore opportuniste. Il mange tout ce qu'il trouve, petits mammifères, oiseaux, œufs, reptiles, poissons mais aussi des baies ou champignons. Actif surtout au crépuscule et durant la nuit, il est plutôt solitaire. C'est le seul canidé qui hiberne, parfois quelques jours seulement, lorsque la température descend en dessous de -5 C. Il habite les lisières des forêts,
les sous-bois épais et les zones humides, en plaine, mais jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Grâce à ses griffes, il grimpe aux arbres, il nage aussi fort bien. La femelle mets bat une portée de 5 à 7 chiots, il est remarquable pour la longueur de ses bras et de ses mains. Le gibbon à joues jaunes, comme toutes les espèces de gibbons, est remarquable pour la longueur de ses bras et de ses mains, proportionnellement à son corps et à ses jambes. Il vit dans les forêts primaires de basse et moyenne altitude, se déplaçant avec une agilité extraordinaire de branche en branche dans la canopée, ne venant que rarement au sol actif le jour, se nourrissant essentiellement de fruits et de pousses. Le gibbon à joues jaunes est monogame, il forme, avec une femelle et 2 ou 3 jeunes, un groupe familial stable, régnant sur un territoire de quelques kilomètres carrés. Après une longue gestation de 7 mois, né un jeune allaité par la mère et élevé par les 2 parents, le jeune reste parfois 6 à 8 ans avant de quitter le groupe pour fonder une nouvelle famille. À la naissance, ce singe a un pelage jaune clair qui devient noir au bout de quelques mois, sauf les joues qui restent jaunes. Toutefois, la fourrure des femelles arrivées à maturité sexuelle redevient jaunâtre, avec une petite crête de poils noirs, en harmonie avec la coloration du pelage des. Ils sont très agiles et rapides dans les terrains accidentés. Le goral gris ou goral de Chine est une espèce de chèvre vivant dans les montagnes et au plateau d'Asie du Sud-Est et dans une grande partie de la Chine. De petite taille, mesurant à peine 80 cm à l'épaule, cet ongulé est solidement bâti, couvert d'une fourrure épaisse d'une couleur variant du gris au brun. Mâles et femelles ont de courtes cornes recourbées vers l'arrière. Actif à l'aube et au crépuscule, très agile et rapide dans les terrains accidentés, il se nourrit des divers végétaux, noix et fruits qu'il trouve dans son habitat montagneux. Il reste au calme dans la journée, parfaitement camouflé au milieu des rochers, à l'abri de ses prédateurs, tels le loup et le léopard. Il est toutefois classé comme espèce vulnérable car l'homme le chasse excessivement pour sa viande et sa fourrure. Le goral gris vit en petits troupeaux de 4 à 12 individus, les mâles plus âgés étant solitaires. Au printemps, la femelle donne habituellement naissance à un chevreau, parfois 2, capable de marcher peu après sa naissance, qu'elle allaite et protège pendant l'hiver jusqu'au. Son pelage gris bleuâtre est un bon camouflage contre ses prédateurs. Le grand baral ou mouton bleu est une espèce de caprin vivant dans les chaînes montagneuses et les hauts plateaux de l'Asie, du Pakistan à l'ouest au Tibet et Qinghai, à l'ouest de la Chine. Il occupe les pentes herbeuses et les falaises entre 2000 et 5000 mètres, voire plus, se nourrissant de graminées, de diverses plantes vivaces d'altitude et de lichens. Mâles et femelles ont un même pelage gris bleuâtre, parfois plus clair, avec l'avant des pattes noires, les genoux et le ventre blanc. Le mâle a des cornes recourbées vers l'arrière pouvant atteindre 80 cm tandis que les cornes de la femelle ne dépassent pas 20 cm. Les femelles vivent en groupe, loin des mâles, sauf pendant la période du rut. Elles n'ont, par portée, qu'un seul petit. La couleur de leur fourrure est un bon camouflage dans un environnement rocheux en cas de danger. Le grand baral s'immobilise pour ne pas être repéré s'il l'est, il s'enfuit en escaladant avec agilité les parois montagneuses. Ses prédateurs, à part l'homme qui le chasse, sont. Ils vivent en groupe, dirigés par une femelle. Le langur de François, du nom d'un consul de France Auguste François, 1857 à 1935, en poste dans le sud de la Chine de 1899 à 1904, est un primate à la fourrure d'un noir soyeux qui possède, comme signe distinctif particulier, une bande de poils blancs ressemblant à de longs favoris. Il vit dans les collines karstiques de cette région d'Asie, en bande d'une douzaine d'individus en moyenne. Ce sont les femelles qui dirigent le groupe et élèvent en commun les jeunes. Pour dormir à l'abri des prédateurs, ces singes se réfugient dans les nombreuses grottes creusées par les pluies dans les falaises de calcaire en contrebas, s'étendent les épaisses forêts où les langurs de François trouvent leur nourriture essentiellement des feuilles, des bourgeons, écorces et racines qu'ils assimilent grâce à leur estomac complexe. Une chambre où des colonies de bactéries dégradent les végétaux broyés par les dents et mêlés de salive. Une deuxième chambre avec des sucs gastriques acides, comme chez beaucoup d'autres mammifères. Il ne subsiste plus guère que 2000 langurs de François dans la nature à cause de la destruction de leur habitat ainsi que de la chasse alimentant la pharmacopée. Ils se distinguent par une bande noire partant de l'œil jusqu'à la nuque.
Le loriot de Chine se distingue des autres espèces de loriot, au plumage essentiellement jaune, par une bande noire partant de l'œil jusqu'à la nuque. La femelle a une livrée jaune moins vive, plus olivâtre. Cet oiseau occupe un très vaste habitat en Asie, à l'exception des zones semi-arides et désertiques de l'ouest du continent. Les populations du nord de la Chine et du sud de la Sibérie migrent vers des zones plus clémentes en hiver, jusque dans le sous-continent indien. Celles de l'Asie du Sud, Indochine, Indonésie, Philippines, sont plutôt sédentaires. Le loriot de Chine vit dans les forêts et les plantations, en plaine et dans les collines ainsi que dans les mangroves. Il se nourrit d'insectes, de larves et de fruits figues, papayes et mangues. C'est pourquoi les producteurs de fruits le considèrent souvent comme une nuisance. Il est aussi capturé comme oiseau chanteur en raison de ses vocalisations harmonieuses. Toutefois, vu sa vaste aire de distribution, il ne mesure qu'une quinzaine de centimètres. Le Léotrix jaune est une espèce de petit passereau originaire d'Asie, appelé aussi rossignol du Japon, ce qui est impropre car cet oiseau n'est pas originaire de l'archipel nippon. Il mesure une quinzaine de centimètres pour un poids de l'ordre de 25 gr. Son plumage est coloré, gris-olive avec une gorge jaune-orange, le bord des ailes strié de jaune et de rouge et un bec rouge. Sa queue est légèrement fourchue. Il se nourrit de petits invertébrés, insectes, vers, chenilles ainsi que de baies qu'il déniche dans les sous-bois des forêts de son habitat. Il s'est acclimaté aisément dans d'autres régions du monde, au Japon, à Hawaï et aussi en Europe, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, en Picardie, en Italie et en Catalogne. On surveille son éventuel impact sur la faune aviaire indigène, les concurrents immédiats du Léotrix jaune étant le rouge-gorge et la fauvette à tête noire. Il a un chant mélodieux, assez complexe, comportant une... Il vit dans les hautes montagnes de l'Asie. Ce magnifique félin est un animal des hautes montagnes de l'Asie, capable de vivre en altitude et d'y supporter les durs hivers grâce à son épaisse fourrure. Son pelage gris-crème avec des taches jaune pâle et beige entourées d'un anneau noir constitue un excellent camouflage, particulièrement dans les sous-bois neigeux en hiver. Ses pattes sont larges avec des coussinets couverts de poils comme protection contre le froid. Le léopard des neiges peut mesurer plus des LM20, outre une longue queue d'1 mètre qui lui sert de balancier quand il se déplace en équilibre sur les arêtes rocheuses, à la poursuite de ses proies. L'été, il chasse mouflons et bouquetins sur les hautes montagnes. L'hiver, sangliers et petits animaux des vallées et forêts de plus faible altitude composent son menu. Très souple et puissant, le léopard des neiges est capable de bonds prodigieux grâce à des muscles en forme de ressort. La femelle donne naissance à une portée de 4 à 5 jeunes qu'elle élève dans une tanière, généralement un abri rocheux bien protégé. Fort L'animal avec le génome le plus simple de tous les mammifères. Ce petit cervidé d'Asie ne mesure qu'une bonne cinquantaine de centimètres au garrot. On l'appelle aussi cerf aboyeur en raison de ses cris impressionnants. Habitant les forêts humides du sous-continent indien et de l'Asie du Sud-Est, jusqu'à 2,000 m d'altitude sur les pentes des contreforts de l'Himalaya, le muntjak indien vit en petits troupeaux, marquant son territoire à l'aide des sécrétions d'une glande située près de l'œil. Le mâle possède de petits bois, d'environ 15 cm, et 2 canines supérieures bien développées qu'il utilise, comme des défenses, lors de ses combats territoriaux. Le muntjak indien est un herbivore mais il mange aussi des fruits sauvages et des champignons. Il y a 15 sous-espèces différentes de muntjak dont l'une a été introduite en Angleterre où elle prolifère au point d'inquiéter les scientifiques quant à l'équilibre de la biodiversité. Le muntjak indien a le génome le plus simple de tous les mammifères, 6 paires de chromosomes seulement chez la femelle. Première fois de votre vie, observez ce magnifique nounours noir et blanc, icône absolue de la lutte pour la sauvegarde de notre biodiversité, il n'en reste que 600 dans le monde. Pour héberger les pandas, PériDesa a reconstitué une montagne du Sichuan, une forêt de bambous et une grotte tapissée d'améthystes.
mange aussi des fruits, des œufs et des petits animaux, insectes, oiseaux et petits mammifères. Le panda roux est un petit carnivore qui se nourrit avant tout de pousses de bambou. Il vit donc volontiers dans les forêts de bambou du Népal et de Birmanie, entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. Il passe beaucoup de temps dans les arbres, il a l'habitude de se reposer, étendu sur le ventre, les quatre pattes pendantes. Le parida roux a des poils sur la paume de ses pattes, ce qui lui permet de ne pas glisser sur des branches humides ou sur la glace. Le taquin doré est un ruminant de la sous-famille des caprins, chèvres, qui vit dans les hautes montagnes. Avec son gros mufle, qui contribue à réchauffer l'air glacé des cimes qu'il respire, et ses petites cornes recourbées vers l'arrière, il ressemble un peu au gnou africain. Son pelage varie du blanc au beige brun presque noir, mais la sous-espèce présente à Peridesa, d'origine chinoise, Sichuan et Shaanxi, a une belle fourrure jaune dorée. Le mi-effilé de la toisofle d'or recherché par Jason et les argonautes se fonde peut-être sur celle du taquin doré. Pouvant mesurer plus de 2 mètres de long, avoir une hauteur au garrot de 1,30 m et peser jusqu'à 350 kg, cette grande chèvre des montagnes est extrêmement résistante. Vivant à des altitudes de 2,000 à 4,500 mètres, les taquins évoluent en petite harde en hiver, plus nombreuses en été, parfois en troupeaux de 100 individus. Cet animal résiste au froid grâce à des poils imperméables, lubrifiés par une huile que sa peau sécrète. Cette fourrure peut être épaisse de 25 cm sur la gorge et le cou, ce qui constitue une bonne protection. Le principal prédateur du taquin est l'homme, qui le chasse pour sa viande et sa fourrure. L'espèce est classée comme vulnérable. Le magnifique félin est un animal des hautes montagnes de l'Asie, capable de vivre en altitude et d'y supporter les durs hivers grâce à son épaisse fourrure. Son pelage gris crème avec des tacmes jaune pâle et beige anneaux tirés d'un anneau noir constitue un excellent camouflage, particulièrement dans les sous-bois neigeux en hiver. Ses pattes sont larges avec des coussinets couverts de poils comme protection contre le froid. Le léopard des neiges peut mesurer plus des 1,20 m, outre une longue queue d'1 mètre qui lui sert de balancier quand il se déplace en équilibre sur les arêtes rocheuses, à la poursuite de ses proies. L'été, il chasse mouflons et bouquetins sur les hautes montagnes. L'hiver, sangliers et petits animaux des vallées et forêts de plus faible altitude composent son menu. Très souple et puissant, le léopard des neiges est capable de bonds prodigieux grâce à des muscles en forme de ressort. La femelle donne naissance à une portée de 4 à 5 jeunes qu'elle élève dans une tanière, généralement un abri rocheux bien protégé. Fort chassé pour sa fourrure, ce superbe animal est sérieusement menacé, seuls quelques milliers d'individus subsistant encore dans la nature.
La panthère nébuleuse est un félin de taille moyenne qui doit son nom à son pelage constitué, sur le dos et les flancs, de grandes taches rectangulaires, aux bords sombres et flous, comme des nuages. Muni de pattes courtes et pété un isaflet, avec une queue aussi longue que son corps qui lui sert de balancier, cet animal est très agile. Son habitat de prédilection est constitué de forêts humides de plaine et des piémonts de montagne. On le trouve cependant aussi dans les forêts plus clairsemées. Et dans les mangroves. Ce félin n'est pas arboricole, se déplaçant principalement au sol et chassant au crépuscule ou à l'aurore. La panthère nébuleuse est exclusivement carnivore et ses proies vont de l'écureuil au cerf-cochon, qui a la taille d'un petit daim, et des singes aux oiseaux, attrapés à l'affût. C'est un animal très discret et il est extrêmement difficile de l'observer à l'état sauvage. Fort chassé pour sa peau et ses organes qui, en pharmacopée locale, sont un substitut de ceux du tigre, la panthère nébuleuse est une espèce vulnérable comptant moins de 10,000 individus encore dans la nature. Cet animal unique est parfaitement adapté à la vie dans les arbres, la tête en bas. Ses organes internes sont tournés à 135 pour éviter qu'il ne soit écrasé par ses lourds intestins. Le paresseux passe son temps accroché aux branches. Sa fourrure abrite quelques espèces cédéalgues qui y trouvent un environnement idéal, riche en nutriments et en humidité. En échange, le paresseux se sert des couleurs des algues, variant du vert au bleu comme camouflage pour se dissimuler des prédateurs tels que les aigles et les jaguars. En cas de confrontation, le paresseux est capable de se défendre d'une façon étonnamment rapide en utilisant ses griffes longues et pointues.
Futurs projets. Les futurs projets de Péridesa sont un nouveau monde tropical, de nouveaux logements, un parc aquatique et plein d'autres. De nouveaux logements. Les îles du soleil levant. Un parc aquatique. Trouvez Péridesa. Vous pouvez retrouver Péridesa sur leur site internet, leur application et leurs réseaux sociaux. Facebook http www. Facebook. Comme Jardin des Mondes. Instagram http www. Instagram. Comme Péridesa official. LinkedIn http bi. LinkedIn. Comme compagnie Péridesa. YouTube http www. YouTube. Comme Chanel/UCBES-O7ZP0AXX1 ou OX0G. TikTok http www. TikTok. Comme @official Péridesa. Lien du site http www. Péridesa. UFR événements events. Lien en description.